Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Chapitre 1. Son enfance et sa jeunesse. Il est difficile de déterminer si la civilisation asiatique ou européenne était supérieure. Les deux étaient si différentes qu'il est difficile de les comparer. La civilisation asiatique était caractérisée par la richesse, le luxe et la grandeur, tandis que la civilisation européenne était connue pour son énergie, son génie et sa force. D'une part, il y avait des villes gigantesques, des palais magnifiques et des jardins à couper le souffle qui émerveillaient le monde. D'autre part, il y avait des citadelles fortifiées, des infrastructures militaires telles que des routes et des ponts, et des villes bien protégées. Alexandre le Grand est mort jeune, à l'âge de 32 ans. Il a commencé sa carrière à l'âge de 20 ans et a passé 12 ans à marquer le monde de son empreinte. En comparaison, Napoléon a eu presque 3 fois plus de temps pour laisser son empreinte. Malgré la brièveté de la carrière d'Alexandre, il a accompli une série d'exploits impressionnants et audacieux. 6 exploits étaient si audacieux, romantiques et grandioses qu'ils ont émerveillé le monde à l'époque et continuent de captiver les lecteurs à travers les âges. La raison du succès d'Alexandre est sa personnalité. Il possédait une combinaison unique de qualités mentales et personnelles qui, tout au long de l'histoire, ont donné à ceux qui les possèdent une influence mystérieuse et presque illimitée sur ceux qui les entourent. Alexandre possédait ces qualités à un degré exceptionnel. Il avait une apparence attrayante et des manières charmantes. Il était énergique, en bonne forme physique et passionné par tout ce qu'il entreprenait. En même temps, il était calme, posé et attentionné dans les situations d'urgence qui nécessitaient de la prudence. Il était réfléchi et prévoyait les conséquences de ses actes. Il nouait des liens solides, appréciait les gentillesses qu'on lui témoignait et tenait compte des sentiments de tous ceux qui étaient liés à lui. Il était loyal envers ses amis et même généreux envers ses ennemis. En résumé, il avait un caractère admirable, bien qu'il ait malheureusement orienté son énergie vers la conquête et la guerre. Il a vécu à une époque où les possibilités de grandes réalisations personnelles et intellectuelles étaient limitées. Et il a assumé son rôle avec enthousiasme. La position qu'il occupait lui a permis d'avoir un impact considérable. De nombreux facteurs ont permis à Alexandre de mettre en valeur ses immenses capacités. Sa patrie était située à la frontière de l'Europe et de l'Asie. À cette époque, l'Europe et l'Asie étaient deux régions distinctes et différentes, avec leur propre société et civilisation. Le côté asiatique était habité par les Perses, les Mèdes et les Assyriens. Les Grecs et les Romains vivaient du côté européen. Ils étaient séparés par l'Hellespont, la mer Égée et la Méditerranée, qui constituaient une barrière naturelle entre les deux races. En conséquence, les deux races ont formé deux grandes organisations distinctes, très différentes l'une de l'autre, et sont donc devenues rivales et ennemies. Les Perses avaient de grandes armées, bien équipées avec des tentes de luxe, des chevaux magnifiquement parés, des armes de haute qualité et des officiers bien habillés qui vivaient une vie de luxe. En revanche, les Grecs et les Romains étaient fiers de leurs soldats disciplinés et endurants. Leurs officiers appréciaient la bravoure, la discipline et l'obéissance de leurs troupes, ainsi que leurs propres connaissances et compétences militaires. Par conséquent, les structures sociales et militaires de ces deux régions présentaient des différences significatives. Alexandre est né en tant que successeur au trône de l'un des royaumes grecs. Il fait preuve d'une énergie, d'une ambition et d'une expertise militaire remarquables, qui sont des traits communs aux Grecs et aux Romains. Il a formé des armées, est passé de l'Europe à l'Asie, et a passé 12 ans à mener avec succès des campagnes militaires jusqu'au cœur de l'Asie, où se trouvait le siège du pouvoir. Pendant cette période, il a vaincu les armées asiatiques, conquis des villes magnifiques et vaincu les rois, les princes et les généraux qui se sont opposés à lui. Le monde entier a été stupéfait d'assister à la remarquable série de victoires remportées par un jeune homme doté d'une petite armée.
Il a continuellement vaincu de nombreux ennemis et s'est emparé d'immenses richesses et splendeurs. Le père d'Alexandre s'appelait Philippe. Il régnait sur un royaume appelé Macédoine, situé dans la partie nord de la Grèce. La Macédoine était à peu près 2 fois plus grande que le Massachusetts et un tiers plus grande que New York. La mère d'Alexandre s'appelait Olympias. Elle était la fille du roi d'Épire, un royaume plus petit que la Macédoine et situé à l'ouest de celle-ci. Olympias était une femme au caractère fort et déterminé. Alexandre semble avoir hérité de son énergie, bien qu'il possède également d'autres qualités plus attrayantes que sa mère n'avait pas. En tant que jeune prince, il était bien sûr un personnage très important à la cour de son père. Tout le monde savait qu'il deviendrait roi de Macédoine à la mort de son père, et il recevait donc beaucoup de soins et d'attention. En grandissant, tous ceux qui le connaissaient ont remarqué qu'il possédait des qualités d'esprit et de caractère exceptionnelles, ce qui laissait présager, même à un jeune âge, qu'il accomplirait de grandes choses à l'avenir. Bien que prince, il n'a pas grandi dans le luxe et la faiblesse. Cela aurait été contraire aux croyances des Grecs de l'époque. Il n'avait pas d'armes à feu et, lors des batailles, les combattants ne pouvaient pas se tenir loin de l'ennemi et tirer calmement sur des fusils ou des canons, comme c'est le séas aujourd'hui. Dans les anciennes batailles, les soldats couraient l'un vers l'autre et se battaient au corps à corps. Ils utilisaient des épées, des lances ou d'autres armes nécessitant beaucoup de force physique. La bravoure et la force musculaire étaient généralement les qualités qui déterminaient l'issue de la bataille. Les responsabilités des officiers sur le champ de bataille étaient très différentes dans le passé et aujourd'hui. De nos jours, les officiers doivent être calmes, recueillis et silencieux. Leur rôle est de planifier, de calculer, de diriger et d'organiser. Parfois, il doit le faire dans des situations de grand danger. Il doit donc être calme et courageux. Mais il n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de force physique. Autrefois, la principale tâche des officiers, surtout ceux de rang inférieur, consistait à diriger les hommes et à leur montrer comment faire les choses en accomplissant eux-mêmes des actes impressionnants qui mettaient en valeur leurs grandes compétences. Il était très important que l'enfant qui deviendrait général soit fort et en bonne santé dès son plus jeune âge. Il devait être capable de faire face à des situations difficiles et fatigantes. C'était l'objectif principal pendant la première partie de la vie d'Alexandre. L'infirmière qui s'est occupée de notre héros lorsqu'il était bébé s'appelait Lanice. Elle a fait tout son possible pour qu'il soit fort et en bonne santé, tout en étant gentille et douce avec lui. Alexandre s'est pris d'affection pour elle et l'a très bien traitée de son vivant. Dans ses premières années, il a également eu un gouverneur nommé Léonatus, qui était responsable de son éducation. Dès qu'il fut en âge d'apprendre, un professeur, Lysimaque, lui fut assigné pour l'instruire dans les matières couramment enseignées aux jeunes princes de l'époque. Il n'y avait pas de livres imprimés à l'époque, mais il existait quelques écrits sur des rouleaux de parchemin que les jeunes érudits apprenaient à lire. Certains de ces hais écrits traitaient de philosophie, tandis que d'autres étaient des histoires romantiques, qui racontaient des histoires exagérées et embellies sur les héros de l'époque. Il y avait aussi des poèmes romantiques, plus romantiques que les histoires, mais portant généralement sur les mêmes thèmes. Les plus grandes œuvres de ce type sont les écrits d'Homère, un poète antique qui a vécu et écrit 400 ou 500 ans avant l'époque d'Alexandre. Le jeune Alexandre appréciait beaucoup les récits d'Homère. Ces histoires racontent l'histoire des courageux guerriers qui se sont battus pendant les 10 années du siège de Troie. Elles sont écrites de façon magnifique et puissante, avec des personnages étonnants et des descriptions détaillées d'aventures passionnantes et romantiques. Les gens de toutes les époques ont admiré ces histoires, pour autant qu'ils comprennent la langue dans laquelle elles sont écrites. Alexander pouvait facilement comprendre les histoires parce qu'elles étaient écrites dans sa langue maternelle. Il était très enthousiasmé par les histoires elles-mêmes et appréciait la douceur de la poésie utilisée pour les raconter. Vers la fin de sa scolarité, il a étudié sous la direction d'Aristote, un philosophe très respecté dans l'Antiquité. Aristote a fait faire une copie des poèmes d'Homère spécialement pour Alexandre. Il veilla à ce qu'ils soient écrits sans faute et avec élégance.
Alexandre emportait toujours cette copie avec lui lors de ses campagnes. Plus tard, alors qu'Alexandre conquiert les Perses, il acquiert un coffret d'une beauté et d'une valeur remarquables, qui fait partie du butin d'une bataille victorieuse. Ce coffret était à l'origine utilisé par le roi Darius pour ses bijoux ou d'autres trésors précieux. Alexandre souhaitait utiliser cette boîte pour conserver son magnifique exemplaire d'Homère. Il l'emportait toujours avec lui pour le protéger lors de ses futures campagnes. Alexandre était plein d'énergie, mais il avait aussi une nature réfléchie, ce qui est un trait commun à ceux qui atteignent la grandeur. Il aimait beaucoup les études dans lesquelles Aristote le guidait, même si elles étaient difficiles. Il a fait beaucoup de progrès en philosophie et en mathématiques, ce qui l'a aidé à devenir bien meilleur pour résoudre des problèmes mathématiques et prendre de bonnes décisions. Dès son plus jeune âge, Alexandre fait preuve d'une grande volonté de réussite. Son père, Philippe, était un habile soldat qui a conquis de nombreuses régions de la Grèce, sans toutefois s'aventurer en Asie. Lorsque les victoires de Philippe étaient annoncées en Macédoine, la joie et l'excitation gagnaient tous les autres membres de la cour. Mais Alexandre, en ces et à occasions, semblait pensif et déçu. Il se plaignait que son père conquiert tous les pays et le laisse sans rien faire. Un jour, alors que Philippe n'était pas en Macédoine, des ambassadeurs de la cour perse lui rendirent visite. Ils ont eu l'occasion de rencontrer Alexandre et de lui parler. Ils pensaient qu'il serait intéressé par la grandeur et l'extravagance de la monarchie perse. Ils avaient des histoires à lui raconter sur les célèbres jardins suspendus, créés par l'homme de manière spectaculaire, avec des arches élevées dans les airs. Ils lui ont également parlé d'une vigne d'or, ornée de pierres précieuses au lieu de fruits, qui servait de décoration au-dessus du trône où le roi de Perse tenait audience. Ils ont parlé des grands palais et des villes gigantesques des Perses, des fêtes somptueuses et des célébrations qui s'y déroulaient. À leur grande surprise, ils ont découvert qu'Alexandre n'était pas intéressé par ces questions. Au lieu de s'engager dans une conversation générale, il orientait systématiquement les discussions vers des sujets spécifiques. Il s'intéressait vivement à la disposition géographique des différentes régions perses, aux divers chemins pénétrant à l'intérieur de celles-ci et à la structure des armées asiatiques. En outre, il se concentrait sur leurs approches tactiques de la guerre. Plus important encore, il cherchait à obtenir des informations détaillées sur la personnalité et la conduite d'Artaxerxès, le roi de Perse. Les ambassadeurs ont été très surpris par les signes d'intelligence et de réflexion du jeune prince. Ils furent inévitablement amenés à faire des comparaisons entre lui et Artaxerxès. Ils dirent « Alexandre est exceptionnel, alors que notre roi est simplement riche. » Le jugement porté par les ambassadeurs sur les qualités du jeune Macédonien, comparées aux qualités hautement appréciées en Asie, s'est avéré vrai dans les réalisations ultérieures d'Alexandre. En fait, la façon dont Alexandre pensait et agissait, en étant à la fois calme et réfléchi tout en étant passionné et énergique, a été l'une des principales raisons de son succès. L'histoire de Bucéphale, son célèbre cheval, le montre très clairement. Ce cheval de guerre fougueuse avait été offert à Philippe alors qu'Alexandre était encore jeune. On l'emmena dans l'un des parcs du palais et le roi, accompagné de nombreux courtisans, alla le voir. Le cheval se pavanait d'une manière très furieuse et semblait totalement ingérable. Personne n'osait le monter. Philippe n'était pas content du cadeau. Il était plutôt contrarié parce qu'on lui avait donné un animal vraiment féroce que personne n'avait le courage d'essayer d'apprivoiser. Pendant que tous les autres critiquent le cheval, Alexandre reste calme et observe ses mouvements. Il analyse attentivement son caractère. Il s'est rendu compte que le cheval avait des difficultés parce qu'il se trouvait dans un endroit étrange et inconnu. Le cheval semblait également effrayé par sa propre ombre, qui était projetée fortement et clairement sur le sol à ce moment-là. Il remarqua également d'autres signes indiquant que la forte excitation du cheval n'était pas de la méchanceté, mais une abondance d'impulsions nobles et bienveillantes. C'était de la bravoure, de l'enthousiasme et la conscience d'une immense force physique. Philippe avait décidé que le cheval n'était pas utile et avait donné l'ordre de le renvoyer en Thessalie, d'où il venait. Alexandre était très inquiet de perdre un si grand animal.
Il demanda à son père s'il pouvait essayer de monter le cheval. Philippe a d'abord refusé, estimant qu'il était trop audacieux pour un jeune homme d'essayer de contrôler un animal très agressif que tous ses cavaliers et palefreniers chevronnés désapprouvaient. Il finit cependant par accepter. Alexandre s'approcha du cheval et saisit la bride. Il a tapoté doucement l'encolure du cheval et l'a calmé de la voix, tout en montrant qu'il n'avait pas peur et qu'il était détendu. Un cheval vif sait immédiatement si quelqu'un s'approche de lui timidement ou prudemment. Il semble considérer cette personne avec dédain et décide de ne pas lui obéir. En revanche, les chevaux semblent apprécier d'obéir aux humains lorsque la personne qui exige l'obéissance fait preuve de calme et de courage, des qualités que les chevaux peuvent comprendre. Quoi qu'il en soit, Bucéphale a été calmé et apprivoisé par la présence d'Alexandre. Il se laisse caresser. Alexandre tourna la tête pour ne pas voir son ombre. Il enleva calmement et doucement une cape qu'il portait et sauta sur le dos du cheval. Puis, au lieu d'essayer de le contrôler et de s'inquiéter des vaines tentatives de contention, le roi le laissa aller librement. Alexandre l'applaudit et l'encouragea de la voix. Résultat, le cheval traverse la plaine à toute allure. Au début, le roi et les courtisans le regardaient avec crainte et tremblement, mais ils furent bientôt remplis d'une grande admiration et d'un grand plaisir. Une fois que le cheval eut fini de courir, il fut facile de le maîtriser et Alexandre revint en toute sécurité auprès du roi. Les courtisans le félicitèrent. Philippe le félicita vivement et déclara qu'il méritait de régner sur un royaume plus grand que celui de Macédoine. Alexandre a bien compris le véritable caractère du cheval. Le cheval est devenu obéissant et a rapidement obéi aux ordres de son maître. Il s'agenouillait selon les instructions d'Alexandre, ceux qui lui permettaient de monter plus facilement sur le cheval. Alexandre le garda longtemps et le considéra comme son cheval de guerre préféré. Les historiens de l'époque racontent de nombreuses histoires sur son intelligence et ses exploits militaires. Chaque fois qu'il était prêt pour la bataille, portant son équipement militaire, il dégageait un sentiment de fierté et de bonheur. Dans ces moments-là, il ne permettait qu'à Alexandre de le monter. Son sort final est incertain. Il existe deux versions de sa fin. La première est qu'à une certaine occasion, Alexandre s'enfonça trop profondément dans les lignes ennemies sur un champ de bataille et qu'après avoir combattu férocement pendant un certain temps, Bucéphale fit un grand effort pour l'emmener. Il subit de nombreuses blessures, mais n'abandonna jamais. Il persista jusqu'à ce qu'il réussisse à escorter son maître en lieu sûr. Épuisé, il s'est finalement effondré et a rendu l'âme. Il est toutefois possible qu'il ne soit pas mort à ce moment-là, mais qu'il se soit rétabli progressivement. Certains historiens disent qu'il a vécu jusqu'à 30 ans, ce qui est assez vieux pour un cheval, et qu'il est mort. Alexandre l'enterra avec de nombreuses cérémonies et créa une petite ville à sa mémoire. La ville s'appelait Bucéphalia. Le caractère d'Alexandre s'est développé rapidement, et il a commencé à agir comme un adulte dès son plus jeune âge. À 16 ans à peine, son père, Philippe, l'a nommé régent de Macédoine, alors qu'il était parti en campagne militaire en Grèce. Il ne fait aucun doute qu'Alexandre a bénéficié des conseils et du soutien de fonctionnaires expérimentés et compétents pendant sa régence. Cependant, il a fait preuve d'une grande détermination et a pleinement réussi dans cette fonction importante. Dans le même temps, il a fait preuve de modestie et de considération à l'égard des officiers sous SS ordre, qui étaient plus âgés et plus expérimentés en dépit de leur rang inférieur. Ce comportement était approprié à sa position, mais il est rare qu'un homme aussi jeune que lui fasse preuve d'autant d'humilité et de maturité dans des circonstances qui pourraient facilement donner lieu à des sentiments d'orgueil et d'excitation. Par la suite, alors qu'Alexandre avait environ 18 ans, son père l'emmena en campagne vers le sud. Au cours de cette campagne, Philippe livra une bataille majeure à Chéronée, en Béotie. Pour cette bataille, Philippe confie à Alexandre le commandement de l'une des ailes de l'armée, tandis qu'il dirige l'autre. Il était inquiet à l'idée de confier à son jeune fils une responsabilité aussi importante, mais il a essayé de prévenir toute conséquence négative en affectant les généraux les plus compétents au soutien d'Alexandre
et en gardant pour lui ceux en qui il avait le moins confiance. Après s'être organisé, l'armée se lance dans la bataille. Bien qu'il ne soit qu'un enfant, le jeune prince fait preuve d'une grande bravoure, d'un grand calme et d'une grande sagesse. L'escadre qu'il dirigeait sortit victorieuse, et Philippe dut se motiver et motiver les officiers sous son commandement à travailler encore plus dur, en veillant à ce que son fils ne les surpasse pas. À la fin, Philippe remporta une victoire totale et, à la suite de cette importante bataille, son pouvoir devint dominant et suprême sur tous les États de la Grèce. Cependant, malgré l'intelligence et la sagesse remarquables d'Alexandre dans sa jeunesse, il pouvait aussi se montrer fier et têtu. Lorsque son orgueil ou sa colère se déclenchaient, il agissait parfois de manière impulsive et incontrôlée. Sa mère, Olympias, avait une personnalité fière et autoritaire. Elle se disputait souvent avec son mari, le roi Philippe, ou peut-être devrait-on dire qu'il se disputait avec elle. On dit qu'ils ont tous deux été infidèles l'un à l'autre, et qu'après une lutte acharnée, Philippe a divorcé de sa femme et en a épousé une autre. Pendant les célébrations du mariage, il y a eu un grand festin auquel Alexandre a assisté. Au cours de ce festin, il s'est produit un événement qui montre clairement à quel point il était impulsif. L'un des invités à ce banquet, tout en complimentant la nouvelle reine, a dit quelque chose qu'Alexandre a perçu comme un manque de respect à l'égard de sa mère et de sa propre naissance. Cela l'a mis dans une colère noire. Il a jeté la coupe dans laquelle il buvait à la personne qui l'avait offensé. Attale, c'est son nom, jeta à son tour sa coupe à Alexandre. Les gens à la table où ils étaient assis se sont levés et il y a eu beaucoup de bruit et de désordre. Philippe était très en colère parce que les noces avaient été interrompues. Il a sorti son épée et a essayé d'attaquer Alexandre, mais il a trébuché et est tombé par terre. Alexandre voit son père étendu sur le sol et se sent en colère et déçu. Il se dit « Comment les États grecs peuvent-ils suivre un chef qui ne peut même pas marcher sans tomber ?» Après cela, il se retourna et quitta le palais. Tout de suite après, il est parti avec sa mère, Olympias, dans le pays d'origine de celle-ci, l'Épire. Ils y restèrent quelque temps et eurent une grande dispute avec le mari et le père. Bonjour, si vous avez aimé notre livre audio, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour vous proposer encore plus de livres audio. Merci d'avance pour votre soutien. Chapitre 2. Début de son règne. Alexandre fut inopinément choisi pour succéder à son père sur le trône macédonien, en pleine période d'intense excitation et de tumulte. La situation était la suivante. Avant de se lancer dans sa campagne ambitieuse en Asie, Philippe voulait se réconcilier avec Alexandre et Olympias. Il avait besoin du soutien d'Alexandre pour ses plans, et il aurait été risqué de laisser son fils derrière lui, nourrissant rancœur et hostilité, tandis qu'il serait loin de son royaume. Ainsi, Philippe envoya des messages aimables et amicaux à Olympias et Alexandre, qui étaient repartis en Épire, où vivaient ses amis. Le frère d'Olympias était le roi de l'Épire. Au début, il était en colère à cause du traitement que Philippe avait réservé à sa sœur. Mais Philippe tenta de l'apaiser en négociant et en envoyant des messages amicaux. Finalement, Philippe organisa un mariage entre le roi de l'Épire et l'une de 16 filles, ce qui aida à réconcilier la situation. Olympias et Alexandre retournèrent en Macédoine et ils firent de grandes préparations pour un beau mariage. Philippe voulait que ce mariage confirme non seulement sa réconciliation avec son ex-femme et son fils et établisse des relations amicales avec le roi de l'Épire, mais aussi qu'il montre du respect et de l'honneur aux princes et aux chefs militaires importants des autres États grecs. Il prépara alors à grande échelle et de manière luxueuse et invita des hommes influents et éminents de partout. Ces hommes et d'autres autorités publiques des différents États grecs envoyèrent des compliments, des félicitations et des présents à Philippe, chacun voulant contribuer à la grandeur de la célébration. Ils avaient en effet leurs propres intérêts en tête. Comme Philippe avait été nommé chef des armées grecques pour la prochaine conquête de l'Asie, tout le monde voulait obtenir ses faveurs.
Cela était dû au fait que Philippe avait le plus d'influence et de pouvoir sur l'expédition, et tout le monde voulait faire partie de la gloire et de l'autorité que Philippe possédait. Il n'y a pas longtemps, ils s'opposaient à lui. Mais maintenant, puisqu'il avait acquis le pouvoir, ils se joignaient tous avec enthousiasme pour le rendre plus grand et plus impressionnant. Philippe ne pouvait pas se plaindre que ses offres d'amitié étaient vides et non sincères. Les compliments et les faveurs qu'il leur accordait étaient tout aussi vides et insensibles. Il voulait gagner leur soutien pour l'aider à atteindre la renommée et le pouvoir. Il voulait son soutien pour les aider à gravir leur chemin vers le succès. Malgré cela, ils semblaient être de bons amis, loyaux et dévoués les uns aux autres. Certaines villes lui envoyèrent des couronnes dorées coûteuses et complexes en cadeau. D'autres envoyèrent des délégations pour exprimer leurs bons vœux et leur confiance dans le succès de ses plans. Athènes, la ville connue pour sa littérature et sa science en Grèce, envoya un poème qui anticipait l'histoire de l'expédition en Perse. Dans ce poème, Philippe avait beaucoup de succès. Il menait ses armées en toute sécurité à travers des zones dangereuses, combattait et remportait de grandes batailles et acquérait toutes les richesses et le pouvoir de l'Asie. Cependant, il est important de mentionner que le poète, tout en racontant ses histoires inventées, était assez prévenant pour utiliser des noms fictifs pour Philippe et le monarque perse. Le mariage fut finalement célébré dans une ville macédonienne avec beaucoup de grandeur et de magnificence. Il y avait des jeux, des spectacles et divers spectacles militaires et civiques pour divertir la grande foule rassemblée pour regarder. Un des spectacles comprenait un défilé de statues des dieux. Il y avait 12 de ces statues, faites avec beaucoup d'habileté, et elles étaient portées sur des plateformes surélevées, accompagnées d'encensoirs, d'encens et de diverses cérémonies de respect, tandis que d'énormes foules de personnes bordaient le chemin. Il y avait une 13e statue, encore plus magnifique que les 12 autres. Cette statue représentait Philippe lui-même en tant que Dieu. Au début, cela pourrait sembler impie. Cependant, les dieux vénérés par les anciens peuples étaient des déifications de héros et de rois des temps anciens. 6 figures avaient acquis une réputation de capacité surnaturelle en raison des récits exagérés de leurs exploits transmis par la tradition dans des temps superstitieux. Les gens non éduqués de l'époque considéraient un roi vivant, avec presque le même respect et la même admiration qu'ils avaient pour leurs héros considérés comme divins. Transformer un roi en Dieu n'était pas une forme de louange très exagérée. Après le passage des statues, il y avait des groupes de soldats avec des trompettes et des drapeaux. Les officiers montaient sur des chevaux élégants et affichaient une grande fierté. 6 soldats accompagnaient des princes, des ambassadeurs, des généraux et des hauts fonctionnaires, tous vêtus de leurs robes élégantes et portant leurs symboles de pouvoir. Enfin, le roi Philippe lui-même se joignit au défilé. Il avait veillé à ce qu'un grand espace ouvert soit laissé au milieu pour lui permettre de marcher. Cela avait été fait pour rendre sa position plus remarquable et pour souligner sa haute distinction parmi tous les autres dirigeants présents. Des gardes allaient devant et derrière lui, bien qu'ils soient assez éloignés, comme mentionné précédemment. Ils portaient des robes blanches et une couronne magnifique sur la tête. Le groupe de personnes se dirigeait vers un grand théâtre où ils allaient montrer des jeux et des spectacles. Ils allaient amener les statues des dieux dans le théâtre et les placer à des endroits visibles pour que tout le monde puisse les voir. Après cela, le groupe de personnes continuerait à avancer en procession. Toutes les statues étaient entrées sauf celle de Philippe, qui se trouvait juste à la porte. Philippe lui-même marchait sur l'avenue en direction du théâtre lorsque quelque chose se produisit qui changea complètement la scène, le destin d'Alexandre et le sort de 50 nations. Un officier de la garde, positionné près du roi dans le cortège, se précipita vers lui, traversant l'espace qui le séparait des autres. Avant que les spectateurs ne puissent même se demander ce qu'il s'apprêtait à faire, il poignarda le roi en plein cœur. Philippe s'effondra dans la rue et mourut. Les autres gardes tuèrent rapidement l'assassin, identifié comme Pausanias, un général respecté et influent de la garde. Il avait des chevaux et d'autres moyens préparés pour sa fuite,
mais les gardes le tuèrent avant qu'il ne puisse les utiliser. Un officiel se précipita vers Alexandre et lui annonça la nouvelle que son père était décédé, faisant de lui le nouveau roi. Une réunion fut rapidement convoquée avec les principaux conseillers et hommes d'État, et Alexandre fut déclaré roi sous des acclamations enthousiastes et bruyantes. Alexandre répondit par un discours. La grande audience vit sa jeune silhouette et son visage alors qu'il se levait, et écouta avec grand intérêt ce qu'il avait à dire. Il avait entre 19 et 20 ans, mais bien qu'il fût encore un jeune garçon, il parlait avec la certitude et la confiance d'un homme déterminé. Il dit qu'il devrait immédiatement prendre la place de son père et poursuivre ses plans. Il espérait le faire si bien que tout continuerait sans heurte, comme si son père était encore en vie, et la nation ne remarquerait qu'un changement dans le nom du roi. La raison pour laquelle Pausanias a tué Philippe de cette manière n'est pas claire. Il y avait différentes opinions à ce sujet. Une opinion était que c'était un acte de vengeance, parce que Pausanias se sentait négligé ou lésé par Philippe. Certains pensaient que le meurtre était causé par un groupe en Grèce qui n'aimait pas Philippe et ne voulait pas qu'il dirige les armées partant pour l'Asie. Démosthène, le célèbre orateur, était l'un des plus grands ennemis de Philippe parmi les Grecs. Beaucoup de ses discours les plus puissants visaient à motiver ses compatriotes à s'opposer à ses plans ambitieux et à limiter son autorité. Ces discours étaient connus sous le nom de philippiques, et cela a donné naissance à la pratique, qui a continué jusqu'à ce jour, d'utiliser le terme philippique pour désigner tout discours fortement critique. Il est dit maintenant que Démosthène, qui était à Athènes à cette époque, annonça à l'assemblée athénienne la mort de Philippe, avant que la nouvelle n'ait pu y être apportée. Il expliqua qu'il savait cette information à l'avance parce que les dieux le lui avaient dit. Beaucoup de gens ont pensé que le plan pour tuer Philippe avait été conçu en Grèce. Ils croient que Démosthène était impliqué et que Pausanias avait exécuté le plan. Démosthène était extrêmement confiant dans le succès du complot et était tellement rempli de joie qu'il ne pouvait contenir son excitation et partageait avec empressement la nouvelle avec tout le monde. D'autres croyaient que les Perses avaient planifié et exécuté le meurtre en persuadant Pausanias de le faire en échange de grandes récompenses. Cependant, puisque Pausanias lui-même fut tué immédiatement, il n'eut aucune chance de connaître ses motivations, même s'il avait été prêt à les partager. Dans tout l'Ésia, Alexandre se retrouva soudainement dans une position très importante dans le monde politique. Ce n'était pas seulement qu'il devenait le dirigeant de Macédoine, ce qui aurait été impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais la Macédoine n'était qu'une petite partie du plus grand empire que Philippe avait construit. Le pouvoir qu'il avait acquis sur tout l'empire grec et ses préparatifs étendus pour une invasion en Asie faisaient d'Alexandre le centre de l'attention et de la fascination de tous. La question était de savoir si Alexandre devait essayer de prendre la place de son père en termes de tout ce pouvoir global et poursuivre ses plans ambitieux, ou s'il devait se contenter de régner paisiblement sur sa patrie macédonienne. La plupart des sages auraient recommandé à un jeune prince, dans une telle situation, de choisir la seconde option. Mais Alexandre ne voulait pas limiter son ambition. Il décida de prendre la place de son père et non seulement d'acquérir tout le pouvoir que son père avait, mais aussi de travailler immédiatement à l'élargir encore plus. Son plan initial était de punir les assassins de son père. Il fit examiner les détails de l'affaire et les individus censés être impliqués avec Pausanias dans la conspiration furent traduits en justice. Bien que les intentions et les raisons exactes des meurtriers n'aient pas pu être complètement déterminées, plusieurs personnes furent reconnues coupables d'y avoir participé et furent condamnées à mort et exécutées publiquement. Alexandre choisit alors de ne pas apporter de changement aux nominations de son père à des postes gouvernementaux importants, optant pour garder les mêmes personnes en charge des affaires publiques. C'était une décision très sage. La plupart des jeunes hommes passionnés et impatients dans sa situation auraient ressenti de l'excitation et de la fierté pour leur promotion. Ils auraient remplacé les serviteurs expérimentés et fiables du père par leurs jeunes amis, inexpérimentés, incapables et tout aussi arrogants qu'eux. Il garda les mêmes officiers en charge et essaya de maintenir tout comme si son père n'était pas décédé.
2 officiers en particulier étaient les ministres sur lesquels Philippe comptait principalement. Leurs noms étaient Antipater et Parménion. Antipater était en charge des affaires civiles et Parménion était responsable des affaires militaires. Parménion était un général très estimé, qui avait presque 60 ans à cette époque. Alexandre avait une grande confiance en ses capacités militaires et entretenait un lien personnel profond avec lui. Parménion se joignit volontiers au service du jeune roi et resta avec lui pendant la majeure partie de sa vie. Il était inhabituel de voir des hommes plus âgés et plus expérimentés suivre les ordres d'un jeune garçon. Cependant, l'intelligence, la force et la passion d'Alexandre inspiraient tous ceux qui l'entouraient, les rendant enthousiastes à le rejoindre et à l'aider à atteindre ses objectifs. La Macédoine était dans la partie nord de la région où vivaient les Grecs. Les États et les villes les plus puissants de la Confédération se trouvaient au sud de la Macédoine. Il y avait Athènes, qui était magnifiquement construite, avec une citadelle magnifique sur une colline rocheuse au milieu. C'était un centre majeur pour la littérature, la philosophie et les arts, et attirait des gens de partout dans le monde civilisé. Il y avait Corinthe, connue pour son atmosphère animée et son plaisir. Elle contenait une large gamme de luxe et de divertissement. Les gens en quête de connaissances et d'art de partout dans le monde visitaient Athènes, tandis que ceux en quête de plaisir, de fêtes et d'indulgence faisaient de Corinthe leur domicile. Corinthe était une belle ville située sur un isthme, avec des vues sur la mer des 2 côtés. C'était une ville bien connue depuis longtemps, même du temps d'Alexandre. Il y avait aussi Thèbes, située au nord d'Athènes et de Corinthe. Thèbes était située sur une plaine surélevée et, comme d'autres vieilles villes, avait une citadelle fortifiée avec une garnison macédonienne, placée là par Philippe. Thèbes était riche et forte. Elle était également célèbre comme le lieu de naissance de nombreux poètes, philosophes et autres personnalités notables. Parmi eux se trouvait Pindare, un poète célèbre qui vécut 1 ou 2 siècles avant Alexandre. La famille de Pindare vivait toujours à Thèbes, et plus tard, Alexandre leur accorda un grand honneur. Il y avait aussi une ville appelée Sparte, parfois désignée sous le nom de Lacédémone. Les habitants de cette ville étaient bien connus pour leur bravoure, leur robustesse et leur puissance physique, ainsi que leur dévouement à l'art de la guerre. La plupart d'entre eux étaient des soldats. L'État, la société et l'éducation étaient tous axés sur l'encouragement de l'ambition militaire et la fierté des officiers, ainsi que la promotion d'un courage et d'une endurance féroce et inébranlable chez les hommes. 6 villes, ainsi que les États qui leur étaient liés, formaient une vaste et prospère communauté qui détenait un grand pouvoir. Cette communauté englobait la région sud de la Grèce, à l'exception de la Macédoine. Comme mentionné précédemment, Philippe avait réussi à prendre le contrôle de cette région, mais non sans de nombreuses négociations et batailles difficiles. Alexandre se demandait si les habitants de COS États et de CS Villes seraient prêts à lui confier l'important travail que son père avait obtenu d'eux après beaucoup d'efforts. Il était incertain car il était jeune. Que devait-il faire dans cette situation? Devait-il abandonner ses espoirs? Devait-il envoyer des envoyés pour affirmer son droit de succéder à son père? Ou devait-il simplement ne rien faire et attendre patiemment en Macédoine qu'il rende un verdict? Au lieu de faire l'une ou l'autre de ces choses, Alexandre choisit de mener personnellement une armée dans le sud de la Grèce. Son objectif était de revendiquer la même position d'honneur et de pouvoir que son père avait reçue et, si nécessaire, de l'imposer. En prenant tout en compte, c'était peut-être l'une des actions les plus courageuses et les plus déterminées de toute la carrière d'Alexandre. Beaucoup de conseillers macédoniens d'Alexandre lui déconseillaient de prendre un tel risque, mais il refusa de prêter attention à de tels avertissements. Il rassembla ses troupes et les guida. Il y avait des montagnes hautes et difficiles séparant la Macédoine des États du sud de la Grèce. Ce passage était connu sous le nom de passage des Thermopyles, et il était considéré comme la porte d'entrée de la Grèce. Il y avait une ville appelée Anthelle près du passage, du côté extérieur. À cette époque, il y avait une réunion des États grecs appelée un congrès général. Ils se rassemblaient de temps en temps pour discuter et résoudre les problèmes et conflits entre les États.
Cette assemblée était nommée le Conseil amphictyonique, car, selon la légende, elle avait été fondée par un roi nommé Amphictyon. Une réunion du Conseil était prévue pour accueillir Alexandre. Elle devait avoir lieu à Thermopyle, ou plus précisément à Anthelle, juste à l'extérieur du passage, l'emplacement habituel des réunions du Conseil. Cela était dû au fait que le passage était dans une position centrale entre le nord et le sud de la Grèce, et donc il était également facile d'accès des deux côtés. Lorsqu'Alexandre est allé vers le sud, il a dû traverser la Thessalie, un État puissant juste en dessous de la Macédoine. Le pays était impressionné par la confiance et la détermination montrées par un si jeune homme. De plus, Alexandre laissait une impression très positive sur tous ceux qu'il rencontrait. Alexandre possédait un corps fort et athlétique. Il faisait preuve d'un comportement honnête et ouvert, de bravoure, de gentillesse et d'un certain sens de l'assurance, de l'indépendance et de la conscience d'être supérieur. 6 qualités, évidentes pour quiconque le voyait, contribuaient à la sympathie pour Alexandre et lui faisaient se faire des amis avec tout le monde. Les gens ordinaires aiment suivre quelqu'un qu'ils voient et ressentent comme étant plus puissant et influent qu'eux-mêmes. Ils apprécient d'avoir un leader. Il est vrai qu'ils ont besoin de se sentir sûrs de leur supériorité. Mais lorsque cette supériorité est si évidente et également combinée avec le charme et l'attrait de la jeunesse et de la beauté, comme dans le Chéas d'Alexandre, l'esprit des gens est rapidement et facilement influencé par cela. Les habitants de Thessalie ont chaleureusement accueilli Alexandre. Ils étaient prêts à le soutenir pour reprendre la position de son père. Ils ont joint leurs forces aux siennes et se sont dirigés vers le sud, vers le passage des Thermopyles. Au conseil qui s'y tenait, Alexandre participait en tant que membre. Naturellement, il a dû attirer beaucoup d'intérêt et d'attention. L'impression qu'il a faite était très positive. Après cette réunion, Alexandre est allé vers le sud avec ses soldats, accompagnés des différents princes et chefs de la Grèce, ainsi que de leurs suiveurs. Les émotions de joie et de bonheur que le jeune roi a ressenties en passant par le passage des Thermopyles, entouré de toutes ces personnes, ont dû être incroyablement exaltantes. La bataille des Thermopyles est célèbre pour son héroïsme militaire. Il y a environ 150 ans, le général spartiate Léonidas a mené une petite armée de seulement 300 soldats dans une tentative de résister à la grande armée perse qui envahissait la Grèce. Il était un roi spartiate qui commandait non seulement ses 300 Spartiates, mais aussi toutes les forces alliées grecques rassemblées pour défendre contre l'invasion perse. Avec leur aide, il a tenu tête aux forces perses pendant un moment. Comme le passage était étroit entre les falaises et la mer, il a pu les résister avec succès. Finalement, un petit groupe de la grande armée perse a réussi à contourner les montagnes et le passage et à se positionner pour attaquer la petite armée grecque par derrière. Léonidas, réalisant cela, dit à ses alliés des autres États grecs de partir, ne laissant que lui-même et ses 300 compatriotes sur le chemin étroit. Il ne s'attendait pas à repousser ses ennemis ni à protéger le passage. Il savait qu'il devait mourir, ainsi que tous ses braves compagnons, et que la vague d'envahisseurs passerait à travers le passage sur leur corps. Mais il se considérait là pour protéger le passage et il ne quitterait pas sa position. Lorsque la bataille eut lieu, il fut le premier à mourir. Les soldats se rassemblèrent autour de lui et protégèrent son corps mort autant qu'ils le pouvaient. À la fin, la grande armée ennemie les vainquit tous sauf un. Il parvint à s'échapper et retourna à Sparte. Un monument fut construit à cet endroit avec un message qui dit « Allez à Sparte et dites-leur que nous sommes enterrés ici, où nous nous tenions pour protéger notre pays. » Alexandre passa par le passage étroit. Il se dirigea vers les grandes villes au sud de celui-ci, Athènes, Thèbes et Corinthe. Une autre grande réunion de tous les rois et dirigeants de la Grèce eut lieu à Corinthe. C'est ici qu'Alexandre atteignit son objectif d'être nommé commandant de la grande expédition en Asie. L'impact qu'il eut sur ceux avec qui il interagissait a dû être extrêmement positif.
Le fait qu'un si jeune prince ait été choisi par une puissante alliance de nations comme leur chef dans une entreprise aussi importante indique son extraordinaire capacité à influencer et impressionner les autres par sa supériorité commandante. Alexandre revint en Macédoine après son expédition réussie dans le sud. Il commença immédiatement à organiser les choses dans son royaume pour préparer ses plans de conquête ambitieux. Chapitre 3. La réaction. Le pays autrefois occupé par la Macédoine et d'autres États de la Grèce est maintenant la Turquie en Europe. Dans sa partie nord, il y a une grande chaîne de montagnes appelée les Balkans. Au temps d'Alexandre, elle était connue sous le nom de mont Émus. Cette chaîne forme une large ceinture de terre haute et inhospitalière et s'étend de la mer Noire à l'Adriatique. Une branche de cette chaîne montagneuse, appelée Rhodope, s'étend vers le sud à peu près à partir du milieu de sa longueur. Rhodope divisait la Macédoine d'un grand et puissant pays, contrôlé par une race de personnes quelque peu rustiques mais martiales. Ce pays était la Thrace. La Thrace était une vallée fertile qui s'inclinait vers le centre dans toutes les directions. Tous les cours d'eau des montagnes, ainsi que les eaux de pluie qui recouvraient tout le sol, convergeaient vers un fleuve appelé l'Èbre. Ce fleuve serpentait à travers le centre de la vallée et finissait par se jeter dans la mer Égée. Les Balkans, ou mont Émus, comme on l'appelait à cette époque, étaient la principale frontière nord de la Macédoine et de la Thrace. En regardant vers le nord depuis les sommets des montagnes, on pouvait voir une immense étendue de terre, l'une des plus grandes et des plus fertiles vallées du monde. C'était la vallée du Danube. À cette époque, elle était habitée par des tribus primitives que les Grecs et les Romains ont toujours considérées comme barbares. Ils étaient sauvages et belliqueux. Comme ils ne savaient pas écrire, nous n'avons aucun enregistrement de leurs institutions ou de leur histoire. Nous ne savons rien d'eux ou des autres nations semi-civilisées d'Europe centrale de cette époque, si ce n'est ce que leurs ennemis nous ont raconté. Selon leurs récits, ces pays étaient remplis de nations et de tribus sauvages et indomptées qui ne pouvaient être contrôlées que par une forte force militaire. Après son retour en Macédoine, Alexandre découvrit des signes de rébellion parmi ces nations. Philippe les avait conquises et établit le genre de paix que les Grecs et les Romains imposaient typiquement à leurs voisins. Cependant, lorsqu'ils apprirent que Philippe, un guerrier redoutable, était passé et que son jeune fils avait pris le trône, ils virent là une occasion opportune de tester leur puissance. Alexandre prépara rapidement son armée pour se diriger vers le nord afin de résoudre ce problème. Il conduisit ses forces à travers une section de la Thrace sans rencontrer d'opposition significative et atteignit les montagnes. Les soldats regardaient avec étonnement les falaises et les hauts sommets devant eux. 6 montagnes dans le nord étaient considérées par les Grecs et les Romains comme le domicile de Borée, l'ancien dieu du vent du nord. Ils l'imaginaient vivant parmi ces pics froids et orageux, et en hiver, apportant ces grandes quantités de gel et de neige aux vallées et plaines du sud. Il avait des ailes, une longue barbe et des cheveux blancs, tous couverts de neige. Au lieu de pieds, son corps se terminait en queue serpentine, qui, lorsqu'il volait, se mouvait vigoureusement sous ses robes. Il avait un tempérament fort et impulsif, trouvant de la joie dans la destruction de l'hiver et les événements magnifiques des tempêtes, du temps froid et de la neige. Les anciens Grecs croyaient en un dieu nommé Borée, qui représentait le vent froid du nord. Cette idée a duré plus de 2000 ans et est encore mentionnée dans la littérature de nombreux pays différents aujourd'hui. Les forces thraciennes se rassemblèrent dans les passages étroits, avec des troupes du nord, pour arrêter l'avancée d'Alexandre. Alexandre rencontra quelques défis pour les repousser. Ils avaient placé des chariots chargés au sommet d'une pente abrupte dans le passage montagneux que les forces d'Alexandre devraient escalader. 6 chariots étaient censés être roulés sur eux pendant qu'ils montaient. Alexandre ordonna à ses hommes d'avancer, malgré ce danger. Il leur donna pour instruction de s'ouvrir de chaque côté et de laisser passer le chariot descendant, quand c'était possible. Lorsqu'ils ne pouvaient pas faire cela, ils devaient se coucher sur le sol lorsqu'ils voyaient cette étrange machine militaire s'approcher.
Ils devaient mettre leurs boucliers ensemble au-dessus de leur tête et laisser le chariot rouler sur eux, poussant contre son poids avec énergie. Malgré ces précautions et l'immense force avec laquelle elles étaient exécutées, certains des hommes furent écrasés. Cependant, la majorité de l'armée resta indemne. Une fois que les chariots perdirent leur élan, ils chargèrent la colline et attaquèrent leurs ennemis avec leurs piques. Les barbares s'enfuirent dans différentes directions, effrayés par la force et l'invincibilité d'hommes qui ne pouvaient être tués, même lorsque des chariots chargés roulaient sur leur corps le long d'une pente raide. Alexandre poursuivit ses conquêtes, passant d'un endroit à un autre, se dirigeant vers le nord et l'est après avoir traversé les montagnes. Finalement, il atteignit l'embouchure du Danube. Un des chefs importants des tribus barbares s'installa avec sa famille, sa cour et une grande partie de son armée sur une île appelée Peucée. Cette île divisait le courant du fleuve. Alexandre, en essayant de l'attaquer, réalisa que la meilleure approche serait de tenter un débarquement à son point le plus élevé. Pour faire cette tentative, il rassembla tous les bateaux et navires qu'il put trouver. Puis, il déploya ses troupes et leur donna pour instruction de descendre le fleuve pour atteindre et débarquer sur l'île. Cependant, ce plan ne fonctionna pas bien. Le courant était trop fort pour contrôler les bateaux. Les forces ennemies étaient également positionnées le long des rivages, attaquant les hommes avec des lances et des flèches et repoussant les bateaux lorsqu'ils tentaient de débarquer. Alexandre décida finalement d'abandonner la tentative et de quitter l'île. Puis, il décida de traverser le fleuve à un endroit plus élevé et de mener la guerre plus profondément au cœur du pays. Il est difficile de faire traverser un large groupe de personnes et de chevaux par un fleuve large et rapide. Cela devient encore plus difficile lorsque les populations locales ont tenté de supprimer ou de détruire tous les moyens possibles de traverser le fleuve, et lorsque des groupes ennemis de l'autre côté tentent de rendre les choses encore plus difficiles. Alexandre, cependant, aborda la tâche avec détermination. Les Grecs et les Romains de l'époque considéraient la traversée du Danube avec une force militaire comme un exploit remarquable. Le fleuve était lointain, large et rapide, et ses rives étaient gardées par des ennemis dangereux. Traverser l'eau tourbillonnante et s'aventurer dans les zones inconnues et inexplorées au-delà nécessitait une grande confiance en soi, du courage et de la détermination, car cela signifiait laisser derrière soi toute chance de retraite. Alexandre rassembla tous les canoës et bateaux qu'il put trouver le long du fleuve. Il construisit de grands radeaux et y attacha des peaux d'animaux gonflés pour les faire flotter. Une fois tout préparé, ils commencèrent à déplacer l'armée pendant la nuit depuis un endroit où l'ennemi ne s'attendait pas à l'attaque. Il y avait 1000 chevaux, avec leurs cavaliers, et 4000 soldats d'infanterie à transporter. Dans de telles situations, il est habituel de faire traverser les chevaux à la nage tout en étant guidés par des cordes tenues par des personnes dans des bateaux. Les hommes eux-mêmes, avec leurs armes, munitions et affaires, devaient être transportés dans des bateaux ou sur des radeaux. Au matin, tout était achevé. L'armée arriva et débarqua dans un champ de céréales. Ce fait, mentionné par les historiens, ainsi que l'histoire des chariots dans les passages du mont Émus, montre que ces nations du Nord n'étaient pas des barbares complets au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Les habitants là-bas devaient avoir amélioré leurs compétences en agriculture et en construction jusqu'à un certain point. Ils ont également montré leur formation militaire et leur discipline dans leur bataille contre Alexandre. Les Macédoniens coupèrent les hautes céréales avec leurs longues lances pour faire place à la cavalerie. Le matin, Alexandre trouva et attaqua l'armée ennemie, qui fut très surprise de le voir de leur côté du fleuve. L'armée barbare fut vaincue dans la bataille, entraînant la perte de leur ville. Les biens capturés furent ramenés à travers le Danube et donnés aux soldats. Les nations et tribus avoisinantes furent impressionnées et conquises par la bravoure et la détermination d'Alexandre. Il conclut des accords justes avec tous, prenant des otages lorsque nécessaire pour garantir le respect des traités. Après cela, il traversa le Danube et commença son voyage de retour en Macédoine. Il réalisa qu'il était temps pour lui de revenir. Cependant, toutes les villes et les États du sud de la Grèce n'acceptèrent pas de le faire leur chef,
comme l'avait été son père. En particulier, les Spartiates et quelques autres ne le soutenaient pas. Le parti opposé resta inactif et silencieux, tandis qu'Alexandre était dans leur pays lors de sa première visite dans le sud de la Grèce. Cependant, à son retour, ils commencèrent à envisager des actions plus décisives. Quand ils apprirent son expédition audacieuse vers le nord avec et troupes, y compris la traversée du Danube, ils le virent comme étant complètement préoccupé et devinrent assez courageux pour envisager une rébellion ouverte. La ville de Thèbes finit par se rebeller. Philippe avait précédemment conquis cette ville et y avait laissé une garnison macédonienne dans la citadelle appelée Cadmée. Les officiers de la garnison, supposant que tout était sécurisé, s'étaient déplacés de la citadelle pour vivre dans la ville, laissant les soldats derrière. Quand les gens se révoltèrent contre l'autorité d'Alexandre, ils tuèrent les officiers dans la ville et demandèrent à la garnison de se rendre. La garnison refusa, alors les Thébains l'encerclèrent. Cette révolte contre le règne d'Alexandre fut largement menée par le célèbre orateur Démosthène. Il fit de grands efforts pour convaincre les États du sud de la Grèce de s'opposer au contrôle d'Alexandre. À Athènes, il utilisa ses puissantes compétences oratoires pour essayer de persuader les Athéniens de s'opposer à Alexandre. Alors que les choses en étaient à cette situation, les Thébains entendirent qu'Alexandre avait été tué dans le nord. Ils crurent que même si cette nouvelle était fausse, Alexandre était encore loin, occupé à gérer des conflits avec des nations barbares, donc il lui faudrait longtemps pour revenir. Cependant, toute la ville fut soudain remplie de peur lorsqu'ils entendirent qu'une grande armée macédonienne, dirigée par Alexandre lui-même, approchait du nord et était très proche d'eux. Il était trop tard pour que les Thébains regrettent leurs actions. Ils furent grandement impressionnés par la nature décisive et énergique d'Alexandre, comme le montraient ses actions précédentes, ainsi que son retour rapide après la rébellion. Ils crurent que leur seule option désormais était de lui résister avec détermination et d'espérer le succès. Ils se barricadèrent dans leur ville et se préparèrent à la défendre jusqu'à la fin. Alexandre avança et, contournant la ville vers le sud, établit son quartier général là pour bloquer complètement toute communication avec Athènes et les villes du sud. Il déploya ses soldats à travers la zone pour établir un contrôle complet. Après ces préparatifs, il s'arrêta avant de commencer le processus de conquête de la ville, donnant aux habitants une chance de se rendre volontairement sans le forcer à utiliser la violence. Les Thébains n'acceptèrent pas les conditions qu'il imposa. Ils décidèrent donc de résister plutôt que de se rendre. Alexandre se prépara rapidement pour l'attaque et décida de tenter de capturer la ville en lançant immédiatement un assaut, montrant son enthousiasme et sa détermination habituelle. Les villes fortifiées nécessitent généralement un siège, qui peut parfois être long, avant d'être conquise. L'armée à l'intérieur de la ville, protégée par les murs et positionnée plus haut que ses attaquants, dispose d'avantages significatifs dans la bataille. C'est pourquoi il faut souvent longtemps avant qu'ils soient forcés de se rendre. Les attaquants doivent entourer la ville de tous côtés pour bloquer toute nourriture et autres ressources. Ensuite, ils doivent construire des machines pour percer un trou dans les murs afin de pouvoir tenter d'entrer de force dans la ville. Le temps nécessaire pour attaquer une ville assiégée dépend de la force de ceux à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que de la détermination des attaquants. Pendant une guerre, une armée qui tente de capturer un lieu fortifié passe généralement beaucoup de temps à creuser des tranchées souterraines. Ils font cela jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour positionner leurs canons où les boulets de canon peuvent frapper efficacement le mur. Puis, après un certain temps, une brèche est généralement faite, entraînant l'affaiblissement de la garnison suffisant pour rendre une attaque viable. Lorsque le moment est finalement venu, les soldats les plus braves et les plus désespérés sont choisis pour mener l'attaque. Des fagots de petites branches d'arbres sont donnés pour remplir les fossés et des échelles sont fournies pour escalader les remblais et les murs. Parfois, lorsque la ville voit ces préparations et croit que l'attaque réussira, elle se rend avant qu'elle ne se produise. Quand les assiégés se rendent de cette manière,
Ils évitent beaucoup de souffrances, car capturer une ville de force est peut-être la chose la plus terrible que les émotions et les crimes humains peuvent montrer au monde. C'est terrible, parce que lorsque les soldats rencontrent une forte résistance et des émotions intenses pendant la bataille, ils pénètrent parfois dans les maisons de familles innocentes, y compris des mères, des enfants et des jeunes femmes vulnérables, qui sont laissés à la merci de leurs émotions incontrôlables. Les soldats, dans ces situations, ne peuvent être contrôlés, et il est inimaginable à quel point c'est terrible lorsqu'une ville est attaquée et prise après un long siège. Les humains agissent avec une cruauté extrême les uns envers les autres dans ces circonstances, semblables à la façon dont les tigres bondissent sur leur proie. Après une bataille régulière dans une plaine, les vainqueurs n'ont que leurs semblables, armés comme eux, pour chercher à se venger. Cependant, lorsqu'une ville est attaquée, cela se produit généralement à un moment inattendu, souvent pendant la nuit. L'attaquant furieux et triomphant envahit soudainement les espaces sacrés de la maison, de l'intimité et de l'amour. Ce sont les hommes les plus méchants, consumés par les désirs les plus méchants, alimentés par la résistance qu'ils ont rencontrée et autorisés par leur victoire à assouvir ces désirs sans retenue. Voler, brûler, détruire et tuer sont les crimes les moins sévères et les moins nuisibles qu'ils commettent. Thèbes fut attaquée. Alexandre n'attendit pas un long siège. Il profita d'une bonne opportunité et perça les défenses extérieures de la ville. La tentative de le faire était extrêmement désespérée, et de nombreuses vies furent perdues, mais elle fut finalement couronnée de succès. Les Thébains furent repoussés vers le mur intérieur et commencèrent à se précipiter à travers les portes dans la ville dans un état de chaos. Les Macédoniens étaient presque là, à leur poursuite. Ils étaient tous mélangés, se battant et se tuant les uns les autres en avançant. Ils passèrent à travers l'arche ouverte comme une inondation puissante et irrésistible. Il n'était pas possible de fermer les portes. Toute l'armée macédonienne prit rapidement le contrôle des maisons sans défense. Pendant des heures, il y eut des cris, des lamentations et des hurlements d'horreur et de désespoir, montrant les terribles crimes commis lors du pillage de la ville. Finalement, les soldats furent arrêtés. Tout revint à la normale. L'armée retourna à ses positions désignées et Alexandre commença à réfléchir à ce qu'il devait faire avec la ville capturée. Il décida de la détruire, pour montrer à tous les conséquences sévères de la rébellion contre lui. Il pensait que la situation n'était pas un triomphe ordinaire sur un adversaire. Les États grecs, y compris Thèbes, lui avaient précédemment accordé le pouvoir que les Thébains défiaient maintenant. À son avis, ils n'étaient pas seulement des ennemis, mais des traîtres, et il décida qu'ils devraient être détruits comme punition. Cependant, lors de la mise en œuvre de cette terrible décision, il fut très délibéré, réfléchi et prudent. Cela a grandement réduit la colère et le ressentiment que cela aurait autrement causé, et cela a pleinement transmis son impact moral en tant que mesure de punition calme et calculée, juste et appropriée selon les croyances de l'époque. D'abord, il libéra tous les prêtres. Ensuite, il fit soigneusement la distinction entre ceux qui avaient soutenu la rébellion et ceux qui lui étaient restés fidèles parmi le reste des habitants. Ceux qui étaient du côté de la Macédoine furent autorisés à partir sans dommage. Si un membre d'une famille prouvait sa loyauté, cette fidélité sauvait toute la famille, même si d'autres membres étaient des traîtres. Et les officiels chargés d'appliquer ces règles étaient indulgents dans leur compréhension et leur mise en œuvre, pour sauver autant de personnes que possible. Les proches et les membres de la famille de Pindar, le célèbre poète né à Thèbes, furent également pardonnés, quel que soit le côté qu'ils soutenaient dans le conflit. La réalité était qu'Alexandre, bien qu'il comprenait qu'une action sévère renforcerait grandement sa position, était influencé par de nombreux instincts nobles qui l'élevaient au-dessus des sentiments ordinaires de colère et de vengeance. Il voulait véritablement minimiser la souffrance et la limiter à l'étendue nécessaire. Il ressentait probablement aussi que l'impact de punir la ville serait encore plus fort s'il montrait de la gentillesse et de la considération envers ses amis, et prenait grand soin d'assurer leur sécurité et leur protection.
Après que tous ces cas spéciaux furent autorisés et les personnes qu'ils concernaient libérées, la population restante fut vendue en esclavage, puis la ville fut détruite. Environ 30 000 personnes furent vendues, avec 6 000 pertes signalées lors de l'attaque et de la capture de la ville. En conséquence, Thèbes fut détruite et laissée en ruine pendant 20 ans, servant de rappel de la détermination et du pouvoir incroyable d'Alexandre. La destruction de Thèbes eut un impact significatif sur d'autres villes et États de Grèce. C'était un événement soudain et inattendu, comme un coup de foudre. Bien que Thèbes fût la seule ville à s'être ouvertement rebellée, il y avait des signes de mécontentement dans de nombreux autres endroits. Démosthène, qui était resté silencieux tandis qu'Alexandre était en Grèce, lors de sa première visite là-bas, essayait à nouveau de rassembler du soutien contre l'autorité macédonienne et d'unir et de mobiliser les forces qui étaient contre Alexandre. Il déclara dans ses discours qu'Alexandre n'était qu'un jeune garçon et qu'il était honteux pour des villes comme Athènes, Sparte et Thèbes de se soumettre à son contrôle. Alexandre était au courant de ces choses. Lors de son voyage en Grèce, à travers les détroits des Thermopyles, avant la destruction de Thèbes, il exprima « Ils disent que je suis un garçon. Je viens leur montrer que je suis un homme. » Son arrivée inattendue, la prise rapide de Thèbes, l'attaque et l'exécution décisive du verdict ont convaincu la nation grecque qu'il n'était pas immature, malgré son âge. Tous les signes de mécontentement contre le règne d'Alexandre disparurent instantanément et ne se manifestèrent pas de nouveau de sitôt. Cet effet n'était pas entièrement dû à la terreur inspirée par la rétribution infligée à Thèbes. La Grèce admirait le caractère d'Alexandre en voyant ses actions énergiques, sa nature décisive, sa patience, sa générosité et sa loyauté envers ses amis. Le fait qu'il ait pardonné aux prêtres, qu'ils aient été pour lui ou contre lui, a incliné tout ami de la religion en sa faveur. La même intervention en faveur de la famille et des descendants du poète parlait directement au cœur de chaque poète, orateur, historien et philosophe du pays, et tendait à faire de tous les amateurs de littérature ses amis. Sa générosité à choisir qu'un ami sauve une famille plutôt qu'un ennemi la condamne a dû créer de la gratitude et de l'admiration parmi ceux qui valorisent la loyauté et la gentillesse. Alors que la nouvelle de la destruction de Thèbes et de la réduction en esclavage d'un grand nombre de ses habitants se répandait, elle eut un impact profond sur la population. La plupart l'admiraient et avaient une grande confiance en ses capacités exceptionnelles. Seule une petite minorité soutenait les rebelles ou s'opposait à la destruction de la ville. De Thèbes, Alexandre se dirigea vers le sud. Des délégations des villes vinrent à lui, le félicitant pour ses victoires et lui promettant leur soutien. Son influence et sa domination semblaient fermement établies en Grèce, et il retourna finalement en Macédoine. À Aegae, sa capitale de l'époque, il célébra l'établissement et la consolidation de son pouvoir par des jeux, des spectacles, des illuminations et de grands sacrifices aux dieux. Maintenant, il était prêt à se concentrer sur son expédition longuement planifiée en Asie. Chapitre 4. La traversée du Hellespont. À son arrivée en Macédoine, Alexandre commença immédiatement à se concentrer sur le projet d'invasion de l'Asie. Il était rempli de passion et d'enthousiasme pour réaliser ce projet. Considérant son jeune âge et la nature captivante de l'entreprise, il est surprenant qu'il ait fait preuve d'autant de réflexion et de prudence dans ses actions. Il avait désormais réglé de manière approfondie tout à la fois dans ses domaines et parmi les nations à ses frontières, et, selon lui, le moment était venu de commencer les préparations actives pour la grande campagne asiatique. Il soumit le sujet à ses ministres et conseillers. En général, ils étaient d'accord avec lui. Cependant, 2 personnes étaient incertaines, ou plutôt, elles étaient opposées au plan, bien qu'elles exprimaient leur désaccord sous forme de doute. Ces 2 personnes étaient Antipater et Parménion, les vénérables officiers déjà mentionnés pour avoir fidèlement servi Philippe et pour avoir transféré, à la mort du père, leur attachement et leur allégeance immédiatement au fils.
Antipater et Parménion dirent à Alexandre que s'il allait en Asie à ce moment-là, cela serait très risqué pour la Macédoine. Puisqu'il n'avait pas de famille, il n'y avait pas de successeur direct au trône. Si quelque chose de malheureux arrivait et qu'il perdait la vie, la Macédoine serait rapidement prise par des factions concurrentes. Chaque faction présenterait son candidat pour le trône vacant. La sagesse et la prévoyance montrées par C.S. Leader dans C.S. Suggestions se sont avérées vraies à la fin. Alexandre est mort en Asie, et son immense royaume s'est immédiatement fragmenté, menant à des conflits internes et des guerres civiles pendant longtemps après sa mort. Parménion et Antipater conseillèrent au roi de retarder son expédition. Ils suggérèrent qu'il devrait se marier avec une princesse de Grèce et se concentrer sur ses devoirs domestiques et sur la gouvernance de son royaume pendant quelques années. Une fois la Grèce stabilisée et sa famille ayant gagné le soutien du peuple, il pourrait quitter la Macédoine plus en sécurité. Les affaires publiques se poursuivraient plus aisément pendant sa vie, et en cas de sa mort, la couronne passerait à son héritier avec relativement peu de risques de troubles civils. Mais Alexandre était déterminé à ne pas suivre une telle politique. Il décida de commencer la grande expédition immédiatement. Il choisit Antipater comme son représentant en Macédoine pendant son absence et il emmena Parménion avec lui en Asie. Il est important de noter qu'Antipater servait d'homme d'État et Parménion de général. Antipater s'occupait principalement des affaires civiles, tandis que Parménion se concentrait sur les affaires militaires. Cependant, à cette époque, quiconque impliqué dans la vie publique avait un certain niveau d'implication dans le militaire. Avant de partir, Alexandre confia à Antipater une armée d'environ 10 à 12 000 soldats pour sauvegarder la Macédoine. Il rassembla une autre armée d'environ 35 000 soldats pour l'accompagner. Bien que considérée comme petite pour une tâche aussi massive, c'était encore une force importante. Il convient de noter que quelques centaines d'années plus tôt, le roi Darius de Perse avait envahi la Grèce avec une armée de 500 000 hommes, seulement pour être vaincu et repoussé. Maintenant, Alexandre cherchait sa revanche avec moins d'un dixième de ce nombre. Sur l'armée de 35 000 d'Alexandre, 30 000 étaient des fantassins et environ 5 000 étaient des cavaliers. Plus de la moitié de toute l'armée venait de Macédoine, tandis que le reste venait des États grecs du sud. Un grand groupe de cavaliers arriva de Thessalie, une région située au sud de la Macédoine. La Thessalie était comme une grande vallée entourée de montagnes. Des torrents descendèrent des montagnes, créant des ruisseaux qui s'écoulèrent dans les plaines. Ils se joignaient pour former un fleuve qui coulait vers l'est et sortait des montagnes par un endroit célèbre appelé le Vallon de Tampé. Au nord de cette vallée se trouve l'Olympe, et au sud, les montagnes jumelles, le Pélion et l'Ossa. Il existe une vieille histoire sur une guerre en Thessalie entre les géants et les dieux. Les géants empilèrent le Pélion sur l'Ossa pour atteindre le ciel et combattre leurs ennemis célestes. Cette histoire est devenue un proverbe largement connu en Europe, utilisé pour décrire tout effort extrême ou extraordinaire pour atteindre un objectif comme empiler Pélion sur Ossa. La Thessalie était connue pour ses chevaux et ses cavaliers. Les pentes des montagnes offraient d'excellents pâturages pour élever les animaux, tandis que les plaines en contrebas offraient de vastes et ouverts champs pour l'entraînement et l'exercice de la cavalerie. Les chevaux de Thessalie étaient bien connus en Grèce. Bucéphale fut élevé en Thessalie. Alexandre, en tant que roi de Macédoine, possédait de grands domaines et des revenus qui lui appartenaient personnellement et étaient distincts des revenus de l'État. Avant de commencer son voyage, il distribua ses biens parmi ses officiers et généraux de haut rang, tant ceux qui partaient que ceux qui restaient. Il fit preuve d'une grande générosité en faisant cela, mais en fin de compte, c'était son ambition, plutôt que sa générosité, qui le motivait. Il avait deux motivations principales, la joie de faire de grandes choses et le désir de la renommée et de la gloire qui les accompagnent. Ces deux principes ont des natures différentes, mais sont souvent liés. Ils étaient extrêmement importants et les plus élevés dans le caractère d'Alexandre, et tout autre principe humain était moins important qu'eux. Pour lui, l'argent était donc seulement un moyen de l'aider à atteindre ses objectifs.
Distribuer ses domaines et ses revenus comme décrit ci-dessus était une utilisation intelligente de l'argent pour atteindre ses objectifs. C'était dépenser, non pas donner. Cela a bien fonctionné pour ceux qu'il voulait accomplir. Ses amis le voyaient comme très généreux et prêt à se sacrifier. Ils lui demandèrent ce qu'il gardait pour lui-même. « L'espoir » répondit Alexandre. Finalement, tout était préparé, et Alexandre commença à célébrer les sacrifices religieux, spectacles et représentations qui précédaient traditionnellement de telles entreprises importantes. Il y avait une grande cérémonie pour honorer Jupiter et les 9 muses. Cette cérémonie était célébrée chaque année en Macédoine comme un festival national. Alexandre fit de grandes préparations pour ce festival. À l'époque des Grecs, il mélangeait le culte public et le divertissement public dans les mêmes événements et rituels. Tout culte était comme un spectacle de théâtre, et la plupart des spectacles étaient une forme de culte. Les sentiments religieux du cœur humain nécessitent une sorte de soutien et d'assistance, réelle ou imaginée, du monde invisible, dans les entreprises importantes, et à chaque moment crucial de son histoire. Il est vrai que les soldats d'Alexandre, sur le point de quitter leur foyer pour aller dans une autre partie du monde, et dans des situations dangereuses et mortelles d'où il était très peu probable que beaucoup d'entre eux reviennent jamais, n'avaient d'autre protection divine à invoquer que les esprits des anciens héros. Ils croyaient que ces héros avaient d'une manière ou d'une autre trouvé leur demeure éternelle dans un lieu céleste au sommet des montagnes, où ils avaient une certaine influence sur les affaires humaines. Bien que cela puisse nous sembler insignifiant, cela signifiait beaucoup pour eux. Lorsqu'ils faisaient des sacrifices à ces dieux, ils croyaient qu'ils les appelaient à l'aide et au soutien. Comme ces dieux avaient également été impliqués dans des entreprises similaires et partageaient les mêmes sentiments d'espoir et de peur, les soldats pensaient que ces dieux semi-humains se soucieraient de leur sécurité et seraient heureux de leur victoire. Les Muses, qui étaient célébrées lors du grand festival macédonien en même temps que Jupiter, étaient 9 charmantes jeunes filles connues pour leurs chants, leurs danses et leurs mouvements gracieux. Selon les anciens, elles étaient originaires de Thrace dans le nord et furent initialement faites déesses par Jupiter sur le mont Olympe. Plus tard, elles se dirigèrent vers le sud et s'installèrent dans un palais sur le mont Parnasse, que l'on peut situer sur la carte juste au nord du golfe de Corinthe et à l'ouest de la Béotie. Elles étaient vénérées dans toute la Grèce et l'Italie comme les déesses de la musique et de la danse. Plus tard, des sciences et des arts spécifiques furent associés à chacune d'elles, comme l'histoire, l'astronomie, la tragédie et bien d'autres. Cependant, il n'y avait pas une telle distinction dans les premiers temps. Les célébrations pour Jupiter et les Muses duraient 9 jours en Macédoine, ce qui correspondait au nombre de déesses dansantes. Alexandre fit de grandes préparations pour cet événement. Il fit construire une grande tente, où il divertissait un grand nombre de princes, chefs et généraux chaque jour. Il fit des sacrifices aux dieux qu'il pensait plaire aux soldats. Associés à ces sacrifices et festins, il y avait des sports et des événements militaires et des spectacles, courses et combats de lutte, et des concours simulés avec des lances émoussées. Toutes ces choses stimulaient et dynamisaient l'enthousiasme et la vivacité des soldats. Cela leur donnait envie de se distinguer par leurs accomplissements et renforçait leur désir d'honneur et de gloire. Avec de nouveaux désirs de reconnaissance et croyant en le soutien de pouvoir qu'ils considéraient comme divin, l'armée se préparait à quitter leur foyer, en disant au revoir pour longtemps, ce qui s'avéra être la dernière fois pour beaucoup d'entre eux. Le voyage d'Alexandre commença le long des côtes nord de la mer Égée. Il prévoyait de passer de l'Europe à l'Asie en traversant l'Hellespont entre Sestos et Abydos. Il envoya une flotte de 150 galères avec 3 rangées de rames chacune à Sestos pour transporter son armée à travers les détroits. Pendant ce temps, l'armée marchait par voie terrestre. Il devait traverser des rivières qui se jetaient dans la mer Égée du côté nord. Mais comme ces rivières étaient en Macédoine et qu'il n'y avait pas d'opposition, ils purent les traverser sans grande difficulté. Lorsqu'ils arrivèrent à Sestos, ils trouvèrent la flotte prête et les attendait.
Il est remarquable de voir comment la carrière d'Alexandre a souvent combiné le sentiment et l'enthousiasme poétique avec des pratiques commerciales calmes et efficaces. En arrivant à Sestos et en découvrant que les navires et l'armée étaient en sécurité et qu'il n'y avait aucun ennemi pour s'opposer à leur débarquement sur la rive asiatique, Alexandre confia à Parménion la tâche de transporter les troupes à travers l'eau. Pendant ce temps, Alexandre lui-même entreprit un voyage sentimental et aventureux à bord d'une seule galère. Un peu au sud de l'endroit où son armée devait traverser, il y avait une grande plaine sur la côte asiatique avec les vestiges de Troie, la ville qui fut le décor des célèbres poèmes d'Homère. 6 poèmes avaient profondément fasciné Alexandre durant ses premières années. Au lieu de traverser l'Hellespont avec toute son armée, il décida de naviguer seul vers le sud sur un seul bateau et de débarquer sur la côte asiatique à l'endroit exact dont il avait tant rêvé dans sa jeunesse. Troie était située sur une plaine. Homère mentionne une île appelée Ténédos, une montagne appelée Mont Ida et un fleuve appelé le Scamandre. L'île, la montagne et le fleuve existent encore aujourd'hui, conservant leurs noms originaux à l'exception du fleuve, qui est maintenant appelé le Mender. Bien qu'il y ait des vestiges de ruines anciennes éparpillées sur la plaine, l'emplacement exact de la ville ne peut être déterminé. Certains érudits soutiennent qu'il n'y a peut-être pas eu de ville réelle telle que décrite par Homère. Selon eux, Homère a tout inventé à l'exception du fleuve, de la montagne et de l'île. Cependant, l'histoire d'Homère suggère qu'il y avait une ville forte et influente avec un royaume, qui fut assiégé par les Grecs pendant 10 ans avant sa capture et sa destruction finale. L'histoire du début de cette guerre est la suivante. Priam était le roi de Troie. Peu de temps avant la naissance de son fils, sa femme fit un rêve. Dans ce rêve, l'enfant se transformait en torche et incendiait le palais. Elle raconta ce rêve aux devins et leur demanda ce que cela signifiait. Ils dirent que cela devait signifier que son fils apporterait de terribles calamités et désastres à la famille. La mère, effrayée, donna l'enfant à un esclave et lui ordonna de le tuer pour prévenir ces calamités. L'esclave, pris de pitié pour le bébé sans défense, ne voulut pas le tuer lui-même. Alors il l'emmena sur le mont Ida et le laissa dans les forêts pour y mourir. Une mère ours trouva l'enfant dans les bois et s'en occupa comme du sien. Des bergers trouvèrent plus tard l'enfant et l'adoptèrent, le prenant loin de sa mère ours. Ils le nommèrent Paris. Il grandit fort et beau, montrant du courage et de l'énergie, comme s'il avait hérité de certaines qualités de sa mère adoptive. Il était très séduisant et courageux. Il gagna facilement le cœur d'une nymphe nommée Œnone et l'épousa. Il attira également l'attention des déesses dans les cieux. Les déesses eurent un différend et lui demandèrent de le régler. Le différend commença parce qu'une des déesses était contrariée de ne pas être invitée à un mariage. Elle fit une pomme d'or avec les mots « à donner à la plus belle » gravés dessus. Elle jeta la pomme dans le groupe, espérant les faire se battre pour elle. Elle était la déesse de la discorde elle-même, et outre le fait d'être contrariée par quelque chose dans cette situation, elle aimait provoquer des disputes. Cette vieille histoire est la raison pour laquelle tout désaccord inutile entre amis est encore appelé une pomme de discorde. 3 déesses voulaient la pomme et pensaient être la plus belle. Elles demandèrent à Paris de décider. Elles se montrèrent à lui dans les montagnes pour qu'il puisse les regarder et choisir. Cependant, aucune d'entre elles ne voulait une décision impartiale. Chacune essaya de soudoyer Paris pour qu'il les choisisse. L'une offrit un royaume, une autre offrit une grande renommée, et la troisième, Vénus, lui promit la plus belle femme du monde en mariage. Il choisit Vénus, mais il n'est pas clair s'il décida parce qu'elle le méritait ou à cause du pot de vin. Pendant ce temps, Paris resta sur la montagne en tant que berger et gardien de troupeaux. Il ne savait pas qu'il était apparenté au souverain qui gouvernait la ville et le royaume en bas dans la plaine. Le roi Priam, cependant, à cette époque, pendant des jeux qu'il organisait, décerna le meilleur taureau du mont Ida au gagnant. Lors d'une inspection, on découvrit que Paris avait le meilleur taureau. Cependant, le roi, qui avait un pouvoir absolu sur les paysans, décida de le prendre. Cela rendit Paris extrêmement en colère. Mais peu après,
il y eut une autre chance de concourir pour le même taureau. Paris, se faisant passer pour un prince, participa à la compétition, vainquit tous ses rivaux et ramena le taureau à sa maison dans les montagnes. À la suite de son apparition à la cour, Cassandre, la fille de Priam, fit sa connaissance. Elle se renseigna sur son histoire et découvrit qu'il était son frère perdu depuis longtemps que l'on croyait mort. Le roi Priam crut les preuves présentées par Cassandre, et Paris fut ramené à la maison de son père. Après s'être installé dans sa nouvelle fonction, il se souvint de la promesse de Vénus qu'il aurait la plus belle femme du monde comme épouse. Alors, il commença à se renseigner pour savoir où il pourrait la trouver. Dans la ville de Sparte, située dans le sud de la Grèce, il y avait un roi nommé Ménélas. Il avait une jeune épouse nommée Hélène, célèbre pour sa beauté. Paris croyait qu'Hélène était la plus belle femme du monde. Il croyait que, grâce à une promesse faite par Vénus, il avait le droit de la posséder, quelles que soient les actions qu'il devait entreprendre pour l'obtenir. Il se rendit en Grèce, visita Sparte, rencontra Hélène, la convainquit de quitter son mari et son devoir, et s'enfuit avec elle à Troie. Ménélas était en colère à cause de cela. Il demanda à toute la Grèce de rassembler des armes et de l'aider à récupérer sa femme. Les Grecs répondirent à la demande en envoyant un message à Priam, lui demandant de rendre Hélène à son mari. Priam refusa, soutenant plutôt son fils. En réponse, les Grecs rassemblèrent une flotte et une armée et arrivèrent dans les plaines de Troie. Ils installèrent leur camp en dehors de la ville et passèrent 10 ans à la mettre en siège. Finalement, ils réussirent à capturer et à détruire Troie. Ces histoires sur le début de la guerre, bien que fascinantes et agréables, n'étaient pas les principales choses qui préoccupaient Alexandre. Homère était surtout enthousiasmé par les parties de ces histoires qui parlaient des héros qui se battaient pendant le siège. Il aimait décrire leur aventure, leurs motifs, leurs principes de conduite et les émotions qu'ils ressentaient dans différentes situations. Homère dépeignait magnifiquement et puissamment les émotions et les motivations qui poussent les individus impulsifs dans diverses situations, telles que l'ambition, le ressentiment, la fierté et la rivalité, qui influencent les actions de ces héros. Chaque héros dans les histoires avait une personnalité distincte et mémorable, et ils étaient tous différents dans leur tempérament et leurs actions. Achille était l'un d'entre eux. Il était passionné, impulsif et impitoyable, avec un caractère féroce et sans pitié. Bien qu'il fût intrépide, il manquait de générosité. Il y avait une rivière appelée le Styx. On croyait que l'eau de cette rivière pouvait rendre quelqu'un invincible. Quand Achille était un bébé, sa mère l'a trempé dans la rivière tout en le tenant par le talon. Le talon, qui n'était pas trempé, était la seule partie qui pouvait être blessée. Par conséquent, il était protégé au combat et était un guerrier redoutable. Cependant, il se disputait fréquemment avec ses compagnons et les quittait pour des raisons mineures, pour se réconcilier plus tard pour des motifs tout aussi insignifiants. Agamemnon était le chef de l'armée grecque. Après une victoire importante, des prisonniers furent capturés et devaient être répartis parmi les vainqueurs. Agamemnon a dû rendre une noble dame qu'il avait reçue et a pris une autre qui devait être donnée à Achille. Cela rendit Achille très en colère, et il décida de ne pas participer au combat pendant longtemps. À cause de son absence, les Troyens remportèrent de nombreuses grandes victoires continues contre les Grecs. Achille refusa de revenir pendant longtemps. Finalement, même s'il ne voulait pas y aller lui-même, il permit à son ami proche, Patrocle, de porter son armure et de rejoindre la bataille. Patrocle eut d'abord du succès, mais fut rapidement tué par Hector, le frère de Paris. Cela rendit Achille en colère et le remplit d'un désir de vengeance. Il mit de côté sa dispute avec Agamemnon et retourna au combat. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir tué Hector. Après cela, il montra sa joie cruelle et se vengea en traînant le corps mort d'Hector derrière son char autour des murs de la ville. Puis, il vendit le corps au père en deuil contre paiement. Ces histoires, magnifiquement et puissamment décrites dans les poèmes d'Homère, fascinaient particulièrement Alexandre. Il était fasciné par divers aspects:
Les récits de combats, de compétitions et les exploits de ces aces combattants le captivaient. Les descriptions de leur personnalité, de leur motivation et les récits de différents événements et occurrences découlant de la guerre étaient tous conçus pour attirer l'attention d'un jeune guerrier. Alexandre décida de débarquer à Troie pour sa première entrée en Asie. Il confia son armée à Parménion pour traverser de Sestos à Abydos, tandis qu'il voyageait vers le sud sur une seule galère. Il y avait un port sur la côte troyenne où les Grecs avaient l'habitude d'aller, et il s'y dirigea. Il avait un taureau sur son navire qu'il allait offrir en sacrifice à Neptune lorsqu'il était à mi-chemin entre les rivages. Neptune était le dieu de la mer. Bien que l'Hellespont ne soit pas l'océan ouvert, il fait toujours partie de la mer et était considéré comme étant sous le contrôle de l'ancien dieu de l'eau. Neptune était imaginé par les anciens comme un roi vivant dans les océans ou sur les rivages, voyageant sur les vagues tout en étant assis dans un grand coquillage ou parfois dans un char tiré par des dauphins ou des hippocampes. Pendant ces voyages, il était accompagné par un groupe de dieux de la mer et de nymphes qui flottaient à moitié et nageaient à moitié, le suivant sur les vagues. Au lieu d'un sceptre, Neptune portait un trident. Un trident était une sorte de harpon à 3 pointes, semblable à ceux utilisés par les pêcheurs en Méditerranée à cette époque. Le trident a probablement été choisi comme symbole d'autorité pour le dieu de la mer en raison de cette connexion. Alexandre prit le contrôle du navire et le guida vers le rivage de l'Asie. Juste avant d'atteindre la terre, il se tint à l'avant du navire et lança un javelot vers le rivage, montrant sa détermination et son agressivité en entrant dans les frontières du monde oriental. Il fut aussi le premier à débarquer. Après être descendu avec sa compagnie, il fit des offrandes aux dieux, puis alla visiter les lieux où les événements décrits par Homère avaient eu lieu. Homère écrivit 500 ans avant l'époque d'Alexandre. Il y a des doutes sur le fait que les ruines et les vestiges des villes trouvées par Alexandre soient les lieux mentionnés dans les histoires d'Homère. Cependant, il croyait qu'ils l'étaient, et il se sentait enthousiaste et fier en marchant parmi eux. Il semblait être le plus intéressé par le personnage d'Achille, et il dit qu'il l'enviait d'avoir un ami comme Patrocle pour l'assister dans ses exploits, et un poète comme Homère pour les louer. Après avoir terminé sa visite dans la plaine de Troie, Alexandre se dirigea vers le nord-est avec le petit groupe d'hommes qu'il avait rejoint sur son navire unique. Pendant ce temps, Parménion traversa en toute sécurité de Sestos à Abydos avec l'armée principale. Alexandre les rattrapa pendant leur voyage, pas trop loin de l'endroit où ils étaient arrivés pour la première fois. Au nord de cet endroit, sur le côté gauche du chemin qu'Alexandre suivait, se trouvait la ville de Lampsacus. À présent, une partie importante de l'Asie mineure, bien que principalement sous contrôle perse, avait été colonisée par les Grecs. Dans les conflits précédents entre les deux nations, les villes avaient changé de main, appartenant tantôt à l'une, tantôt à l'autre puissance. Dans ces luttes, la ville de Lampsacus avait irrité les Grecs en se rebellant contre eux à un moment donné. Alexandre décida de la détruire en passant. Les habitants connaissaient ce plan et envoyèrent un représentant à Alexandre pour implorer sa clémence. Lorsque le représentant arriva, Alexandre, conscient de son objectif, fit le serment de ne pas exaucer la demande qu'il allait faire. Le représentant dit « Je suis venu vous supplier d'éliminer Lampsacus. » Alexandre, impressionné par le rapide changement de mots du représentant et peut-être influencé par sa promesse, épargna la ville. Il était maintenant en Asie. Les forces perses se préparaient à l'attaquer, mais son invasion était si inattendue et soudaine qu'elle n'était pas prête à le combattre à son arrivée. Il continua d'avancer sans aucune résistance jusqu'à atteindre les rives de la petite rivière Granique. Chapitre 5. Campagne en Asie mineure. Bien qu'Alexandre soit arrivé en toute sécurité sur la côte asiatique, il ne pouvait pas facilement avancer plus loin dans le pays. Il se trouvait sur une plaine séparée du territoire au-delà par des barrières naturelles. Au sud se trouvait une haute montagne appelée le mont Ida. Un cours d'eau descendait des pentes nord-est de cette montagne et se dirigeait vers le nord dans la mer, bloquant ainsi l'armée d'Alexandre. Pour avancer, il devait escalader la montagne ou traverser la rivière.
Il pensait que traverser la rivière serait l'option la plus facile. Il est extrêmement difficile de déplacer un grand groupe de cavaliers et de soldats lourdement armés, avec tous leurs suiveurs et leurs biens, à travers des terrains escarpés. C'est pourquoi l'armée se dirigea vers le nord après avoir débarqué sur la côte asiatique. Alexandre pensait que traverser la rivière Granique serait plus facile que de franchir le mont Ida. La rivière était relativement petite et pouvait être traversée facilement. Dans le passé, et même maintenant lorsque les armées marchent, il était courant d'envoyer de petits groupes d'hommes en avant pour explorer les routes, dégager les obstacles et repérer les dangers potentiels. De nos jours, ces hommes sont connus sous le nom de scouts, mais à l'époque d'Alexandre et en langue grecque, ils étaient appelés prodromi, ce qui signifie précurseurs. C'est le travail de ces pionniers d'envoyer régulièrement des messagers au corps principal de l'armée, informant les officiers de tout ce qu'ils observent d'important. Dans ce cas, alors que l'armée se rapprochait de la rivière, les prodromies rapportèrent qu'ils avaient été à la rivière et avaient trouvé toute la rive opposée, où ils devaient traverser, remplie de troupes perses. Les troupes perses s'étaient rassemblées là pour empêcher l'armée de traverser. L'armée continua d'avancer et Alexandre rassembla les principaux généraux pour une discussion sur la marche à suivre. Parménion suggéra de ne pas traverser la rivière tout de suite. L'armée perse était principalement composée de cavalerie. Or, la cavalerie, bien qu'elle soit très redoutable en tant qu'ennemie pendant les batailles de jour, est particulièrement vulnérable et sans défense lorsqu'elle est en campement la nuit. Les chevaux sont dispersés, soit en train de se nourrir ou de se reposer. Les armes des hommes ne sont pas fortes et ils ne sont pas habitués à se battre à pied. Lorsque l'ennemi attaque soudainement leur camp à minuit, leurs chevaux et leurs compétences en équitation ne leur sont d'aucune utilité, et ils deviennent une cible facile pour les envahisseurs déterminés. Parménion pensait que les Perses ne resteraient pas longtemps près de l'armée d'Alexandre, et que, s'ils attendaient, l'ennemi se retirerait. Alors, Alexandre pourrait traverser la rivière sans risquer une bataille. Cependant, Alexandre ne voulait pas suivre ce plan. Il pensait que son armée était assez courageuse et puissante pour traverser la rivière, grimper sur la rive opposée et surmonter toute résistance des Perses. Il savait aussi que si cela se produisait, cela causerait une grande réaction dans tout le pays, faisant réaliser à tout le monde la force de l'armée sous son commandement. Cela effrayerait l'ennemi et faciliterait les opérations futures. Mais ce n'était pas tout. Il avait une raison encore plus forte de vouloir continuer à marcher droit devant, traverser la rivière et percer à travers les grands groupes de cavalerie de l'autre côté. Et cette raison était simplement parce qu'il aimait le faire. Alors que l'armée avançait vers les rives, il se mettait en formation de bataille et se préparait à continuer de marcher comme si rien ne les arrêtait. Le plan de bataille générale de l'armée macédonienne était le suivant. Il y avait un groupe de soldats, appelé la phalange, qui était armé et organisé spécialement. Ce groupe était positionné au milieu. Les soldats de la phalange étaient lourdement armés, avec des boucliers sur leur bras gauche et des lances de 16 pieds de long à pointe de fer. Ils tenaient fermement les lances à 2 mains, avec les pointes aiguisées se projetant devant eux. Les hommes étaient disposés en ligne, l'une derrière l'autre, et tous face à l'ennemi. Il y avait 16 lignes, avec 1000 hommes dans chaque ligne. Au total, il y avait 16 000 hommes dans la phalange. Les lances étaient très longues. Lorsque les hommes se tenaient proches les uns des autres, les rangs arrière étaient rapprochés des rangs avant. Les pointes des lances de 8 ou 10 rangs se projetaient devant, formant un mur de pointes d'acier tranchantes. Chaque lance était maintenue en place par les bras forts d'un soldat en forme et bien entraîné. Ce mur était impénétrable. Tout ce qui essayait de l'attaquer, que ce soit des hommes, des chevaux ou des éléphants, rencontrait sa perte. Chaque lance, guidée par des bras forts, frappait avec une précision mortelle, comme si elle possédait la même hostilité féroce que son porteur. Si l'ennemi restait loin et lançait des javelots ou des fléchettes sur la phalange, cela ne blessait pas les soldats. Les soldats avaient des boucliers sur leur bras gauche qui étaient tenus de manière à former une couche protectrice, comme des écailles, couvrant tout le groupe de soldats. Cela rendait les soldats presque impossibles à blesser.
La phalange était très forte lorsqu'elle ne faisait que se défendre et ne bougeait pas. Elle était comme à la fois une armée et une fortification, et il était presque impossible de la percer. Mais lorsqu'elle devenait agressive, bougeait et attaquait, elle devenait encore plus puissante. C'était comme un monstre effrayant couvert d'écailles de laiton, avec 10 000 pointes de fer aiguës se projetant. Elle avançait intentionnellement et calmement, mais avec une vitesse et une puissance incroyables. Elle ne semblait pas humaine du tout. C'était une créature massive, féroce, déterminée, obstinée, insensible à la douleur, sans peur, et détruisant impitoyablement tout sur son chemin. La phalange était la force principale de l'armée d'Alexandre. Bien qu'elle fût forte et invincible dans l'Antiquité, elle serait sans défense sur un champ de bataille moderne. Des projectiles de fer, se déplaçant à des vitesses si élevées qu'ils ne peuvent pas être vus, pénétreraient facilement les piques, les boucliers et les corps des soldats sans aucune résistance. La phalange était divisée en groupes plus petits appelés brigades, régiments et bataillons, avec des officiers affectés à chacun. En marchant, elle se scindait en parties plus petites, et parfois au combat, elle combattait en divisions séparées. Elle était positionnée au milieu de l'armée, avec la cavalerie et les fantassins de chaque côté. Ces soldats n'étaient pas aussi lourdement armés que ceux de la phalange, donc ils pouvaient se déplacer rapidement et facilement partout où ils étaient nécessaires. Les troupes sur les côtés étaient appelées les ailes. Alexandre commandait une aile et Parménion commandait l'autre. La phalange avançait lentement mais puissamment entre les deux. L'armée, dans cette formation, avança vers la rivière. C'était une rivière large et peu profonde. Les Perses s'étaient rassemblés en grand nombre de l'autre côté. Certains historiens affirment qu'il y avait 100 000 hommes, d'autres 200 000, et d'autres encore 600 000. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que leur nombre était bien plus important que celui de l'armée d'Alexandre, qui comptait moins de 40 000 hommes. Il y avait une petite plaine de l'autre côté de la rivière, près du rivage, et une chaîne de collines au-delà. Les cavaliers perses étaient déployés à travers la plaine ouverte, prêts à charger les soldats macédoniens dès qu'ils sortiraient de l'eau et essaieraient de grimper la pente. L'armée, menée par Alexandre, entra dans le cours d'eau et continua à traverser l'eau. Ils faisaient face à leurs ennemis de l'autre côté. Il y eut un long et difficile combat, mais l'armée d'Alexandre resta calme, courageuse et forte, et finalement gagna. Les Perses furent repoussés par les Grecs, qui débarquèrent ensuite, se réorganisèrent et se formèrent sur le rivage. Réalisant qu'ils avaient perdu, les Perses s'enfuirent dans toutes les directions. Alexandre joua un rôle proéminent et actif dans la bataille. Il était facilement identifiable par son accoutrement et une plume blanche sur son casque. Il se mit en grand danger. Une fois, alors qu'Alexandre était entouré par un groupe de cavaliers, l'un d'eux tenta de le frapper à la tête avec une épée. Bien qu'Alexandre ait réussi à éviter le coup, il frappa sa plume et une partie de son casque. En réponse, Alexandre poignarda rapidement son adversaire dans le corps. À ce moment, un autre cavalier d'un autre côté avait son épée levée, prêt à tuer Alexandre avant qu'il ne puisse se défendre. Cependant, juste à ce moment-là, l'un des amis d'Alexandre vit le danger et porta un coup puissant à l'épaule de l'attaquant, séparant son bras de son corps. Ce sont les histoires qui sont racontées. Elles auraient pu être entièrement vraies, ou elles auraient pu être des versions exagérées d'événements similaires qui se sont produits, ou elles auraient pu être entièrement inventées. Les célèbres chefs militaires, comme d'autres personnalités célèbres, reçoivent souvent du crédit pour des réalisations qu'ils n'ont jamais réellement accomplies. Il est du rôle particulier des poètes et des historiens d'amplifier et d'embellir les actes des grands individus. Et cette compétence était tout aussi bien connue dans l'Antiquité qu'elle l'est aujourd'hui. Nous devons garder à l'esprit que nous n'entendons que le côté grec de l'histoire lorsque nous lisons ces événements. Les récits perses ne nous sont pas disponibles. Néanmoins, l'armée perse a été vaincue et cela s'est produit sans l'aide de la phalange. Seuls les cavaliers et les troupes légères ont été impliqués dans la bataille. La phalange ne pouvait pas se former ou agir dans cette position. Après être sortie de l'eau,
les hommes devaient grimper les berges et se précipiter pour attaquer un ennemi composé d'escadrons de cavaliers, prêts à les charger immédiatement. L'armée perse fut vaincue et contrainte à la retraite. Alexandre ne les poursuivit pas, car il comprenait qu'il avait infligé un coup significatif. La nouvelle de cette défaite des Perses se répandrait rapidement dans toute l'Asie mineure et lui serait grandement bénéfique. Il envoya un rapport de la victoire en Grèce avec 300 ensembles d'armures pris aux cavaliers perses tués dans la bataille. 6 ensembles d'armures étaient destinés à être exposés au Parthénon, un grand temple à Athènes. Le Parthénon est un lieu hautement remarquable, considéré comme l'un des meilleurs de toute l'Europe. Le nom du général perse qui commandait lors de la bataille du Granique était Memnon. Il ne voulait pas risquer d'avoir une bataille. Alexandre était venu en Asie sans approvisionnement ni fonds. Il dépendait de ses victoires pour soutenir son armée. Memnon suggéra que les Perses devraient se retirer progressivement, emportant avec eux tous les biens de valeur et détruisant ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. Il croyait qu'en faisant cela, l'armée d'Alexandre s'affaiblirait par manque de provisions, devenant une cible facile à la fin. Cependant, sa suggestion fut rejetée par les autres commandants, menant à la bataille du Granique. Alexandre installa un camp pour reposer son armée et s'occuper des blessés. Il rendit visite à chaque soldat blessé, s'enquérant de leur situation et écoutant leurs récits de la bataille et comment ils avaient été blessés. Leur raconter leur histoire à leur général et le voir écouter avec intérêt et plaisir les rendait fiers et heureux. Toute l'armée devint enthousiaste et désireuse d'une autre occasion de faire face au danger et à la mort au service d'un si grand chef. C'est dans ces qualités que brille la véritable grandeur d'Alexandre. Il est important de se souvenir qu'il avait un peu plus de 21 ans à cette époque. Il venait tout juste d'atteindre sa majorité lorsqu'il quitta son camp au Granique. Alexandre se dirigea vers le sud et suivit les côtes orientales de la mer Égée. Le pays se rendit principalement à lui sans aucune résistance. Il était à peine considéré comme territoire perse. La majorité des habitants étaient d'origine grecque et avaient été sous domination grecque ou perse à différentes époques. La conquête du pays entraîna simplement le remplacement de l'officier exécutif dans chaque province. Alexandre veilla à rassurer la population qu'elle n'avait rien à craindre. Il interdit aux soldats de causer du tort et sauvegarda la propriété privée. Il ne prit le contrôle que des forteresses et des actifs appartenant au gouvernement qu'il trouva, tout en maintenant les taxes, les lois et les tribunaux existants. Alors qu'il avançait, les villes et les provinces se rendaient volontiers à lui, et en peu de temps, toute la région occidentale de l'Asie mineure passait pacifiquement sous son règne. L'histoire de cette progression, telle que racontée par les anciens historiens, est remplie de nombreuses aventures et incidents différents qui rendent l'histoire intéressante et nous aident à comprendre le caractère d'Alexandre et l'esprit de l'époque. Dans certains endroits, il y avait une compétition entre les groupes grecs et perses avant l'arrivée d'Alexandre. À Éphèse, l'hostilité était telle qu'une sorte de guerre civile éclata. Le groupe grec avait pris le contrôle et prévoyait de tuer tous les résidents perses. Alexandre intervint rapidement pour les défendre, même s'ils étaient ses ennemis. Cet acte de bonté et de générosité devint largement connu et augmenta l'influence et la réputation d'Alexandre. À cette époque, les soldats ordinaires étaient fortement influencés par ceux qu'ils appelaient les présages, qui étaient des signes et des symboles qu'ils observaient dans le volume ou les actions des oiseaux et des apparitions similaires. Une fois, la flotte qui était venue par la mer avec l'armée fut piégée dans un port par une flotte perse plus forte. Un navire de la flotte macédonienne était coincé sur le sol. Un aigle atterrit sur le mât et resta là un moment, faisant face à la mer. Parménion suggéra que puisque l'aigle regardait vers la mer, cela signifiait que la victoire était dans cette direction. Il les conseilla de préparer leur navire et de sortir courageusement pour attaquer les Perses. Mais Alexandre pensait que lorsque l'aigle se posait sur un navire coincé sur le sol, cela signifiait qu'il devait chercher le succès sur le rivage. Les présages pouvaient être interprétés de diverses manières, et les généraux avisés ne les utilisaient que pour renforcer le moral de leurs soldats, se basant sur d'autres facteurs pour leur plan.
Alexandre comprenait qu'il n'était pas un marin et n'avait aucun intérêt à participer à des batailles qui ne lui apporteraient pas de gloire personnelle, quel qu'en soit le résultat. Lorsque l'hiver arriva, Alexandre et son armée se trouvaient à environ 3 à 400 miles de chez eux. Comme Alexandre ne prévoyait pas de se déplacer beaucoup plus loin jusqu'au printemps, il dit à l'armée que quiconque s'était marié au cours de l'année passée pouvait rentrer chez lui et passer l'hiver avec son conjoint. Il pourrait ensuite revenir dans l'armée au printemps. Sans aucun doute, ce fut une décision intelligente. Comme le nombre de soldats n'était pas important, leur absence n'affaiblirait pas significativement son armée. Au contraire, il répandrait des histoires dans toute la Grèce sur la force, le courage et la nature noble et généreuse d'Alexandre. C'était le meilleur moyen de diffuser ses exploits impressionnants à travers l'Europe. Cela créa également un lien plus fort entre lui et ses soldats, augmentant leur loyauté et leur attachement, qu'ils l'accompagnent ou restent derrière. Et même si Alexandre devait connaître tous ces avantages de l'action, personne n'aurait pu concevoir ou adopter un tel plan à moins d'être habitué à réfléchir et à valoriser les émotions et les affections des autres, et à avoir une profonde empathie pour eux. Les soldats qui se mariaient, remplis de joie et de bonheur, entreprirent leur voyage de retour vers la Grèce dans un groupe dirigé par 3 généraux qui se mariaient également. Cependant, Alexandre ne voulait pas rester inactif pendant l'hiver. Il continua à se déplacer de province en province et de ville en ville, vivant toutes sortes d'aventures. Il commença par longer la côte sud jusqu'à atteindre un endroit où une chaîne de montagnes appelée Taurus atteignait la côte. Là, elle se termine soudainement en falaises et en rochers escarpés, ne laissant qu'une petite plage entre eux et l'eau en contrebas. Cette plage était parfois couverte et parfois à découvert. Il est vrai qu'il y a très peu de marées en Méditerranée, mais le niveau de l'eau le long des rivages change beaucoup en raison de la pression prolongée des vents et des tempêtes. L'eau était plus haute lorsque Alexandre atteignit ce passage, mais il décida néanmoins de faire traverser son armée. Il existait un itinéraire alternatif dans les montagnes, mais Alexandre choisit de satisfaire le désir d'aventure de l'armée en les menant vers un nouvel endroit périlleux. Ils marchèrent le long des falaises, parfois en marchant dans l'eau jusqu'à la taille, tandis que les vagues continuaient de s'écraser depuis la mer. Après avoir navigué avec succès à travers les montagnes difficiles, Alexandre se dirigea vers le nord dans le centre de l'Asie mineure. Pour cela, il dut traverser la même chaîne qu'il avait précédemment contournée. Comme c'était l'hiver, son armée dut affronter des conditions de neige et de tempête dans les passages accidentés et traîtres pendant un certain temps. En traversant ces 6 montagnes, ils rencontrèrent des dangers, des difficultés et des tribus hostiles. Alexandre sortit victorieux de la bataille et atteignit une vallée où coule une rivière, connue dans la langue et la littérature anglaise. Cette rivière s'appelait le Méandre. 6 courbes exquises à travers des vallées luxuriantes et fertiles étaient si renommées que tout cours d'eau qui imite son motif est encore appelé méandre aujourd'hui. Pendant ce temps, Parménion resta dans la partie occidentale de l'Asie mineure avec une grande partie de l'armée. À l'approche du printemps, Alexandre lui dit de se rendre à Gordium, où Alexandre allait, et de le retrouver là-bas. Il ordonna également que le groupe qui était rentré, lorsqu'il traverserait à nouveau l'Hellespont, se dirige vers l'est vers Gordium, en faisant de ce lieu le point de rendez-vous pour sa prochaine campagne. L'une des raisons pour lesquelles Alexandre voulait se rendre à Gordium était qu'il voulait dénouer le célèbre nœud gordien. L'histoire du nœud gordien est la suivante. Gordius était une sorte de fermier de montagne. Un jour, alors qu'il labourait, un aigle descendit et se posa sur son joug et resta là jusqu'à ce qu'il ait fini de labourer. C'était un présage, mais quelle en était la signification? Gordius ne le savait pas et alla donc dans une ville voisine consulter les prophètes et les devins. En chemin, il rencontra une jeune femme qui, comme Rebecca à l'époque d'Abraham, sortait chercher de l'eau. Gordius parla à la jeune fille et lui raconta l'incident qui avait attiré son attention. La fille lui suggéra de retourner faire un sacrifice à Jupiter. Finalement, elle accepta de retourner avec lui pour l'aider. L'affaire se conclut par son mariage avec Gordius, et ils vécurent heureux ensemble pendant de nombreuses années sur leur ferme.
Ils eurent un fils nommé Midas. Les parents sortaient souvent en char ou en chariot, tirés par des bœufs, avec Midas à la conduite. Un jour, alors qu'ils se rendaient en ville, il y avait une assemblée en cours. L'assemblée était très confuse et troublée à cause des combats et désaccords dans le pays. Ils venaient de demander à un oracle ce qu'ils devaient faire. L'oracle dit Un char amènerait un roi qui mettrait fin à leur lutte incessante. À ce moment-là, Midas arriva, conduisant le char avec son père et sa mère à l'intérieur. L'assemblée crut immédiatement que c'était le char mentionné par l'oracle, et ils firent de Gordius le roi par accord unanime. Ils conservèrent le char et le joug comme reliques sacrées, les dédiant à Jupiter. Gordius attacha le joug au mât du char avec un nœud serré et complexe que personne ne pouvait défaire. C'était le nœud gordien. L'oracle déclara plus tard que celui qui pourrait défaire ce nœud deviendrait le souverain de toute l'Asie. Jusqu'à présent, personne n'a réussi. Alexandre voulait voir ce nœud et essayer. Il se rendit au temple où le char sacré était conservé, examina le nœud et réalisa qu'il était impossible à défaire. Il utilisa alors son épée pour le couper en morceaux. La vérité derrière cette histoire est incertaine, mais elle a été transmise pendant 2000 ans en Europe. L'acte de résoudre un problème en utilisant des méthodes vigoureuses est encore appelé « couper le nœud gordien » aujourd'hui. Toute l'armée s'assembla et le roi continua son voyage. Il progressa pendant plusieurs semaines, se déplaçant vers le sud-est et conquérant tout le pays. Cependant, lorsqu'il arriva à Tarse, quelque chose se produisit qui faillit mettre fin à son règne. Pour certaines raisons, il s'efforça beaucoup d'atteindre Tarse. Comme le temps était chaud, il devint très fatigué et épuisé. Dans cet état, il alla et sauta soudainement dans la rivière Cydnus pour prendre un bain. Le Cydnus est un petit cours d'eau qui coule près de Tarse, prenant sa source dans le mont Taurus, non loin de la ville. De tels cours d'eau sont toujours extrêmement froids. Alexandre fut immédiatement saisi d'un frisson sévère, fut sorti de l'eau en tremblant incontrôlablement et finalement perdit connaissance. On le croyait proche de la mort. On le transporta à sa tente, et alors que la nouvelle du péril de leur chef se répandait dans tout le camp, toute l'armée, officiers et soldats, fut remplie d'une immense peur et tristesse. Une très mauvaise et longue fièvre s'ensuivit. Pendant celle-ci, quelque chose se produisit qui montre clairement à quel point Alexandre était courageux et unique. Le médecin qui s'occupait d'Alexandre s'appelait Philippe. Philippe avait préparé un médicament spécial pour lui qui a pris plusieurs jours à préparer. Juste avant la présentation, Alexandre a reçu une lettre de Parménion. La lettre disait que Parménion pensait que Philippe avait été payé par les Perses pour tuer Alexandre. Il pensait que Philippe le ferait en donnant à Alexandre un médicament empoisonné. Parménion a écrit la lettre pour avertir Alexandre de tout médicament que Philippe pourrait lui donner. Alexandre a mis la lettre sous son oreiller et n'a rien dit à personne. Finalement, lorsque le médicament était prêt, Philippe l'apporta à Alexandre. Alexandre tenait la coupe avec le médicament dans une main et donna à Philippe la lettre de Parménion de l'autre main, disant « Veuillez lire cette lettre ». Une fois que Philippe a fini de lire, Alexandre a rapidement bu toute la boisson et a posé la coupe avec confiance, croyant qu'il n'avait rien à craindre. Certains pensent qu'Alexandre a regardé le visage de son médecin en lisant la lettre et a pris le médicament parce qu'il croyait que le médecin pouvait déterminer la culpabilité ou l'innocence basée sur l'apparence. D'autres pensent que l'acte a montré sa confiance en son serviteur et a servi de témoignage qu'il ne soupçonnait pas ses amis ou ne doutait pas de leur loyauté. Philippe était très content du processus et Alexandre s'est rétabli. Alexandre avait maintenant traversé toute l'Asie mineure et avait conquis tout le pays. Il se dirigeait maintenant vers une autre zone, la Syrie et la Palestine, situées sur la côte est de la mer Méditerranée. Pour atteindre la nouvelle zone, il devait traverser une petite plaine entre les montagnes et la mer, appelée Issus. Là, il a affronté l'armée perse et la grande bataille d'Issus a eu lieu. Le prochain chapitre couvrira cette bataille. Chapitre 6. La défaite de Darius. Jusqu'à présent, Alexandre n'avait eu affaire qu'aux lieutenants et généraux du roi perse.
Au début, Darius n'avait pas pris au sérieux l'invasion de son vaste empire par un si jeune garçon, comme il l'appelait, et avec une armée si petite. Il ordonna à ses généraux en Asie mineure de capturer ce jeune homme insensé et de l'envoyer en Perse comme prisonnier. Mais lorsque Alexandre prit le contrôle de toute l'Asie mineure, Darius réalisa qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Darius rassembla une immense armée et marcha personnellement pour affronter les Macédoniens. Rien ne pouvait surpasser la grandeur et la splendeur de ces préparatifs. Il y avait beaucoup de soldats de différents pays, y compris de nombreux Grecs d'Asie mineure. Certains soldats venaient même de Grèce elle-même et étaient appelés mercenaires, c'est-à-dire qu'ils combattaient pour de l'argent et étaient prêts à rejoindre n'importe quel service qui payait bien. Il y avait même des officiers et des conseillers grecs dans la famille et la cour de Darius. L'un d'eux, nommé Charidem, contraria le roi en exprimant son opinion selon laquelle toutes les grandes préparations du roi pour une bataille avec Alexandre étaient inutiles. Charidem dit « Peut-être n'aimerez-vous pas que je sois honnête, mais si je ne le dis pas maintenant, il sera trop tard plus tard. » Ce grand défilé et cet étalage extravagant, avec l'immense nombre d'hommes, pourraient intimider vos voisins asiatiques, mais de telles préparations auront peu d'effet contre Alexandre et ses Grecs. Votre armée brille de pourpre et d'or. Seuls ceux qui l'ont vue peuvent vraiment apprécier sa splendeur. Cependant, elle ne fera pas le poids face à la force redoutable des Grecs. Leur attention n'est pas portée sur de simples démonstrations, mais plutôt sur l'efficacité de leurs armes et le développement des compétences et de la force nécessaires pour les utiliser efficacement. Ils n'ont aucun intérêt pour les décorations extravagantes ou pour les considérer comme des butins précieux. Ils sont fiers de leur capacité à vivre sans luxe et commodité. Ils mangent de la nourriture simple et dorment sur le sol la nuit. Ils sont toujours en mouvement pendant la journée. Ils affrontent la faim, le froid et différents types d'expositions avec fierté et plaisir. Ils méprisent tout ce qui ressemble à la faiblesse ou à la féminité de caractère. Tout, ce faste et cérémonial, avec des armes inefficaces et des hommes inefficaces pour les utiliser, seront inutiles contre leur bravoure et leur détermination imbattable. Et la meilleure chose que vous puissiez faire avec tout votre or, argent et autres trésors, c'est de les envoyer ailleurs et d'obtenir de bons soldats avec, si en effet l'or et l'argent peuvent les obtenir. Les Grecs avaient l'habitude de parler et d'agir avec énergie, mais Charidem n'avait pas pleinement pris en compte que les Perses n'étaient pas habitués à entendre un langage aussi direct. Cela a grandement déplu à Darius. Dans sa colère, il le condamna à mort. Charidem dit « Très bien, je peux mourir, mais mon vengeur est proche. Mon conseil est bon, et Alexandre vous punira bientôt de ne pas l'avoir pris en compte. » L'armée de Darius est décrite de manière très grandiose et magnifique alors qu'elle commençait sa marche depuis l'Euphrate vers la Méditerranée. Les Perses vénéraient le soleil et le feu. Au-dessus de la tente du roi, il y avait une image du soleil en cristal, et soutenue de telle manière à être vue par toute l'armée. Ils avaient aussi des autels en argent, sur lesquels ils entretenaient constamment ce qu'ils appelaient le feu sacré. 6 autels étaient portés par des personnes nommées à cet effet, qui étaient vêtues de costumes magnifiques. Ensuite venait une longue procession de prêtres et de mages, également vêtus de robes très splendides. Ils effectuaient les services du culte public. Après eux venait un chariot consacré au soleil. Il était tiré par des chevaux blancs et suivi par un seul cheval blanc de grande taille et de noble forme qui était un animal sacré appelé le cheval du soleil. Les écuyers, c'est-à-dire les accompagnateurs chargés de ce cheval, étaient également tous vêtus de blanc et chacun portait une verge dorée à la main. Il y avait des groupes de soldats qui étaient différents des autres et occupaient des positions importantes. Cependant, ils étaient choisis et promus en fonction de leur statut social, rang et autres qualités privilégiées, plutôt que pour leur bravoure, force ou compétences militaires. Il y avait un groupe appelé les parents, qui étaient les proches du roi, ou du moins ils étaient considérés comme tels. Cependant, puisqu'il y en avait 15 000, il semble que la relation n'ait pas été très proche dans tous les CA. Ils étaient vêtus de manière très extravagante et étaient fiers de leur statut, de leur richesse et de l'armure impressionnante qu'ils portaient.
Il y avait aussi un groupe appelé les Immortels. Ils étaient 10 000. Ils portaient une robe en tissu doré brillant, décorée de paillettes et de pierres précieuses. 6 hommes, ainsi vêtus, ressemblaient plus à des participants d'une procession ou célébration civique formelle qu'à des soldats marchant dans une armée. L'apparition du roi dans son char était encore plus un étalage de grandeur et de spectacle. Le chariot était extrêmement grand, magnifiquement sculpté et décoré d'or, de statues et de sculptures. Dans ce chariot, le roi était assis sur un siège élevé où tout le monde pouvait le voir. Il portait un gilet pourpre avec des rayures argentées, et par-dessus le gilet, il avait une robe qui scintillait d'or et de pierres précieuses. Il avait une ceinture dorée autour de la taille, et de cette ceinture pendait son cimeterre, qui est un type d'épée. Le fourreau de l'épée de Darius brillait de par les gemmes incrustées. Il portait un diadème somptueux sur la tête, coûteux et magnifiquement travaillé. Sa tenue, y compris le diadème, était ornée d'ornements scintillants. Les gardes devant et derrière lui portaient des piques en argent avec des pointes en or. Il est assez remarquable que le roi Darius ait emmené sa femme, sa famille et une quantité importante de ses trésors dans cette expédition contre Alexandre. Sa mère, nommée Sysigambis, était avec sa famille. Elle et sa femme arrivèrent dans leur char juste après le roi. Puis, il y avait 15 chariots remplis d'enfants et de leurs accompagnateurs. De plus, il y avait 300 ou 400 dames de la cour, toutes habillées comme des reines. Suivant la famille, il y avait une longue file de chameaux et de mulets transportant les trésors royaux. Darius commença son voyage de cette manière et se déplaça lentement vers l'ouest. Finalement, il atteignit les rivages de la mer Méditerranée. Il laissa ses trésors à Damas, où ils étaient gardés en sécurité sous la protection d'une force suffisante, du moins le pensait-il. Il se dirigea ensuite pour rencontrer Alexandre, voyageant de la Syrie vers l'Asie mineure en même temps qu'Alexandre se déplaçait de l'Asie mineure vers la Syrie. En regardant la carte, vous pouvez voir que la chaîne de montagnes connue sous le nom de mont Taurus atteint près de la côte dans le coin nord-est de la Méditerranée. Dans ces montagnes, il y a différentes zones de terrain ouverts où une armée peut marcher d'avant en arrière entre la Syrie et l'Asie mineure. Maintenant, Darius et Alexandre ont emprunté des chemins différents. Darius est allé à l'intérieur des terres tandis qu'Alexandre est resté plus près de la mer. Alexandre ne savait pas que Darius était à proximité, et Darius croyait qu'Alexandre se retirait de lui. Darius pensait qu'Alexandre ne pouvait pas rester et se battre, puisque l'armée macédonienne était petite par rapport à ses forces massives. Il était sûr qu'Alexandre partait. Il est toujours difficile pour deux armées, à 50 000 de distance, de savoir ce que fait l'autre. Dans la région, les méthodes habituelles de communication sont arrêtées. Chaque général a des individus surveillant les voyageurs et essayant d'empêcher les messages d'atteindre leur destination avec succès. À la suite de ces circonstances et d'autres similaires, Alexandre et Darius se sont croisés sans que l'un ou l'autre s'en rende compte. Alexandre est entré en Syrie par les plaines d'Issus et un passage étroit au-delà, appelé les portes de Syrie. Pendant ce temps, Darius est allé plus au nord et a atteint Issus après qu'Alexandre soit déjà parti. Ici, chaque armée a été surprise d'apprendre que leur ennemi était derrière eux. En entendant cette nouvelle pour la première fois, Alexandre était rempli d'incrédulité. Il a immédiatement envoyé une galère à 30 rames le long du rivage, remontant le golfe d'Issus, pour vérifier la vérité de l'affaire. Le navire est rapidement revenu et a rapporté qu'au-delà des portes de Syrie, ils ont vu tout le pays, principalement plat mais légèrement en pente depuis la mer, rempli des immenses camps de l'armée perse. Le roi a alors rassemblé ses principaux conseillers militaires et les a informés de sa décision de retourner rapidement à travers les portes de Syrie et d'attaquer l'armée perse. Les officiers étaient ravis d'entendre cette nouvelle. Il se faisait tard dans la soirée. Alexandre envoya un groupe solide d'éclaireurs en avant. Il leur a dit de faire attention, de monter sur les collines et d'inspecter la zone au loin, de se méfier de toute attaque soudaine et de rapporter immédiatement s'ils trouvaient des signes de l'ennemi. Quand il est devenu soir,
Alexandre est parti avec l'armée principale après le groupe d'éclaireurs. Ils sont arrivés au passage étroit à minuit. Une fois qu'ils en ont pris le contrôle, ils se sont arrêtés. Ils ont placé des gardes sur des points élevés à proximité pour empêcher toute attaque inattendue. Alexandre lui-même a grimpé sur une colline et a regardé en bas la grande plaine en dessous. La plaine était faiblement éclairée par les feux vacillants du camp perse. Un camp la nuit est toujours un spectacle impressionnant, souvent impressionnant. Il a dû sembler extrêmement impressionnant à Alexandre en cette occasion. Caché tranquillement dans les montagnes sombres et lugubres, avec sa petite armée courageuse en dessous dans les passages étroits, il pouvait voir à quelques kilomètres de distance les innombrables feux des immenses armées ennemies bloquant son chemin du retour. Il a dû ressentir le poids de son destin et celui de ses soldats, tous dépendants des événements du lendemain. Cette nuit-là a sûrement été l'un des moments les plus intenses et solennels de la vie du conquérant. Il avait une âme pour apprécier son excitation et sa grandeur. Il en était fier, et, comme s'il voulait rendre la scène plus sérieuse, il a construit un autel et a fait un sacrifice, avec des torches, aux dieux que ses soldats croyaient être les plus importants pour leur succès le lendemain. Naturellement, un emplacement a été choisi où les lumières des torches n'attireraient pas l'attention de l'ennemi. Des sentinelles ont été placées à des points stratégiques pour observer le camp perse pour tout signe d'activité ou de préoccupation. Le matin, Alexandre a commencé à marcher vers la plaine. Le soir, au coucher du soleil, les vallées et les défilés parmi les montagnes autour de la plaine d'Issus étaient remplis d'une grande armée perse, qui était brisée, désordonnée et confuse. Ils se précipitaient tous pour échapper aux Macédoniens victorieux. Les routes étaient pleines de monde, les passages de montagne étaient bloqués, ils se poussaient et se bousculaient les uns les autres, et certains tombaient d'épuisement et de stress. Darius était là aussi, mais il a dû laisser derrière lui sa mère, sa femme et sa famille, car il a dû s'échapper rapidement. Il a continué dans son char jusqu'à ce que la route limite sa progression. Ensuite, il a tout laissé derrière lui et a changé pour un cheval pour monter pour sa vie. Alexandre et son armée ont rapidement abandonné la poursuite et sont retournés réclamer le camp perse. Les tentes du roi Darius et de sa famille étaient extrêmement magnifiques et étaient remplies d'objets en or et en argent, de contenants, de vases, de boîtes à parfums et de tous les objets de luxe et de présentation possibles. La mère et l'épouse de Darius pleuraient, exprimant leur situation difficile. Toute la soirée, elles étaient dans un état de peur et de désespoir. Apprenant cela, Alexandre envoya Léonatus, son ancien mentor, homme sage et expérimenté, pour apaiser leurs inquiétudes et offrir tout le réconfort possible. Elle croyait que Darius avait été tué, causant à la mère un profond chagrin pour son fils et à l'épouse pour son mari. Léonatus, accompagné de soldats, s'approcha de la tente où se trouvaient les endeuillés. Les gardes à l'entrée se précipitèrent et leur dirent qu'un groupe de Grecs approchait. Cela les paniqua énormément. Elles craignaient la violence et la mort et tombèrent au sol de douleur. Léonatus attendit un moment puis entra dans la tente. Cela effraya encore plus les femmes. Elles commencèrent à le supplier de ne pas les tuer, au moins jusqu'à ce qu'elles puissent voir le corps de leurs proches et lui dire adieu. Il leur dit qu'il avait été chargé par Alexandre de leur annoncer que Darius était vivant, ayant réussi à s'échapper en sécurité. Quant à elle, Alexandre leur assura, dit-il, qu'elles ne seraient pas blessées. Non seulement leurs personnes et leurs vies seraient protégées, mais aucun changement ne serait apporté à leurs conditions ou mode de vie. Elles devraient continuer à être traitées comme des reines. Il ajouta en outre qu'Alexandre lui avait demandé de dire qu'il ne ressentait aucune animosité ou mauvaise volonté envers Darius. Il n'était que techniquement son ennemi, étant seulement engagé dans un concours généreux et honorable avec lui pour l'Empire d'Asie. En disant ces choses, Léonatus aida les dames affligées à se relever, et elles retrouvèrent progressivement un certain degré de calme. Le lendemain, Alexandre lui-même alla rendre visite aux princesses captives. Il emmena avec lui Héphaïstion. Héphaïstion était l'ami personnel d'Alexandre. Les deux jeunes hommes avaient le même âge. Alexandre avait la sagesse de garder les officiers expérimentés utilisés par son père en poste.
Cela montrait que l'ambition n'avait pas complètement pris possession de son cœur, car il avait un lien fort avec son jeune compagnon. Héphaïstion était son ami proche et confident. Alexandre a fait quelque chose que peu de dirigeants ont fait, à la fois dans le passé et le présent. Il a réussi à avoir une amitié profonde et un lien étroit avec quelqu'un qui le comprenait, sans donner à cette personne un pouvoir excessif qu'elle ne pouvait gérer. Alexandre laissa le sage et expérimenté Parménio en charge du camp, tandis qu'il emmenait le jeune et beau Héphaïstion avec lui pour rendre visite aux reines captives. Lorsque les deux amis entrèrent dans la tente, les dames furent quelque peu trompées et crurent que Héphaïstion était Alexandre. Elles lui parlèrent avec un grand respect et une grande admiration. L'une de leurs accompagnatrices corrigea rapidement l'erreur et leur dit que l'autre personne était Alexandre. Au début, les dames se sentirent embarrassées et tentèrent de s'excuser, mais le roi les rassura rapidement en balayant l'erreur d'une manière détendue et bienveillante. Il a dit que ce n'était pas une erreur du tout. Alexandre a dit « C'est vrai, je suis Alexandre, mais lui aussi est Alexandre. » La femme de Darius était jeune et belle, et ils avaient un petit-fils avec eux dans le camp. Il est difficile de comprendre pourquoi Darius emmènerait un enfant aussi vulnérable avec lui dans les camps et les champs de bataille. Mais en réalité, il n'avait aucune idée d'affronter Alexandre dans une bataille, et n'a jamais envisagé la moindre chance d'être vaincu. Il voyait Alexandre comme juste un jeune garçon, plein d'énergie et de courage, menant un groupe téméraire d'aventuriers. Cependant, il pensait que toute l'armée d'Alexandre était trop petite pour résister à la force militaire massive qui se dressait contre lui. Il pensait qu'il s'enfuirait rapidement avant que l'armée perse ne s'approche de lui. L'idée d'un jeune garçon descendant des étroits passages de montagne à l'aube, attaquant le vaste camp couvrant toute la plaine et faisant fuir toute la gigantesque armée en seulement 12 heures, était quelque chose qu'il n'avait même jamais envisagé. L'attaque était vraiment impressionnante. Alexandre avait environ 40 à 50 000 soldats et, selon leur récit, plus de 100 000 Perses ont été tués dans la bataille. Beaucoup d'entre eux, cependant, ont été tués par la terrible confusion et la violence de la retraite. De grands groupes de cavaliers ont traversé les étroits passages, écrasant et piétinant les fantassins qui fuyaient devant eux, causant un grand chaos et une panique. Alexandre a appris que Darius avait laissé la plupart de ses trésors royaux à Damas, alors il a envoyé Parménion les prendre. Cette mission a été couronnée de succès, et Alexandre a fini par obtenir une énorme quantité d'or et d'argent. La vaisselle a été transformée en argent, et de nombreux trésors ont été envoyés en Grèce. Darius a rassemblé un petit groupe de son armée et a continué à fuir. Il ne s'est pas arrêté avant d'avoir traversé l'Euphrate. Il a ensuite envoyé un représentant à Alexandre pour proposer la paix. Le message exprimait l'insatisfaction face à l'invasion d'Alexandre et l'encourageait à partir et à se contenter de son royaume. Il a proposé de payer n'importe quel montant comme rançon pour sa mère, sa femme et son enfant. Il a convenu que si la rançon était payée et qu'il les remettait et partait ensuite de son territoire, il le considérerait comme un allié et un ami. Alexandre a répondu par une lettre, en utilisant un langage concis mais affirmé. Il a dit que les Perses, dirigés par les ancêtres de Darius, avaient traversé l'Hellespont, envahi la Grèce, causé de grands dommages au pays et détruit des villes et des villages, ce qui leur avait causé beaucoup de tort. Il a également mentionné que Darius lui-même avait planifié de lui nuire et avait offert des récompenses à quiconque l'assassinerait. Alexandre a dit « Je me défends, car les dieux, qui soutiennent toujours ce qui est juste, m'ont accordé la victoire. Je suis maintenant le souverain d'une partie importante de l'Asie et votre roi. Si vous acceptez cela et devenez mon sujet, je vous rendrai votre mère, votre femme et votre enfant sans exiger de paiement. Et, quelle que soit votre décision concernant CS Suggestion, si vous voulez me parler de quelque chose à l'avenir, je n'accorderai pas d'attention à ce que vous envoyez à moins que vous ne l'adressiez à moi en tant que votre roi. » À la fin de cette victoire significative, quelque chose s'est produit qui a démontré la gentillesse d'Alexandre et pourquoi il était si apprécié de tous ceux qui l'entouraient.
Il a rencontré de nombreux envoyés et ambassadeurs de différents États grecs à la cour perse. 6 individus, ainsi que d'autres captifs, sont passés sous son contrôle. Maintenant, les États et villes de Grèce, à l'exception de Sparte et de Thèbes, la dernière ville qu'il avait détruite, étaient apparemment combinés dans la confédération par laquelle Alexandre était soutenu. Il semble qu'il y avait une hostilité cachée envers lui en Grèce, et différents groupes avaient envoyé des messagers et des agents à la cour perse pour aider à conspirer et à élaborer des stratégies pour perturber et saper les plans d'Alexandre. Même les Thébains, qui étaient dispersés et manquaient d'organisation, avaient envoyé des représentants de cette manière. Maintenant, Alexandre, réfléchissant à ce qu'il devait faire avec ces messagers de son propre pays, décida de les traiter tous comme des traîtres, à l'exception des Thébains. Selon lui, tout le monde sauf les Thébains était un traître, parce qu'ils travaillaient secrètement contre lui, même s'ils prétendaient être ses amis par des accords formels. Alexandre a dit La situation avec les Thébains est complètement différente. J'ai détruit leur ville, donc ils ont tout à fait le droit de me voir comme leur ennemi et de faire tout ce qu'ils peuvent pour m'arrêter et récupérer leur ville et leur pouvoir perdu. Alors il les libéra et les renvoya avec des signes de respect et de louange. Puisque la grande armée du roi perse avait été vaincue, aucun des petits royaumes ou provinces n'a même envisagé de résister. Ils se sont rendus l'un après l'autre, et Alexandre a choisi ses gouverneurs pour les gouverner. Il a continué de cette manière le long des côtes et de la mer Méditerranée, sans rencontrer d'obstacles jusqu'à ce qu'il arrive à la ville influente de Tyr. Chapitre 7. Le siège de Tyr. Tyr était une ville située sur une petite île, d'environ 3 à 4 milles de large, sur la côte est de la mer Méditerranée. Elle était considérée comme la ville marchande la plus importante du monde à cette époque et disposait d'une forte présence navale avec ses flottes et navires parcourant toute la région méditerranéenne. Tyr fut initialement construite sur le continent. Toutefois, suite aux guerres avec les rois de Babylone à l'est, les habitants abandonnèrent l'ancienne ville et en construisirent une nouvelle sur une île près du rivage, ce qui offrait une meilleure défense contre les ennemis. L'ancienne ville était en ruine, remplacée par de vieux murs, tours écroulées, pierres, colonnes, arcs et autres vestiges de sa gloire antique. L'île où se trouvait la Tyr du temps d'Alexandre se situait à environ un demi-mille de la côte. L'eau entre les deux avait une profondeur d'environ 18 pieds, créant un port pour les navires. L'activité principale des Tyriens était le commerce. Ils achetaient et vendaient des marchandises dans tous les ports de la mer Méditerranée et les transportaient avec leurs navires marchands. Ils possédaient également des flottes de galères de guerre, qu'ils utilisaient pour protéger leurs intérêts en mer et dans les ports visités par leurs navires marchands. Ils étaient riches et puissants, mais vivaient isolés sur leur petite île et étaient principalement autarciques, ne dépendant pas lourdement du continent. La ville, bien que plus petite en raison de la taille de l'île, était étroitement construite et bien fortifiée. Elle possédait de nombreux grands bâtiments remplis de richesses accumulées sur de nombreuses générations grâce au commerce et à l'épargne. Selon les historiens et géographes, les structures à Tyr étaient construites à grande échelle. Ils affirment que les murs avaient entre 100 et 150 pieds de haut. Les murs de Tyr étaient construits à partir de la surface de l'eau, et une grande partie de leur hauteur devait être élevée pour correspondre au niveau de la surface du terrain. De plus, ils devaient être construits à la hauteur typique d'un mur de ville pour protéger les bâtiments et les maisons à l'intérieur. Il se peut que certains endroits aient des murs ou des structures associées qui atteignaient la hauteur mentionnée, bien que cela semble improbable que ce fût leur taille habituelle. En tout cas, Tyr était une ville riche et puissante, axée sur son commerce et bien équipée pour protéger ses intérêts en mer. Cependant, elle s'intéressait peu et s'impliquait peu dans les conflits en cours entre les puissances rivales qui contrôlaient la terre. Leur politique était de maintenir leur indépendance tout en entretenant de bonnes relations avec d'autres pays, permettant un commerce ininterrompu avec les ports de toutes les nations. C'était une question importante pour Alexandre de décider quoi faire à propos du port alors qu'il traversait la Phénicie et approchait de Tyr.
Il ne voulait pas la laisser et aller vers l'est, car si quelque chose de mal lui arrivait, les Tyriens se retourneraient probablement contre lui. Ils avaient beaucoup de pouvoir en Méditerranée et pourraient facilement l'attaquer le long des côtes de la Grèce et de l'Asie mineure. Cependant, il semblait difficile d'attaquer la ville. Il n'avait que des soldats, et l'île était à une courte distance du rivage. En plus de ces hautes murailles, la ville était protégée par des navires bien équipés et armés. Elle ne pouvait pas être encerclée et affamée jusqu'à la reddition, car les habitants avaient de l'argent pour acheter et des navires pour apporter suffisamment de nourriture et de fournitures par la mer. Alexandre a cependant décidé de ne pas poursuivre Darius vers l'est et de laisser cet endroit important derrière lui. Les habitants de Tyr voulaient éviter un combat si possible. Ils envoyèrent de gentils messages à Alexandre, le félicitant pour ses victoires et disant qu'ils ne voulaient pas le combattre. Ils ont également envoyé à Alexandre une couronne d'or, comme de nombreux autres États asiatiques, pour montrer leur soumission à son autorité. Alexandre a répondu gentiment et les a informés qu'il prévoyait de visiter Tyr pour offrir des sacrifices à Hercule, le dieu vénéré par les Tyriens. Les habitants de Tyr savaient qu'où qu'Alexandre aille, il menait son armée. Quand il venait à Tyr, cela signifiait qu'il prendrait le contrôle de la ville avec son armée. Ils pensaient qu'il serait difficile de le retirer de leur château et palais une fois installé. Ils l'ont informé qu'ils ne pouvaient pas l'accueillir dans la ville, mais qu'ils pouvaient toujours effectuer le sacrifice prévu sur la terre ferme où se trouve un temple dédié à Hercule parmi les ruines. Alexandre a ensuite réuni ses officiers et partagé ses réflexions. Il a expliqué qu'après mûre réflexion, il avait décidé de retarder son expédition au cœur de la Perse. Il prévoyait d'abord de conquérir Tyr et de prendre le contrôle de la mer Méditerranée. Il a également mentionné qu'il prévoyait de capturer l'Égypte avant d'attaquer les forces de Darius à l'est. Les généraux de l'armée étaient d'accord avec ce plan, et Alexandre se dirigeait vers Tyr. Les habitants de Tyr se préparaient à se défendre. Après avoir soigneusement tout considéré, Alexandre a élaboré un plan audacieux. Il a décidé de construire une large chaussée en utilisant les restes de l'ancienne Tyr, reliant la terre ferme à l'île où se trouvait la ville. Ensuite, il mènerait son armée à travers la chaussée jusqu'au mur de la ville, où il pourrait installer ses armes et créer une ouverture. Cela semble être une tâche très difficile. Il y a en effet assez de pierres sur le site de l'ancienne ville pour construire la jetée, mais le travail fera face à une forte opposition des murs de la ville et des navires tyriens dans le port. Il pourrait sembler très difficile de garder les hommes à l'abri de ces houées attaques et de poursuivre les opérations, surtout à mesure que le travail se rapproche des murs de la ville. Cependant, malgré ses préoccupations, Alexandre a décidé de continuer. Tyr devait être prise et c'était la seule façon de le faire. Leur lien émotionnel profond avec Alexandre, leur conviction que tout ce qu'il planifiait et tentait serait couronné de succès, la nouvelle idée audacieuse d'atteindre une île en construisant un isthme depuis le continent, CS Factor et d'autres similaires ont enflammé la passion et l'enthousiasme des soldats au plus haut niveau. Pour construire dans l'eau, nous utilisons soit de la pierre, soit de la terre comme matériaux. Lorsque nous utilisons de la terre, nous devons trouver un moyen de l'empêcher de se disperser dans l'eau ou d'être emporté par les vagues. Cela se fait généralement en enfonçant de longues poutres de bois, appelées pieux, dans le sol à l'aide de puissants moteurs. Alexandre a envoyé des groupes d'hommes dans les montagnes du Liban où il y avait d'immenses forêts de cèdres. 6 forêts étaient célèbres dans l'Antiquité et sont mentionnées dans les écritures sacrées. Ils ont coupé les arbres et transporté les troncs jusqu'au rivage. Ils ont aiguisé une extrémité des troncs et les ont enfoncés dans le sable pour protéger les côtés de leurs remblais. Certaines personnes ont apporté des pierres des ruines et les ont jetées dans la mer où elles voulaient construire le quai. Il a fallu un certain temps avant que le travail ne progresse suffisamment pour attirer l'attention significative de Tyr. Finalement, lorsque les habitants de la ville ont remarqué sa croissance en taille et son approche, ils ont réalisé qu'ils devaient prendre des mesures sérieuses pour arrêter son avancement. Ils ont construit des engins sur les murs pour lancer de lourds projectiles par-dessus l'eau sur les personnes sur le quai.
Les Tyriens ont secrètement envoyé des messages aux tribus vivant dans les vallées et les ravins des montagnes, leur demandant d'attaquer les ouvriers. Ils ont également débarqué des troupes de la ville à une certaine distance du quai, puis ont marché le long du rivage, essayant de forcer les ouvriers qui transportaient des pierres des ruines à partir. Ils ont également préparé et équipé de grandes galères, les ont amenés près du quai et ont attaqué les hommes qui y travaillaient avec des pierres, des fléchettes, des flèches et divers projectiles. Mais tous ces efforts étaient vains. Malgré les obstacles, le travail a continué. Alexandre a construit des écrans en bois robustes sur le quai et les a recouverts de peau. Cela a fourni une protection à ses soldats contre les armes ennemies, leur permettant de poursuivre leurs opérations en toute sécurité. Grâce à ces mesures, le travail a avancé sur une certaine distance. Au fur et à mesure de sa progression, de nombreux bâtiments ont été construits sur le quai, en particulier sur les côtés et à l'extrémité face à la ville. 6 bâtiments comprenaient de grandes machines pour enfoncer les pieux et des machines pour lancer des pierres et des fléchettes. Il y avait aussi de hautes tours où les hommes pouvaient jeter des pierres et des armes lourdes sur les navires qui tentaient de s'approcher d'eux. Les Tyriens ont décidé de détruire les travaux en bois en utilisant un type de navire appelé navire incendiaire. Ils ont rempli une grande galère avec divers matériaux inflammables. Ils l'ont d'abord chargé de bois sec léger, puis ont versé du goudron, de la poix et de l'huile sur le bois pour le faire brûler plus intensément. Ils ont trempé les voiles et les cordes de la même manière et ont placé des matériaux inflammables dans tout le navire. Ainsi, lorsqu'un incendie était déclenché dans une zone, il se propageait rapidement et mettait le feu à tout le navire d'un coup. Ils ont tiré ce navire un jour de vent près des travaux ennemis et du côté où le vent soufflait. Ils l'ont ensuite dirigé vers le quai où se trouvaient de nombreux engins et machines. Lorsqu'ils ont atteint une distance sûre, les hommes à bord ont mis le feu au train et se sont échappés dans des bateaux. Les flammes se sont rapidement propagées dans tout le navire. Le navire a flotté vers les structures d'Alexandre, malgré les meilleurs efforts de ses soldats pour le repousser. Les cadres, les engins et les grandes machines complexes qui avaient été construits ont pris feu, et la masse entière a rapidement brûlé. Les hommes ont essayé de protéger leurs affaires, mais cela n'a pas fonctionné. Certains ont été touchés par des flèches et des fléchettes, d'autres ont été brûlés vifs, et d'autres encore sont tombés dans la mer car tout était chaotique. Finalement, l'armée a dû se retirer et abandonner tout ce qui pouvait brûler dans la grande structure qu'ils avaient construite, qui a été consumée par le feu. Peu après, la mer a également aidé les Tyriens. Pendant la tempête, une grosse houle de la mer a causé une érosion étendue et emporté une partie importante du quai. L'impact d'une mer forte sur des structures solides est bien plus important que ce que l'on pourrait penser, à moins de l'avoir vu soi-même. Les pierres les plus lourdes sont emportées, les fixations les plus solides sont brisées, et les remblais les plus solides sont minés et emportés. La tempête, dans cette situation, a détruit le travail de nombreux mois en seulement quelques heures, alors que l'armée d'Alexandre regardait depuis le rivage, choquée. Après la fin de la tempête, et lorsque le sentiment initial de tristesse et de frustration s'était estompé pour les hommes, Alexandre s'est préparé à poursuivre le travail avec une détermination et un enthousiasme renouvelés. Les hommes ont commencé à réparer le quai et à le rendre plus large pour le rendre plus solide et capable de supporter plus de poids. Ils ont apporté des arbres entiers au bord du quai et les ont enfoncés, y compris les branches, au fond pour créer une plateforme. Cela a été fait pour empêcher les pierres de s'enfoncer dans le sol vaseux. Ils ont construit de nouvelles tours et des engins qui étaient protégés avec des peaux vertes pour les rendre résistantes au feu. En conséquence, ils ont repris leur avancée vers la ville, s'en approchant de manière plus menaçante et plus puissante qu'avant. Alexandre a réalisé que les navires tyriens lui causaient beaucoup de problèmes. Il a donc décidé de rassembler et de préparer sa flotte. Il a fait cela à Sidon, une ville non loin de Tyr. Il est monté à bord de la flotte lui-même et a navigué dans les mers tyriennes. Il a eu différents niveaux de succès avec cette flotte. Il a relié beaucoup de navires, 2 par 2, avec une certaine distance entre eux.
Ensuite, il a placé une plateforme au-dessus de l'espace clos où les soldats pouvaient se tenir debout et combattre. Les hommes ont également construit des machines sur CS plateforme pour attaquer la ville. Ces machines étaient de différents types. Il y avait un dispositif appelé bélier, qui était une longue et très lourde poutre en bois avec une tête en fer ou en laiton. Cette poutre était suspendue au milieu par une chaîne pour que les soldats puissent la balancer d'avant en arrière. Sa tête frapperait le mur à chaque balancement, causant parfois des dommages au mur. Ils avaient également des machines pour lancer de grosses pierres ou des poutres en bois en utilisant la force élastique de solides barres en bois ou en acier ou de cordes tordues. Les soldats tiraient en arrière la partie de la machine où se trouvait la pierre. Lorsqu'elle était relâchée, la machine lançait la pierre dans les airs avec une grande vitesse et puissance. Les galères doubles d'Alexandre fonctionnaient bien lorsque l'eau était calme. Cependant, parfois, lorsqu'elles étaient prises dans des vagues agitées, les vagues les faisaient rouler et tordre, causant la déchirure des plateformes et la chute des hommes dans la mer. Ainsi, des défis inattendus et difficiles continuaient à se présenter. Cependant, Alexandre resta déterminé et fit face à toutes ces épreuves. Les Tyriens, se sentant de plus en plus pressés et réalisant que les dangers qui s'approchaient devenaient de plus en plus sérieux chaque jour, décidèrent finalement d'envoyer un grand groupe de femmes et d'enfants à Carthage, une importante ville marchande en Afrique. Ils étaient déterminés à ne pas se rendre à Alexandre, mais à continuer de résister jusqu'à la fin. Les derniers moments d'un siège, en particulier si le lieu est finalement pris de force, sont indescriptiblement terrifiants. Ils voulaient épargner à leurs épouses, filles et enfants sans défense d'avoir à assister à de telles horreurs. Pendant ce temps, alors que le siège se poursuivait, les groupes se fâchaient de plus en plus les uns contre les autres. Ils traitaient les prisonniers capturés avec une cruauté croissante, croyant ne faire que répondre aux pires actions de l'autre camp. Les Macédoniens se rapprochaient de plus en plus. Les ressources de la ville étaient progressivement coupées et sa force s'affaiblissait. Les engins se rapprochaient des murs et les béliers commençaient à les frapper, créant des brèches. Finalement, une brèche significative fut découverte du côté sud qui était jugée accessible. Alexandre commença à se préparer pour l'attaque ultime, et les Tyriens faisaient face à la terrible possibilité d'être capturés de force. Pourtant, ils refusaient de se rendre. Se rendre à ce stade n'aurait peut-être pas fait une grande différence, mais cela aurait pu éviter que certains des événements terribles qui ont suivi se produisent. Alexandre était extrêmement frustré par la résistance prolongée des Tyriens. Il n'aurait probablement pas pu empêcher la destruction, mais peut-être aurait-il pu éviter qu'elle ne soit aussi grave que lorsque 30 000 soldats ont percé leurs murs et ont pris d'assaut leur ville dans une frénésie. La brèche qu'Alexandre prévoyait d'utiliser pour entrer était du côté sud. Il a préparé des navires avec des plateformes surélevées afin que, lorsqu'ils se rapprocheraient des murs, les plateformes puissent être abaissées pour créer un pont. Les soldats pourraient alors traverser ce pont pour atteindre les parties brisées du mur et grimper à travers la brèche. Le plan a réussi. Les navires se sont avancés vers le lieu d'atterrissage prévu. Les ponts ont été abaissés. Les hommes se sont précipités et ont atteint la base du mur. Ils ont escaladé la brèche et ont atteint les remparts, malgré la foule des Tyriens combattant férocement. Beaucoup ont été tués par des projectiles et des pierres tombant dans la mer. Sans se soucier des chutes, les survivants ont continué à grimper le mur endommagé jusqu'à atteindre les remparts. La foule s'est ensuite déplacée le long du haut du mur jusqu'à ce qu'elle atteigne des escaliers et des pentes qui leur permettaient de descendre dans la ville. Ils se sont alors répandus dans les rues et ont libéré leur haine et leur rage accumulée, qui avaient grandi pendant 7 mois, en entrant dans les maisons et en tuant et détruisant tout sur leur passage. Ainsi, la ville a été attaquée. Après que les soldats se soient lassés de tuer les malheureux habitants de la ville, ils ont découvert que beaucoup étaient encore en vie. La réputation d'Alexandre d'être généreux et patient a été ternie par la cruauté qu'il a montrée envers eux. Certains ont été tués, d'autres jetés à la mer, et on dit même que 2000 ont été crucifiés le long du rivage.
Cela pourrait signifier que leurs corps ont été placés sur des croix après avoir été tués par une méthode moins cruelle que la crucifixion. De toute façon, on commence souvent à voir à cette époque des signes que la richesse et l'autorité commençaient à avoir leur impact négatif habituel sur la personnalité d'Alexandre. Il est devenu arrogant, autoritaire et méchant. Il n'avait plus les qualités humbles et gentilles qu'il avait au début de sa vie et a commencé à prendre la personnalité et les actions d'un héros militaire. Un bon exemple de cela est montré par sa réponse à Darius lors de la prise de Tyr. Darius avait envoyé un second message proposant des termes de paix, et il y a répondu. Darius lui a offert beaucoup d'argent pour libérer sa mère, sa femme et son enfant. Il a également accepté de céder toutes les terres qu'il avait prises, y compris tout ce qui se trouvait à l'ouest du fleuve Euphrate. Il lui a également offert sa fille Statira en mariage. Il lui a conseillé d'accepter ces conditions et d'être satisfait de ceux qu'il avait déjà. Il l'a averti que s'il essayait de traverser les grands fleuves de l'Est en direction des territoires perses, il ne réussirait pas. Alexandre a répondu que s'il voulait épouser sa fille, il pourrait le faire sans demander la permission. Il n'avait pas besoin d'argent pour la rançon, et c'était absurde de la part de Darius de lui offrir des terres qui n'étaient plus les siennes. Alexandre avait traversé de nombreuses mers depuis qu'il avait quitté Macédoine, donc il n'était pas inquiet pour les rivières sur son chemin. Il continuerait à poursuivre Darius où qu'il aille pour sa sécurité et sa protection, et il était convaincu qu'il finirait par le trouver et le vaincre. C'était un message méchant et cruel à envoyer au roi malheureux qu'il avait déjà tant blessé. Parmenio a suggéré qu'il devrait accepter les offres de Darius. Parmenio a dit « Si j'étais Alexandre… » Alexandre a répondu « Oui, et je ferais de même si j'étais Parmenio. » Quelle réponse d'un jeune de 22 ans à un général estimé de 60 ans, qui avait été un ami loyal et capable à la fois pour son père et lui-même pendant de nombreuses années. Le siège et la prise de Tyr sont largement considérés comme l'une des plus grandes réalisations d'Alexandre. La bravoure, la détermination et l'énergie inébranlable démontrées par lui et son armée pendant les 7 mois de leur travail ardu ont gagné l'admiration du monde. Cependant, on ne peut s'empêcher de ressentir un certain détachement de notre sympathie pour son caractère et de l'intérêt pour son destin en raison des signes d'arrogance, d'autoritarisme et de cruauté qui commencent à émerger. Alors que sa réputation de héros militaire grandit, son statut en tant que personne diminue quelque peu. Mais le changement ne s'est pas produit soudainement. Il a enduré les difficultés et les défis du siège avec les soldats, et il était toujours prêt à faire face aux dangers auxquels ils étaient confrontés. Un soir, il était avec un groupe dans les montagnes. L'un de ses anciens professeurs, Lysimaque, qui aimait toujours l'accompagner lors de telles occasions, faisait partie des quelques personnes avec lui. Lysimaque était vieux et pas très fort, donc il ne pouvait pas suivre les autres pendant la marche. Alexandre est resté avec Lysimaque, tandis que les autres ont été priés de continuer. La route est finalement devenue très difficile, alors ils ont dû descendre de leurs chevaux et marcher. Finalement, ils se sont perdus et ont dû s'arrêter pour la nuit. Ils n'avaient pas de feu, mais ils ont vu des feux de camp au loin. Les feux de camp appartenaient aux tribus barbares que l'expédition visait. Alexandre s'est rendu au feu de camp le plus proche. 2 hommes étaient allongés à côté, qui avaient été placés là pour le garder. Il s'est approché d'eux silencieusement et les a tous les 2 tués, probablement pendant qu'ils dormaient. Il a ensuite pris un bâton enflammé de leur feu et l'a ramené à son camp, où il a créé un grand feu pour lui-même et Lysimaque. Ils ont passé la nuit dans le confort et la sécurité. C'est l'histoire. À quel point nous y croyons, chaque lecteur doit le décider pour lui-même. Une chose est sûre, cependant, il y a de nombreux héros militaires à propos desquels de telles histoires ne seraient même pas inventées. Chapitre 8. Alexandre en Égypte. Après avoir conquis Tyr, Alexandre a commencé son voyage vers l'Égypte. Il a traversé la Judée environ 300 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Cet événement s'est produit entre les périodes historiques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, donc il n'est pas mentionné dans la Bible. Un écrivain juif nommé Joséphus, qui a vécu et écrit quelques années après Jésus-Christ,
et plus de 300 ans après Alexandre le Grand, a écrit une histoire des Juifs. C'est un livre très intéressant à lire, mais il a souvent exagéré l'importance des événements de l'histoire de son pays et les a embellis avec des incidents extraordinaires et surnaturels. Par conséquent, ces récits ne sont pas toujours acceptés sans question. Selon Joséphus, lorsque Alexandre a traversé la Palestine, il a visité Jérusalem. Il a décrit les détails de cette visite. Avant le siège de Tyr, la ville comptait sur le commerce et la mer pour sa subsistance. N'étant pas productrice de nourriture, elle achetait des céréales de lieux proches comme la Phénicie, la Judée et l'Égypte, et les transportait sur l'île avec ses navires. De même, Alexandre, lors du siège de la ville, a réalisé qu'il devait compter sur les pays voisins pour la nourriture. Il a donc demandé des approvisionnements alimentaires à divers endroits, y compris la Judée. Selon Joséphus, les Juifs ont refusé de fournir des approvisionnements car ils considéraient cela comme déloyal envers Darius, leur souverain. Alexandre n'a pas accordé beaucoup d'attention à leur refus à ce moment-là car il était concentré sur le siège de Tyr. Cependant, une fois Tyr capturé et prêt à traverser la Judée, il a décidé de marcher vers Jérusalem pour détruire la ville. Le responsable de Jérusalem était le grand prêtre nommé Jadus. Il était chargé de gouverner la ville sous le gouvernement perse. Environ 300 ans plus tard, à l'époque de Jésus-Christ, le grand prêtre s'appelait Caïphe. Jadus et le peuple de Jérusalem étaient extrêmement effrayés et ne savaient pas quoi faire. Le siège et la capture de Tyr leur avaient montré la puissance et l'énergie d'Alexandre, et ils commencèrent à craindre leur destruction. Jadus fit offrir des sacrifices à Dieu et prier pour obtenir des conseils et de la protection. Le lendemain, il les rassura en disant qu'il n'y avait rien à craindre. Dieu lui était apparu en rêve et lui avait donné des instructions. Jadus déclara : « Nous ne devons pas combattre le conquérant, mais plutôt aller à sa rencontre et le saluer. Nous décorerons la ville de fleurs et la rendrons festive. Les prêtres porteront leurs robes spéciales et mèneront une procession, suivie par le peuple de la ville. C'est ainsi que nous accueillerons Alexandre lorsqu'il viendra vers nous, et tout ira bien. » Ces instructions furent suivies. Alexandre avait la ferme intention de détruire la ville. Cependant, lorsqu'il vit la procession et put distinguer l'apparence et l'habit du grand prêtre, il s'arrêta, surpris et heureux, et s'approcha de lui avec un grand respect et déférence. Il semblait l'idolâtrer et l'admirer avec une grande dévotion. Tous furent surpris. Parmenio lui demanda une explication. Alexandre fit la déclaration remarquable suivante. « Lorsque j'étais en Macédoine, avant de commencer cette expédition, alors que j'y pensais, réfléchissant chaque jour à la manière de conquérir l'Asie, une nuit, j'ai eu un rêve spécial. Dans mon rêve, le même prêtre est apparu devant moi, habillé exactement comme il l'est maintenant. Il m'a encouragé à surmonter toute peur, à traverser l'Hellespont avec confiance et à avancer au cœur de l'Asie. Il m'a assuré que Dieu guiderait mon armée et me donnerait la victoire sur les Perses. J'ai identifié ce prêtre comme la personne qui m'est apparue auparavant. Il a le même aspect, s'habille de la même manière, a la même taille et se comporte de la même façon. C'est grâce à son soutien et son aide que je suis ici, prêt à vénérer et admirer le Dieu qu'il sert. » Alexandre rejoignit le grand prêtre dans la procession et ils retournèrent ensemble à Jérusalem. Là, Alexandre s'unira à eux et aux Juifs de la ville dans la célébration de rites religieux, offrant des sacrifices et des oblations à la manière juive. Les écrits de nos Bibles, connus sous le nom d'Ancien Testament, étaient à l'origine écrits sur des rouleaux de parchemin distincts et conservés dans le temple. Les prêtres sortirent un rouleau contenant les prophéties de Daniel. Ils en lisèrent et expliquèrent certaines à Alexandre. Il croyait que ces prophéties le concernaient, bien qu'elles aient été écrites plusieurs siècles auparavant. Alexandre fut ravi de voir ces anciennes prédictions et l'interprétation des prêtres. Il promit de protéger les Juifs dans leurs droits et leur culte religieux. Il promit également de prendre soin de leurs frères en Médie et à Babylone lorsqu'il prendrait le contrôle de ces endroits. 6 Juifs de Médie et de Babylone étaient les descendants de prisonniers qui avaient été emmenés de leur patrie lors de guerres précédentes.
C'est l'histoire que raconte Joseph. Cependant, les historiens grecs n'ont pas encore mentionné cette visite à Jérusalem. Certains pensent que la visite n'a jamais réellement eu lieu, mais que l'histoire a été créée et transmise parmi les Juifs au fil du temps. Ce désir peut avoir été influencé par leur volonté de souligner l'importance et l'influence de leur culte. Joseph a inclus ce récit dans son histoire sans en confirmer pleinement les détails. Cependant, en « ce qui concerne Jérusalem », Alexandre fut retenu à Gaza, qui se trouve sur le rivage de la mer Méditerranée. Gaza était une ville riche en commerce et en argent, et à cette époque, elle était gouvernée par un gouverneur nommé par Darius. Son nom était Bétis. Il refusa de céder la place. Alexandre s'arrêta pour la mettre en siège, et le siège le retarda pendant 2 mois. Il était très en colère contre cela, à la fois envers Bétis et la ville. Sa colère devint encore plus déraisonnable à cause d'une blessure qu'il reçut. Il se trouvait près d'un monticule que ses soldats avaient construit près de la ville pour y placer des armes pour attaquer les murs. Puis, une flèche tirée de l'une des armes sur les murs le frappa dans la poitrine. Elle traversa son armure et le blessa gravement à l'épaule. La blessure lui fit beaucoup souffrir pendant un moment, et la douleur qu'il éprouva ne fit qu'accroître sa colère contre la ville. Finalement, les murs furent brisés et la place fut prise de force. Alexandre traita les captifs très cruellement. Il tua les soldats et vendit les résidents comme esclaves. Quant à Bétis, il le traita d'une manière difficile à décrire. Rappelez-vous que lors du siège de Troie, Achille avait traîné le corps mort d'Hector autour des murs de la ville. Alexandre, devenant plus brutal à mesure qu'il s'habituait à la guerre et à la violence, avait prévu de suivre cet exemple dès qu'il pourrait trouver un ennemi digne d'un tel destin. Il décida de procéder à son plan impliquant Bétis. Il a appelé Bétis pour le rencontrer. Quelques années auparavant, il aurait récompensé Bétis pour sa loyauté envers son maître. Cependant, maintenant, il était devenu égoïste, insensible et vengeur. Il regarda Bétis avec un visage rempli de joie malveillante et Alexandre dit « Tu n'auras pas la mort paisible que tu désires. Tu subiras les tourments les plus sévères que la vengeance puisse imaginer. » Bétis ne répondit pas, mais regarda Alexandre calmement et avec confiance, ce qui rendit le conquérant encore plus en colère. Alexandre dit « Regardez son arrogance silencieuse, mais je le vaincrai. Je prouverai que je peux le faire souffrir, même si rien d'autre. » Il ordonna ensuite de percer des trous dans les talons de son malheureux captif. Il passa une corde à travers eux et fit attacher le corps à un chariot. Le corps fut traîné autour de la ville jusqu'à ce qu'il ne reste plus de vie. Alexandre découvrit de nombreux trésors précieux à Gaza. Il en envoya une partie importante à sa mère Olympias, qu'il avait laissée en Macédoine. L'amour d'Alexandre pour sa mère semble avoir été plus durable que presque tout autre aspect positif de sa personnalité. Il découvrit, parmi d'autres objets précieux, une grande quantité d'encens et de myrrhe. Ce sont des résines importées d'Arabie et assez coûteuses. Elles étaient principalement utilisées pour faire des offrandes et brûler de l'encens aux divinités. Quand Alexandre était jeune en Macédoine, avant le décès de son père, il assistait une fois à une cérémonie où des sacrifices étaient faits. Son tuteur et gardien, Léonatus, remarqua qu'Alexandre utilisait beaucoup d'encens et de myrrhe. Il les prenait avec ses mains et les jetait sur le feu. Léonatus le réprimanda pour son gaspillage et lui conseilla d'être plus prudent et économe jusqu'à ce qu'il ait le contrôle des régions où ces gommes coûteuses étaient obtenues. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait se permettre de telles extravagances autant qu'il le souhaitait. Alexandre se souvint de cette critique et, après avoir découvert une grande quantité de ces gommes coûteuses à Gaza, il envoya le tout à Léonatus. Il expliqua qu'il envoyait cette quantité abondante pour que Léonatus n'ait pas à être si hésitant et économe dans ses futures offrandes aux dieux. Après avoir conquis et détruit Gaza, Alexandre marcha plus au sud jusqu'aux frontières de l'Égypte. Il arriva à la ville de Pélusium. Les Égyptiens étaient sous la domination perse, qu'ils détestaient fortement, et étaient impatients d'accepter l'autorité d'Alexandre. Ils envoyèrent des représentants pour le rencontrer aux frontières. Les dirigeants des villes, à son entrée dans le pays,
réalisant que résister serait futile, et ayant été alertés par le sort horrifiant de Thèbes, Tyr et Gaza se rendirent à lui dès qu'il les appela. Il se rendit à Memphis. Memphis était une grande et puissante ville, située dans une région connue sous le nom de Basse-Égypte, sur le fleuve Nil, juste au-dessus de l'endroit où les branches qui forment les embouchures du Nil se séparent du fleuve principal. Toute cette partie de l'Égypte est un pays plat, formé par des dépôts apportés par le Nil. Ce type de terrain est appelé alluvial. Il est toujours de niveau et se compose de dépôts successifs des eaux troubles du fleuve lors des inondations. En conséquence, il forme un sol très riche, profond et inépuisable, le rendant extrêmement fertile. L'Égypte est depuis longtemps reconnue pour sa fertilité incroyable. Elle est couverte de vastes champs de culture et de céréales et décorée de bosquets luxuriants. Cependant, il est important de noter que ce paysage luxuriant n'est présent que dans les zones formées par les dépôts du Nil. À l'est, il y a des collines stériles et rocheuses. À l'ouest, il y a d'immenses déserts de sable mouvant. Ces déserts n'ont pas d'eau, donc rien ne peut y vivre. La formation géologique du terrain ne fournit pas beaucoup de sources d'eau ou de ruisseaux. Dans ce climat, il pleut rarement ou jamais. Cependant, s'il y a de l'eau, même les sables les plus stériles feront pousser quelques plantes. Quand ces plantes se décomposent, elles créent un sol qui nourrit encore mieux les générations futures de plantes. Mais sans eau, n'importe quelle partie de la terre deviendra rapidement un désert. Le vent emportera tout ce qui est léger, ne laissant que le sable lourd à être emporté par les tempêtes, de manière similaire à la manière dont la neige recouvre les champs. Cependant, parmi ces déserts africains, il y a quelques zones fertiles. Ces endroits sont causés par des sources qui émergent dans de petites vallées et saturent le sol d'humidité dans la zone environnante. L'eau de ces sources coule pendant un moment dans un petit ruisseau avant de disparaître dans le sable. Toute la zone qui bénéficie de cet arrosage devient verte. Des arbres poussent pour fournir de l'ombre. Cela crée un bel endroit qui se démarque du désert sombre et vide qui l'entoure. Ce type de tache verte dans le désert est appelé une oasis. Ce sont les endroits où les voyageurs et les pèlerins trouvent refuge et repos lors de leur voyage fatigant à travers la nature sauvage. Et il ne faut pas supposer que ces îles fertiles et vertes sont toujours petites. Certaines d'entre elles sont très grandes et abritent de nombreuses personnes. L'une est appelée la Grande Oasis, qui est une série de zones fertiles s'étendant sur environ 100 000. Une autre est appelée l'Oasis de Siwa, qui compte de nos jours environ 8 000 habitants. Ce dernier lieu n'est pas très éloigné de la mer Méditerranée, peut-être à environ 2 ou 300 000. Il était un endroit célèbre du temps d'Alexandre. La raison de sa célébrité était qu'il s'agissait du lieu où l'on adorait un dieu bien connu nommé Jupiter Ammon. Ce dieu était censé être le fils de Jupiter, bien qu'il y eût de nombreuses histoires différentes sur ses origines et ceux qui s'étaient passés dans sa jeunesse. Il avait l'apparence d'un bélier et était vénéré par les Égyptiens, les Carthaginois et les peuples d'Afrique du Nord. Son temple se trouvait dans cette oasis et était entouré d'un grand nombre de personnes. 6 personnes étaient principalement soutenues par l'argent dépensé par les adorateurs qui venaient visiter le temple en tant que pèlerins ou pour d'autres raisons afin d'y faire des sacrifices. On dit qu'Alexandre voulait plus que les réalisations terrestres qu'il avait obtenues par ses victoires et conquêtes. Il commença à désirer une reconnaissance surnaturelle et eut l'idée de se déclarer fils d'un dieu. Les héros d'Homère étaient les fils de Dieu. Alexandre enviait la renommée et l'honneur qui accompagnaient cette distinction aux yeux des gens. Il décida de se rendre au temple de Jupiter Ammon, dans l'oasis de Siwa, et de faire déclarer par les prêtres son origine divine. Il se rendit à l'embouchure du Nil et trouva un endroit approprié pour construire une ville commerciale. Il marcha ensuite vers l'ouest, le long des côtes méditerranéennes, jusqu'à atteindre un endroit appelé Paraetonium. Il a ensuite quitté la plage et voyagé vers le sud, entrant dans le désert immédiatement après avoir quitté la mer.
Il avait avec lui un petit groupe de 16 soldats pour sa protection, et ils ont voyagé pendant 11 jours avant d'atteindre l'oasis. Ils ont eu de nombreuses aventures dangereuses en traversant le désert. Au début, les soldats étaient excités et heureux de la vue nouvelle et impressionnante. Le désert ressemble quelque peu à l'océan dans sa magnificence. Il y a le même espace infini, la même courbe immense et ininterrompue de l'horizon, le même manque de chemin, la même solitude. De plus, il y a un silence et une tranquillité profonds et redoutables qui ajoutent un nouveau sens d'importance et de magnificence. Son silence étrange et solennel est bien plus impressionnant que les tempêtes les plus bruyantes de l'océan. Le 3e jour, les soldats ont commencé à se lasser d'une marche aussi longue. Ils semblaient effrayés de s'aventurer plus profondément dans ces immensités vastes et effrayantes. Ils ont dû apporter de l'eau dans des pots de chèvre qui étaient portés par des chameaux. Les chameaux sont les seuls animaux qui peuvent être utilisés comme moyen de transport dans les déserts. Les chameaux ont une structure anatomique spéciale qui leur permet de stocker de l'eau pendant de nombreux jours. Ils sont spécifiquement conçus pour le désert. Dans leur habitat naturel, les chameaux résident dans des oasis et des vallées. Les chameaux consomment les plantes qui poussent parmi les rochers et les collines, qui sont entrecoupées de vastes plaines sablonneuses à travers ces régions. En voyageant d'une zone de pâturage épars à une autre, les chameaux doivent entreprendre de longs voyages à travers le sable, où ils peuvent occasionnellement trouver de la nourriture, mais pas d'eau. La Providence a fait des chameaux avec un corps adapté à ce besoin, et ils deviennent très utiles aux humains. Les soldats d'Alexandre n'ont pas apporté assez d'eau et en ont grandement souffert. Selon le récit, ils ont été sauvés par une pluie inattendue, même si la pluie est rare dans les déserts. Alexandre a cru que la pluie était un miracle du ciel. Dans ces situations, ils utilisent des vêtements pour attraper la pluie et en extraire l'eau. Cependant, selon les historiens de l'époque, les soldats n'ont pas attendu cette méthode lente. Au lieu de cela, ils ont incliné leur tête en arrière et ont ouvert leur bouche pour attraper les gouttes de pluie au fur et à mesure qu'elles tombaient. Il y avait un autre danger auquel ils ont dû faire face lors de leur voyage, encore pire que le manque d'eau. C'était le risque d'être enterrés dans des tempêtes de sable et de poussière qui balayaient occasionnellement le désert avec des vents forts. 6 tempêtes étaient connues sous le nom de tempêtes de sable. D'épaisses nuages de sable volaient, aveuglant le voyageur et rendant la respiration difficile. À la fin, lorsque le voyageur s'allongeait pour mourir, le sable finirait par enterrer son corps. Une grande armée de 50 000 soldats, dirigée par un roi perse précédent, avait été défaite et anéantie de manière similaire dans les déserts égyptiens quelques années auparavant. Les soldats d'Alexandre étaient conscients de ce désastre, et parfois, ils craignaient de subir un sort similaire. Ils ont finalement échappé à tous les dangers du désert et ont commencé à se rapprocher de la terre verte et fertile de l'oasis. La transition des plaines sablonneuses arides et solitaires aux bosquets, villages, beauté et verdure de l'oasis était agréable pour Alexandre et ses hommes. Les prêtres du grand temple de Jupiter Ammon les ont tous accueillis avec un grand respect et honneur. Ils ont tenu des cérémonies très importantes et impressionnantes, avec des cadeaux, des offrandes et des sacrifices. Les prêtres, après avoir parlé en privé avec le dieu dans le temple, ont annoncé qu'Alexandre était en effet son fils, et ils l'ont traité avec presque un respect divin. On croit qu'il les a convaincus de faire cela en leur donnant des cadeaux et de l'argent. Alexandre retourna à Memphis, et à partir de ce moment-là, il se fit appeler Alexandre, le roi fils de Jupiter Ammon. Mais bien qu'Alexandre ait voulu faire croire à ses soldats ignorants en sa divinité inventée, il n'y croyait pas lui-même. Parfois, il se moquait même de ses prétentions à être divin. Par exemple, un jour, on lui apporta trop peu de feu dans le focus. Le focus, ou cheminée utilisée à l'époque d'Alexandre, était un petit support métallique sur lequel le feu était construit. Il était placé où cela était pratique dans la tente et la fumée s'échappait au-dessus. Ils n'ont pas mis assez de combustible dans le focus un jour lorsqu'ils l'ont apporté. Alexandre demanda à l'officier de lui donner soit du bois, soit de l'encens,
Il a dit qu'il pouvait le considérer comme un dieu ou un homme, selon ceux qu'il préférait, mais il voulait être traité comme l'un ou l'autre. Après être revenu de l'oasis, Alexandre poursuivit son projet de construire une ville à l'embouchure du Nil. Il dessina le plan et supervisa la construction. Il invita également des artisans et des mécaniciens de différents pays à vivre dans la ville. Beaucoup de personnes acceptèrent l'invitation, et la ville devint rapidement grande, riche et puissante. Elle était destinée à être un poste commercial, et le choix intelligent de l'emplacement par Alexandre est évident dans l'ascension immédiate de la ville comme un centre majeur de commerce et de négoce pour les zones environnantes. Elle a maintenu ce statut pendant 20 siècles. Il y avait une île près de la côte, en face de la ville, appelée l'île de Pharos. Ils construisirent un phare très impressionnant à une extrémité de cette île, qui était considérée à l'époque comme l'une des choses les plus étonnantes au monde. On pensait qu'il mesurait 500 pieds de haut. Cela aurait pu être une exagération. Quoi qu'il en soit, il était célèbre dans le monde entier à cette époque, et son existence et sa grandeur ont laissé une impression durable dans l'esprit des gens. Pharos est le mot pour un phare dans de nombreuses langues, même aujourd'hui. Lorsque Alexandre construisait la ville d'Alexandrie, il agissait temporairement différemment de sa façon habituelle, changeant son comportement usuel. Il a passé la plupart de sa carrière en tant que destructeur. Il a parcouru le monde pour perturber le commerce, troubler les industries paisibles, détruire les murs des villes, brûler des maisons et tuer des gens. C'est ce que signifie vraiment être un héros et un conquérant. Mais Alexandre a changé d'approche au Nil. Il s'est concentré sur la recherche de moyens d'aider les autres. Il a créé un port, construit des entrepôts et assuré aux marchands et artisans un lieu sûr où séjourner et travailler. Les pays échangeaient leurs marchandises plus facilement et largement grâce à ces avantages, et les modes de vie confortables et les divertissements ont augmenté dans de nombreux foyers des grandes villes d'Égypte ainsi que dans la campagne le long du fleuve Nil. Chapitre 9. La grande victoire. Après avoir conquis toute la partie occidentale de l'Asie, incluant l'Asie mineure, la Phénicie, la Judée et l'Égypte, Alexandre retourna à Tyr. Il nomma des gouverneurs pour les provinces conquises. La ville de Tyr, endommagée suite au siège, fut réparée et redevint prospère. Alexandre y célébra son succès par de grandes fêtes et festivités pendant plusieurs semaines. Les dirigeants des pays voisins se rassemblèrent pour profiter de son hospitalité, assister aux jeux, aux spectacles et participer aux festins, tout en lui rendant hommage. Cependant, Alexandre ne se sentait pas complètement satisfait, car son grand ennemi, Darius, était toujours actif et non soumis. Darius s'était retiré au-delà de l'Euphrate et rassemblait une grande armée de toutes les nations orientales sous son commandement, se préparant à affronter Alexandre dans une bataille ultime. Alexandre planifia alors à Tyr de mettre en place une gouvernance adéquate pour les différents royaumes et provinces qu'il avait conquis. Ensuite, il commença à préparer son armée principale pour une marche vers l'Est. Pendant ce temps, les femmes de la famille de Darius, capturées à Issus, étaient détenues comme prisonnières et voyageaient avec l'armée d'Alexandre. Alexandre refusa toutes les propositions de Darius pour libérer sa femme et sa mère, les gardant en captivité. Cependant, il les traitait avec respect et grand soin, leur fournissant des tentes royales luxueuses et les transportant avec toute la pompe royale qu'elles avaient connue à la cour de Darius, chaque fois que son armée se déplaçait. Le traitement d'Alexandre envers ses captives est souvent considéré comme une démonstration de son caractère noble et généreux. Cependant, une véritable bonté aurait impliqué de rendre ces prisonnières tristes et innocentes à leurs maris et pères, qui souffraient profondément de leur séparation et enduraient leurs dures épreuves avec une immense tristesse. Il est probable qu'Alexandre traitait ces reines captives avec respect et honneur, motivé par la politique et l'intérêt personnel, plutôt que par compassion pour leurs souffrances. Les avoir comme trophée de sa victoire était une grande source de gloire pour lui, et plus il les honorait, plus le trophée semblait glorieux. En conséquence, Alexandre fit tout son possible pour rendre ses captives royales plus importantes.
Il les entoura d'un grand nombre de personnes et rendit leur déplacement grand et impressionnant. Peu après avoir quitté Tyr et marché vers l'est, Statira, l'épouse de Darius, tomba gravement malade et mourut. La nouvelle fut rapidement transmise à Alexandre, qui se rendit promptement à la tente de Sysigambis, la mère de Darius. Elle était très triste, couchée sur le sol de sa tente. Les dames de sa cour l'entouraient, partageant sa douleur. Alexandre essaya de la consoler du mieux qu'il pouvait. Après la mort de la reine Statira, un membre de son personnel s'enfuit du camp et informa Darius de son décès. Darius fut accablé de chagrin. L'officier, cependant, lors d'entretiens ultérieurs, lui parla de la manière aimable et respectueuse avec laquelle Alexandre avait traité les dames tout au long de leur captivité. Cela soulagea grandement ses inquiétudes et lui apporta beaucoup de réconfort et de consolation. Il exprima sa gratitude à Alexandre pour sa générosité et sa gentillesse. Il dit que si son royaume de Perse devait être conquis, il espérait que ce serait par quelqu'un comme Alexandre. Si vous visualisez le paysage dans votre esprit, vous remarquerez que les fleuves Tigre et Euphrate coulent côte à côte, traversant le cœur de l'Asie occidentale et se jetant finalement dans le golfe Persique. La terre entre ces deux fleuves, très peuplée et fertile, était appelée Mésopotamie. Darius y avait rassemblé une énorme armée. Les différents groupes occupaient toutes les zones plates de la Mésopotamie. Alexandre changea légèrement sa direction vers le nord, dans l'intention de traverser la rivière Euphrate à un passage ancien et bien connu à Thapsacus. Lorsqu'il arriva à cet endroit, il rencontra une petite armée perse. Cependant, ils se retirèrent à son approche. Alexandre construisit 2 ponts sur le fleuve et mena avec succès son armée de l'autre côté. Pendant ce temps, Darius, avec sa grande armée, traversa le Tigre et se déplaça vers le nord le long du côté est du fleuve. Il dut traverser plusieurs branches du Tigre en avançant. À l'une d'elles, appelée le Lycus, il y avait un pont. Il fallut 5 jours à la vaste armée de Darius pour traverser ce pont. Alors que Darius se dirigeait vers le nord, il savait qu'Alexandre devait traverser les rivières dans cette région. Alexandre et ses petites mais courageuses troupes grecques avançaient vers l'est vers la même région où se dirigeait Darius. Alexandre atteignit finalement le Tigre. Il dut traverser le fleuve à pied. Les rives étaient escarpées et le courant rapide, mettant les hommes en danger d'être emportés. Pour éviter ce danger, les soldats se tenaient par les bras en avançant pour se soutenir mutuellement. Ils tenaient leurs boucliers au-dessus de leur tête pour les garder au sec. Alexandre, comme les autres, pataugeait mais restait en avant et atteignit la rive en premier. Il se tenait là et utilisait des gestes pour indiquer à la colonne avançant où atterrir, car le bruit de l'eau était trop fort pour que sa voix soit entendue. Le voir debout là, en sécurité, confiant et triomphant, donna un élan d'énergie à tous les soldats traversant le cours d'eau. Cependant, malgré cet encouragement, les troupes traversant et atterrissant sur la rive provoquèrent beaucoup de confusion. De nombreux soldats avaient lié une partie de leurs vêtements en paquets. Ils tenaient ces paquets et leurs armes au-dessus de leur tête en marchant dans l'eau rapide du courant. Cependant, ils ne pouvaient pas porter ces paquets et devaient finalement les abandonner pour se sauver. Ils luttaient dans des eaux profondes et rapides, marchant sur une surface cachée de pierres glissantes. De nombreux paquets, ainsi que des lances, des fléchettes et d'autres armes flottantes, furent emportés en aval pour gêner et obstruer les hommes passant en dessous. Finalement, les hommes réussirent à traverser en toute sécurité, mais ils perdirent une quantité importante d'armes et de vêtements. Aucun ennemi ne les attendait sur la rive. Darius ne put s'opposer à la tentative d'Alexandre de traverser la rivière, car il ne pouvait prédire ni quand ni où Alexandre tenterait de traverser, rendant difficile le rassemblement d'une grande armée pour l'en empêcher. Les soldats d'Alexandre étaient plus petits et plus rapides. Ils pouvaient donc facilement éviter les grandes forces ennemies tentant de les arrêter. En tout cas, Darius n'essaya pas cela, et Alexandre ne rencontra aucun problème lors de la traversée du Tigre, à part les obstacles physiques causés par le courant. Le plan de Darius n'était pas d'arrêter Alexandre en chemin, mais de trouver un champ de bataille approprié
où il pourrait rassembler ses forces et les positionner stratégiquement pour attendre une attaque. Il savait que son ennemi viendrait le chercher. Il avait donc l'opportunité de choisir sa position. Il découvrit un champ dans une vaste plaine à Gaugamela, près de la ville d'Arbela. Ce lieu est largement reconnu comme la plaine d'Arbela. Darius passa plusieurs jours à rassembler ses énormes armées sur cette plaine. Il construisit des camps et aplanit le terrain inégal pour assurer une mobilité fluide à ses grandes unités de cavalerie. De plus, il fit des efforts pour protéger les entrées autant que possible. En guerre, il existe un petit outil appelé chausse-trappe. Il est fait d'une petite boule de fer avec des pointes acérées sortant dans différentes directions, d'environ 1 ou 2 pouces de long. Lorsque ces objets sont jetés au hasard sur le sol, l'une des pointes sera toujours orientée vers le haut. En conséquence, les chevaux qui marchent dessus sont blessés et deviennent incapables de bouger. Darius dispersa ces et chausse-trappes dans l'herbe et le long des routes où l'armée d'Alexandre serait susceptible de venir pendant la bataille. Après avoir traversé la rivière, Alexandre campa pendant 1 jour ou 2 sur les rives pour se reposer, se rafraîchir et réorganiser son armée. Durant ce temps, les soldats furent effrayés une nuit, car la lune disparut brièvement. Chaque fois qu'il y a une éclipse lunaire, cela se produit lorsque la lune est pleine. Ainsi, une éclipse est une diminution abrupte et imprévue de la luminosité de la lune. Les personnes qui ne connaissent pas les raisons de ce phénomène peuvent en être assez effrayées. Les soldats d'Alexandre furent grandement alarmés par l'éclipse. Ils croyaient que c'était un signe de colère divine envers leur acte audacieux de traverser des rivières et d'envahir le territoire d'un autre roi depuis une grande distance. Les hommes étaient enclins à la peur. Ils étaient allés loin de chez eux, traversant montagnes et déserts. Ils avaient maintenant aussi traversé une rivière profonde et risquée et étaient près d'un ennemi bien plus nombreux. Il était normal qu'ils ressentent des doutes. Et la nuit, quand ils regardaient la lune ronde, ressentant la solennité que la nuit apporte toujours aux vues inhabituelles et uniques, ils étaient heureux de voir son expression brillante et joyeuse, comme si elle était leur compagne. Mais ensuite, la lune commença à s'estomper, changeant de forme et atténuant sa lumière, jetant une lueur inquiétante et sombre sur eux. Pas étonnant qu'ils aient eu peur. Il y a toujours un peu de peur dans le sentiment que vous ressentez lorsque vous voyez une éclipse. Cela donne au spectacle une atmosphère sérieuse et impressionnante. Cela rend même la personne la plus éduquée et sophistiquée silencieuse en la regardant. Les soldats d'Alexandre étaient extrêmement effrayés. La panique s'était répandue dans tout le camp. Au lieu de rejeter leurs craintes ou d'essayer de les calmer avec la logique, Alexandre prit la situation très au sérieux. Il rassembla les devins et leur demanda de discuter et de l'informer sur la signification de cet événement important. Impliquer les devins dans cette affaire eut un impact majeur sur tous les soldats de l'armée. Cela les rendit calmes. Cela a transformé leur agitation et leur peur en un sentiment d'anticipation, alors qu'ils attendaient la réponse des devins, ce qui était beaucoup moins douloureux et risqué. Et finalement, lorsque la réponse arriva, cela soulagea toute leur inquiétude et leur peur. Les devins ont dit que le soleil soutenait Alexandre, tandis que la lune soutenait les Perses. Ils croyaient que la soudaine diminution de la luminosité de la lune prédisait la prochaine défaite et la destruction des Perses. L'armée était contente de cette décision et était remplie de confiance et d'enthousiasme renouvelé. Il est souvent inutile d'essayer de combattre l'ignorance et l'absurdité avec des outils faibles comme la vérité et la raison. Les dirigeants les plus intelligents ont généralement été les plus réussis lorsque leur stratégie a été de contrer une folie avec l'influence d'une autre. L'armée d'Alexandre comptait environ 50 000 hommes, avec la phalange au milieu. L'armée descendait le long de la rive est du fleuve Tigre. Les éclaireurs partaient dans toutes les directions pour recueillir des informations sur l'ennemi. De cette manière, 2 grandes armées se dirigent l'une vers l'autre, comme des insectes rampant sur le sol, cherchant leur chemin. Finalement, après 3 jours, les éclaireurs rapportèrent des informations sur l'ennemi. Alexandre avança rapidement avec un groupe de et soldats pour les confronter. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de la partie principale de l'armée de Darius,
mais juste d'un groupe de 1000 soldats en avant du reste. Ils se retirèrent à l'approche d'Alexandre. Toutefois, il parvint à capturer quelques cavaliers qui révélèrent que Darius avait rassemblé ses immenses forces sur la plaine d'Arbela et était prêt à affronter son ennemi avançant là-bas. Alexandre arrêta ses troupes. Il établit un camp et organisa où placer leurs affaires. Il donna une pause aux soldats, vérifia et répara leurs armes et se prépara pour la bataille à venir. 6 tâches prirent plusieurs jours. À la fin de cette période, tôt le matin, avant l'aube, le camp commença à se déplacer. Les colonnes, armées et prêtes pour la bataille, avancèrent. Ils s'attendaient à atteindre le camp de Darius à l'aube, mais la distance s'avéra plus longue que prévu. Finalement, les Macédoniens atteignirent le sommet d'une colline et virent d'innombrables lignes de soldats et de chevaux, ainsi que de nombreuses rangées de tentes réparties sur la plaine. Là, l'armée s'arrêta tandis qu'Alexandre observait le champ, étudiant longuement et avec une grande attention les nombres et la disposition de l'ennemi. Ils étaient encore à 4 miles, mais les Macédoniens pouvaient entendre les murmures de leurs voix et de leurs mouvements à travers l'air tranquille d'automne. Alexandre rassembla les officiers supérieurs et discuta de l'opportunité d'attaquer les Perses cette nuit-là sur la plaine ou d'attendre le lendemain. Parmenion suggéra une attaque surprise nocturne pour prendre l'ennemi au dépourvu. Cependant, Alexandre n'était pas d'accord. Il était confiant dans sa capacité à gagner et croyait que ses ennemis étaient complètement sous son contrôle. Au lieu de profiter de la situation, il choisit de les affronter directement et ouvertement, sans se cacher ni les éviter. Alexandre avait une armée de 50 000 soldats, tandis que le nombre de Perses était estimé entre 500 000 et 1 million. Il y a quelque chose d'étonnant dans l'idée de la phalange macédonienne et de Cécézèle s'arrêtant sur la pente de la colline, retenant son attaque contre des ennemis 10 fois plus nombreux pour donner à leurs adversaires une chance équitable et juste dans la bataille. Alexandre donna des discours encourageants à ses soldats, car ils avaient finalement atteint ce qu'ils avaient longtemps travaillé, l'ensemble de l'Empire perse. Maintenant, ils allaient se battre pour le contrôle total, plutôt que pour des provinces et royaumes individuels comme ils l'avaient fait auparavant. La victoire qu'ils s'apprêtaient à remporter les placerait au sommet de la gloire humaine. Dans toutes ces déclarations, Alexandre supposait avec confiance que la victoire était certaine. Alexandre termina ses préparatifs, puis alla se coucher. Il s'endormit, ou du moins, il semblait le faire. Tôt le matin, Parmenio se réveilla, rassembla les hommes et prépara tout pour la marche. Après cela, il se rendit à la tente d'Alexandre, où il le trouva encore endormi. Il le réveilla et l'informa que tout était prêt. Parmenio fut surpris de le voir dormir si paisiblement alors qu'il y avait tant en jeu. Parmenio dit « Vous semblez si calme, comme si vous aviez déjà combattu la bataille et gagné. » Alexandre répondit « Je crois que toute la tâche est accomplie lorsque nous avons accès à Darius et à son armée et qu'il est prêt à nous combattre. » Alexandre apparut bientôt à la tête de ses troupes. Ce jour était très important pour lui, et un historien de cette époque a enregistré une description de sa tenue de bataille. Il portait une tunique courte et ajustée avec une cuirasse en lin bien serrée sur le dessus, fortement matelassée. La ceinture qui tenait la tunique avait des figures décoratives. C'était un cadeau des peuples des pays qu'il avait conquis et était très admiré. Il portait un casque en acier poli avec une pièce pour le cou ornée de pierres précieuses. Son casque avait une plume blanche sur le dessus. Son épée, un cadeau du roi de Chypre, était légère, fine et parfaitement confectionnée. Il portait également un bouclier et une lance, tous deux conçus pour un usage pratique plutôt que pour l'apparat. Ainsi, sa tenue était conforme à ses actions. Elle était simple et pratique, sa valeur résidant dans ses qualités solides qui rendraient le porteur le plus efficace au combat. Les Perses utilisaient des éléphants et des chars avec des faux pour combattre dans leur guerre. Ils conduisaient les chars parmi leurs ennemis et les fauchaient. Cependant, Alexandre n'utilisait aucune de ces tactiques. Il y avait une formation militaire puissante appelée la phalange, qui se déplaçait soit en bloc, soit en groupes plus petits.
Elle se composait d'infanterie au centre et de cavalerie sur les côtés. Alexandre le Grand avait confiance dans la force, le courage, l'énergie et la détermination inébranlable de ses soldats. Il les organisa en formation simple et les mena directement au combat. Les Macédoniens montrèrent une grande force en se frayant un chemin à travers les forces ennemies. Les éléphants s'enfuirent de la bataille. Les soldats saisirent les chevaux de certains chars équipés de lames semblables à des faux et coupèrent les cordes. Par considération pour les autres, ils se déplacèrent sur les côtés pour les laisser passer, mais furent rapidement capturés par les hommes derrière eux. Pendant ce temps, la phalange avançait, utilisant le terrain plat à son avantage. Les soldats perses furent vaincus et forcés de battre en retraite à chaque attaque. En somme, à la tombée de la nuit, la grande armée entière était dispersée et confuse, à l'exception de quelques centaines de milliers qui étaient soit morts, soit mourants sur le sol. Darius s'enfuit. Alexandre le poursuivit avec un groupe de cavaliers jusqu'à ce qu'ils atteignent Arbela. Arbela était l'endroit où Darius séjournait et où il avait laissé beaucoup d'argent et de choses précieuses. Quand Alexandre arriva à Arbela, Darius était déjà parti et s'était échappé, mais Alexandre prit le contrôle de la ville et des objets de valeur. Après avoir remporté une bataille majeure, Alexandre et son armée furent contraints de quitter la région quelques jours plus tard. Les corps morts de 300 000 soldats, d'éléphants et de chevaux furent laissés derrière car ils ne pouvaient pas être enterrés. Cela causa une terrible odeur et une maladie, rendant la région désolée et sans vie. Alexandre a rapidement déplacé ses troupes, laissant la terre vide et contaminée. Il se dirigea vers Babylone, où le gouverneur de la ville était prêt à le recevoir en tant que conquérant. De nombreuses personnes sont sorties pour l'accueillir, et toutes les routes étaient remplies de spectateurs. Les murs de la ville étaient également bondés de gens venus assister à l'événement. Alexandre se sentit fier et heureux d'avoir enfin réalisé ses rêves de gloire. Les trésors royaux de Perse étaient conservés à Suse, une ville forte située à l'est de Babylone. Les rois perses séjournaient à Suse pendant l'hiver, tandis que leur résidence d'été était à Ecbatane, plus au nord dans les montagnes. Il y avait un beau palais et une forteresse très forte à Suse, et les trésors y étaient gardés. On dit que pendant les périodes de paix, les rois perses rassemblaient des pièces de monnaie, les faisaient fondre et versaient l'or dans des jarres d'argile. Les jarres étaient ensuite cassées de l'or, laissant le lingot sous la forme de l'intérieur des jarres. Une énorme quantité d'or et d'argent, ainsi que d'autres trésors, avaient été ainsi accumulés. Alexandre connaissait cet endroit de stockage avant d'aller rencontrer Darius. Le jour de la bataille d'Arbela, juste après sa victoire, il envoya un officier du champ de bataille demander à Suse de se rendre. Ils suivirent l'appel et Alexandre, peu après son arrivée grandiose à Babylone, se rendit à Suse et revendiqua l'énorme quantité de richesses stockées là-bas. La quantité et la valeur étaient immenses, et la prendre fut un grand acte de pillage. Le meurtre de l'armée perse à Arbela par Alexandre et son pillage subséquent de Suse peuvent être considérés comme le plus grand CA de meurtre et de volume jamais commis par un individu. Ainsi, en faisant ces actions, le grand héros a finalement atteint la notoriété d'avoir commis le plus grand et le plus impressionnant de tous les crimes humains. Il ne fait aucun doute que ces actions étaient vraiment mauvaises, car Alexandre n'avait aucune autre raison d'envahir que son désir de pouvoir et de richesse, qui est essentiellement un désir de violence et de volume. Elles sont seulement protégées de ne pas être appelées crimes, car il n'y a pas de loi sur Terre et pas de cour assez puissante pour condamner de tels vols massifs, comme lorsqu'un quart du monde envahit et vole violemment l'autre. En plus des trésors, Alexandre découvrit également à Suse une collection de trophées ramenés de Grèce par Xerxès. Xerxès avait envahi la Grèce environ 100 ans avant l'époque d'Alexandre et avait apporté les dépouilles et trophées de ses victoires à Suse. Alexandre les renvoya tous en Grèce, puis il poursuivit son voyage vers Persépolis, la capitale de la Perse. En chemin, il dut traverser un passage étroit dans les montagnes.
Les habitants locaux avaient l'habitude de réclamer un tribut à quiconque passait, croyant avoir le droit de percevoir un paiement. Lorsqu'ils apprirent qu'Alexandre approchait, ils lui envoyèrent un message, lui disant qu'il devait payer un péage pour passer avec son armée. Alexandre répondit qu'il les rencontrerait au passage et leur donnerait ce qu'ils méritaient. Connaissant la situation, ils se préparèrent à protéger le passage. Des soldats perses les rejoignirent. Ils construisirent des murs et des barrières le long des sentiers étroits. Ils amassèrent de grandes pierres sur les bords des falaises et les pentes des montagnes pour les faire rouler sur leurs ennemis. Par tous ces moyens et d'autres encore, ils tentèrent d'empêcher Alexandre de passer. Cependant, il réussit à envoyer des troupes par des routes difficiles et indirectes que même les locaux considéraient comme impossibles. Cela lui permit de surprendre ses ennemis en les attaquant par le haut. Comme toujours, son plan fonctionna. Les locaux furent forcés de battre en retraite et Alexandre poursuivit sa marche vers la grande ville perse. Chapitre 10. La mort de Darius. Le voyage d'Alexandre de Suse à Persépolis n'était pas un simple trajet, mais plutôt une marche victorieuse et festive. Il ressentait un fort sentiment de fierté et de bonheur qui vient naturellement avec le succès. À mesure qu'il grandissait en grandeur et en pouvoir, il commença à perdre la modération et la retenue qu'il avait montrée dans ses premières années. Il devint ivre de son succès, ce qui le mena à l'arrogance, à l'égoïsme, à un comportement capricieux et à la cruauté. En s'approchant de Persépolis, il considérait le fait que cette ville servait de capitale et de cœur de l'Empire perse, en faisant l'origine de toute l'hostilité perse envers la Grèce. Par conséquent, il croyait nécessaire de punir Persépolis de manière substantielle. Bien que le peuple n'ait pas résisté à son entrée, il pénétra avec son armée et permit aux soldats de tuer et de piller librement. Un autre exemple notable du comportement imprévisible et insouciant d'Alexandre émergea peu après qu'il eut conquis Persépolis. Il organisa un grand festin pour ses amis, les officiers de l'armée et les persans notables qui s'étaient rendus à lui. L'une des femmes présentes au festin était Thaïs, qui était à la fois belle et talentueuse. Alexandre choisit Thaïs comme sa favorite et compagne, malgré qu'elle ne soit pas sa femme. Pendant le festin, Thaïs fit tout ce qu'elle pouvait pour charmer et plaire à Alexandre. Elle était vive, espiègle, et lui accordait une attention astucieuse tout en mettant en valeur ses charmes. Finalement, lorsque Alexandre et les autres invités étaient ivres de vin, elle lui demanda la permission de mettre personnellement le feu au grand palais des rois perses dans la ville. Thaïs venait de l'Attique, un royaume en Grèce avec Athènes pour capitale. Xerxès, qui avait construit le magnifique palais de Persépolis, avait auparavant attaqué la Grèce et détruit Athènes. Maintenant, Thaïs voulait brûler le palais de Xerxès à Persépolis pour satisfaire son désir de vengeance. Elle prévoyait de transformer l'incendie en un spectacle du soir pour divertir le groupe macédonien après leur dîner. Alexandre accepta la proposition et toute la compagnie avança. Ils prirent les torches des salles de banquet et sortirent, causant l'alarme dans la ville avec leurs cris forts et les lumières qu'ils portaient. Le plan de Thaïs fut exécuté complètement, chaque invité partiellement ivre aidant à mettre le feu au grand tas partout où il le pouvait. Ils réalisèrent l'acte cruel avec des cris de vengeance et de joie. Cependant, il y a quelque chose de très sérieux et terrifiant à propos d'un grand feu la nuit, et très peu d'incendiaires peuvent regarder la rage des flammes vives et effrayantes qu'ils ont fait monter sans ressentir quelque doute et regret. Alexandre fut choqué par la scène magnifique et a coupé le souffle, pourtant horrifiante. Il se sentit regrettable et décida d'éteindre le feu, mais il était déjà trop tard. Le palais fut détruit et la réputation et la gloire d'Alexandre furent à jamais ternies. Cependant, malgré les signes croissants d'arrogance et de dureté, Alexandre montrait encore certaines des qualités qui l'avaient initialement rendu populaire au début de son périple. Il adorait sa mère et lui envoyait régulièrement des cadeaux provenant de sa richesse toujours croissante. Elle était une femme de caractère fort et difficile, causant de nombreux problèmes à Antipater, à qui Alexandre avait confié le commandement de Macédoine.
Elle voulait avoir le contrôle sur le gouvernement et elle le demandait constamment. Alexandre n'accédait pas à ses demandes, mais il la traitait bien et écoutait patiemment ses plaintes et insultes. Une fois, il reçut une longue lettre d'Antipater, remplie de plaintes à son sujet. Cependant, après l'avoir lue, Alexandre dit que bien que les accusations soient sérieuses, une seule larme de sa mère valait plus que 10 000 accusations de ce type. Olympias écrivait souvent à Alexandre. Dans ses lettres, elle critiquait et discutait de ses actions et commentait les caractères et actions de ses généraux. Alexandre gardait ces lettres très privées et ne les montrait à personne. Un jour, cependant, alors qu'il lisait l'une de ces lettres, Héphaëstion, l'ami personnel et compagnon qui a déjà été mentionné plusieurs fois, s'approcha, à moitié en jouant, et commença à lire également. Alexandre continua de parler, permettant à Héphaëstion de lire. Après que la lettre fut terminée, Alexandre retira son anneau sigillaire de son doigt et le pressa contre les lèvres d'Héphaëstion comme signe pour garder le silence et le secret. Alexandre était très gentil envers Sisygambis, la mère de Darius, et aussi envers les enfants de Darius. Il ne libéra pas ses prisonniers malheureux, mais il les traita avec une grande gentillesse et attention de toutes les autres manières. Il appelait Sisygambis sa mère et lui offrait de nombreux cadeaux. Sis présent était pris à son fils, mais on croyait à l'époque qu'il avait le droit de les prendre. Lorsqu'il arriva à Suse, il installa Sisygambis et les enfants là-bas de manière grandiose. C'était leur lieu de séjour habituel pour la majeure partie de l'année, sauf lorsqu'ils étaient à Persépolis. Ils se sentaient donc à l'aise et familiers ici. Ecbatane, comme mentionné précédemment, était situé plus au nord dans les montagnes. Après la bataille d'Arbel, Alexandre se rendit à Babylone et à Suse, tandis que Darius s'échappa à Ecbatane. Darius était actuellement à Ecbatane, tandis que sa famille séjournait dans l'un des palais royaux sous le contrôle d'Alexandre. Il avait avec lui environ 40 000 hommes, qui lui étaient encore loyaux malgré sa défaite. Ce groupe comprenait plusieurs milliers de Grecs, qu'il avait rassemblés d'Asie mineure et d'autres terres grecques, et qu'il avait recrutés en les payant. Darius rassembla ses officiers et leur parla de sa décision concernant ses actions futures. Darius dit « Beaucoup de ceux qui étaient mes officiers gouvernementaux m'ont quitté pendant mes moments difficiles et ont rejoint le côté d'Alexandre. Ils lui ont abandonné les villes, citadelles et provinces que je leur avais confiées. Vous êtes le seul qui reste loyal et vrai. Quant à moi, je pourrais me rendre au vainqueur et le laisser me nommer gouverneur d'une province ou d'un royaume sous son contrôle. Mais je n'accepterai jamais une telle humiliation. Je pourrais mourir dans le combat, mais je ne me rendrai jamais. Je n'accepterai pas une couronne donnée par quelqu'un d'autre, et je ne renoncerai pas à mon droit de régner sur l'empire de mes ancêtres jusqu'à ma mort. Prenons une action forte si vous êtes d'accord avec cette décision. Nous pouvons arrêter le mal que nous subissons ou chercher à nous venger. » L'armée répondit très chaleureusement à cette demande. Ils dirent qu'ils étaient prêts à le suivre où qu'il aille. Cependant, tout cet enthousiasme et ce soutien se révélèrent trompeurs et non réels. Un général nommé Bessus, avec d'autres officiers de l'armée, conçut un plan pour capturer Darius et le faire prisonnier. Après cela, Bessus prendrait le commandement de l'armée. Si Alexandre devait poursuivre Darius et avoir une bonne chance de le capturer et de le vaincre, il croyait qu'il pourrait se rendre Darius comme captif en échange de la liberté, de la sécurité et, éventuellement, de généreuses récompenses pour lui-même et ses alliés. Si, cependant, il parvenait à renforcer suffisamment leur armée pour affronter Alexandre et finalement le forcer à battre en retraite, alors Bessus prendrait le trône et se débarrasserait de Darius en l'assassinant ou en l'emprisonnant dans un château lointain et isolé pour le reste de sa vie. Bessus partagea ses plans, très prudemment au début, avec les officiers supérieurs de l'armée. Les soldats grecs n'étaient pas impliqués dans le complot. Cependant, ils entendirent et virent assez pour soupçonner ceux qui étaient préparés. Ils dirent à Darius de leur faire plus confiance, de les laisser le protéger et d'installer sa tente là où ils étaient campés. Mais Darius refusa ces suggestions. Il dit qu'il ne perdrait pas foi en et ne quitterait pas ses concitoyens, qui étaient ses défenseurs naturels, et ne dépendrait pas de personne qu'il ne connaissait pas.
il dit qu'il ne trahirait et n'abandonnerait pas ses amis sur l'attente qu'il ferait de même envers lui. Pendant ce temps, alors qu'Alexandre se rapprochait d'Ecbatane, Darius et ses troupes se retirèrent de la ville et se dirigèrent vers l'est, à travers la grande étendue de terre située au sud de la mer Caspienne. Dans cette zone, il y a un terrain montagneux avec un passage étroit que Darius doit traverser. Ce passage était appelé les portes caspiennes, nommées d'après les rochers des deux côtés. Une armée marchant à travers un défilé étroit et dangereux, comme celui-ci, provoque toujours des retards et prend plus de temps. Alexandre se hâta en espérant rattraper Darius avant qu'il n'atteigne le passage. Il avança si rapidement que seuls les plus forts et les plus résistants de son armée pouvaient suivre. Des milliers d'individus, épuisés par leurs efforts et leur travail acharné, furent laissés derrière. De nombreux chevaux s'effondrèrent également sous l'effet de la chaleur et de la fatigue le long de la route, incapables de continuer et finissant par périr. Alexandre continua de toute urgence avec tous ceux qui pouvaient encore suivre. Malheureusement, cela fut inutile. Au moment où il atteignit le passage, il était déjà trop tard. Darius était déjà passé avec toute son armée. Alexandre décida de faire une pause et d'attendre que ses hommes le rattrapent. Il campa alors pendant quelques jours pour envoyer de petits groupes à la recherche de nourriture pour les chevaux. 6 groupes furent envoyés explorer la zone avoisinante et trouver du grain et d'autres aliments. La nourriture pour les chevaux d'une armée est trop volumineuse pour être transportée sur de longues distances. Elle doit donc être rassemblée chaque jour dans la zone avoisinante le long de la route. En attendant le retour des groupes de fourrage, un noble perse vint au camp et informa Alexandre que Darius et Force campaient à environ 2 jours de marche devant. Il mentionna également que Bessus était désormais aux commandes, puisque le complot avait réussi et que Darius avait été destitué de son pouvoir et pris comme prisonnier. Les Grecs, qui étaient loyaux, réalisèrent que toute l'armée était contre eux et qu'ils ne pouvaient pas riposter. Ils quittèrent donc le camp perse et allèrent dans les montagnes, où ils attendaient de voir ce qui se passerait. Alexandre décida de commencer immédiatement la poursuite de Bessus et de son prisonnier. Il n'attendit pas le retour des équipes de fourrage. Il choisit les fantassins et les cavaliers les plus forts et les plus agiles, leur dit d'apporter suffisamment de nourriture pour 2 jours, puis partit avec eux le soir même. Le groupe continua de voyager toute la nuit et le jour suivant jusqu'à midi. Ils s'arrêtèrent jusqu'au soir, puis reprirent leur voyage. Le lendemain matin, ils atteignirent le campement mentionné par le noble perse. Ils découvrirent les restes des feux de camp et les signes typiques laissés derrière lorsqu'une armée a campé dans un endroit. Cependant, l'armée était déjà partie. Les poursuivants étaient maintenant trop fatigués pour continuer sans se reposer. Alexandre resta là pour la journée pour laisser ses hommes et ses chevaux se reposer. Cette nuit-là, ils poursuivirent leur voyage, et le lendemain à midi, ils atteignirent un autre camp perse, qu'ils avaient quitté juste 1 jour auparavant. Les officiers de l'armée d'Alexandre étaient très excités et enthousiastes, car ils se rapprochaient de leur objectif principal. Ils étaient prêts à faire tous les efforts, à affronter toutes les difficultés et la fatigue, et à prendre toutes les mesures, peu importe combien inhabituelles, pour atteindre leur objectif. Alexandre demanda aux résidents s'il existait une route plus courte que celle empruntée par l'ennemi. Ils l'informèrent qu'il y avait en effet une route plus courte, mais qu'elle traversait une zone sèche et désolée sans aucune source d'eau. Lors de la marche d'une armée, puisque les soldats portent toujours beaucoup d'armes et de nourriture et ne peuvent pas transporter d'eau avec eux, il est toujours important de choisir des itinéraires qui ont des sources d'eau le long du chemin. Alexandre, cependant, ignora cette pensée et se prépara immédiatement à avancer vers le carrefour avec un petit groupe. Il avait passé 2 ans à se déplacer de Macédoine vers le centre de l'Asie, recherchant toujours Darius comme son principal adversaire et ennemi. Il avait vaincu ses armées, capturé ses villes, pillé ses palais et était devenu le souverain de tout son royaume. Cependant, tant que Darius était libre et combattait, aucune victoire ne pouvait être considérée comme totalement réussie. Capturer Darius lui-même serait l'étape finale et la plus importante de sa conquête.
Il l'avait poursuivi sur une longue distance de 1800 milles, se déplaçant lentement d'une région à une autre et d'un royaume à un autre. Tout au long de cette période, la puissance de l'ennemi qu'il poursuivait diminuait régulièrement. Leurs armées avaient été défaites, leur courage et leur optimisme s'étaient lentement estompés, tandis que le poursuivant gagnait de plus en plus de force grâce à ses victoires, et maintenant son excitation et son espoir atteignaient de nouveaux sommets, alors que le moment de réaliser ses objectifs ultimes semblait approcher. Des guides furent demandés par le peuple pour montrer au détachement le chemin à travers la terre solitaire et vide. Le détachement devait être composé uniquement de cavaliers, afin qu'ils puissent se déplacer rapidement. Pour rendre le corps plus efficace, Alexandre retira les chevaux à 500 soldats de cavalerie et les donna à 500 soldats d'infanterie choisis pour leur force et leur bravoure. Tout le monde voulait être choisi pour cette tâche. En plus de l'honneur d'être sélectionné, il y avait beaucoup d'excitation, comme d'habitude à la fin d'une poursuite, pour atteindre la ligne d'arrivée. Ce groupe de cavaliers était prêt à partir le soir. Alexandre mena les troupes dans la direction indiquée par les guides. Ils voyagèrent toute la nuit. À l'aube, depuis une position plus élevée, ils virent les troupes perses devant eux, composées d'infanterie, de chars et de cavalerie, se déplaçant dans le désordre. Une fois que Bessus et son groupe réalisèrent que leurs poursuivants se rapprochaient, ils tentèrent d'accélérer, espérant s'échapper. Darius était dans un chariot. Ils essayèrent de pousser le chariot en avant, mais il était lent. Puis ils décidèrent d'abandonner et demandèrent à Darius de s'enfuir avec eux à cheval, laissant derrière eux le reste de l'armée et les bagages. Cependant, Darius refusa. Il déclara qu'il préférait confier sa confiance aux mains d'Alexandre plutôt qu'à celles d'individus aussi traîtres. Se sentant désespéré et frustré, Bessus et ses amis poignardèrent Darius avec leurs lances alors qu'il était dans son chariot, puis s'enfuirent rapidement dans différentes directions. Leur objectif était de rendre plus difficile pour Alexandre de les attraper en le rendant incertain de leur plan. Alexandre continua d'avancer vers la zone que l'ennemi quittait, et il envoya des groupes séparés après chaque division de l'armée en retraite. Pendant ce temps, Darius resta dans son chariot, blessé et saignant. Il était fatigué, physiquement et mentalement, de ses nombreux problèmes et de sa tristesse. Son royaume était perdu. Sa famille était en captivité. Sa bien-aimée épouse était décédée, ayant souffert de la douleur d'être séparée de son mari. Ses villes étaient saccagées, ses palais et ses trésors pillés. Et maintenant, dans ses derniers moments, il était abandonné et trahi par tous ceux en qui il avait eu confiance. Son cœur était rempli de désespoir. Dans de tels moments, l'âme passe d'amis peu fiables à un ennemi clair, avec un sentiment d'assurance et de connexion. La colère extrême de Darius envers Bessus était si forte que son hostilité envers Alexandre semblait être de l'amitié en comparaison. Il croyait qu'Alexandre comprenait les luttes d'un souverain et compatirait à ses malheurs. La bonté qu'Alexandre avait montrée envers sa mère, sa femme et ses enfants l'avait profondément touché. Il gisait là, faible et saignant dans son chariot, attendant qu'Alexandre arrive. Il voyait Alexandre comme son protecteur et ami, la seule personne qui pouvait l'aider dans son état de détresse actuel. Les Macédoniens cherchaient Darius dans différents endroits, espérant qu'il aurait pu être laissé derrière lorsque l'ennemi s'était dispersé. Finalement, ils trouvèrent le chariot où il était allongé. Darius était dans le chariot, blessé par des lances. Le sol du chariot était couvert de sang. Ils le soulevèrent légèrement et il demanda de l'eau. Les hommes qui sont blessés et mourants au combat éprouvent une soif insatiable et insupportable. C'est l'un des aspects les plus horrifiants de la situation. Ils supplient quiconque passe à proximité de leur apporter de l'eau ou de mettre fin à leur souffrance. Ils rampent sur le sol pour atteindre les gourdes de leurs compagnons décédés, espérant trouver quelques gouttes de boisson restantes. Si un petit ruisseau serpente à travers le champ de bataille, il devient rempli et bloqué par les corps de ceux qui s'y sont traînés dans leur douleur, essayant désespérément d'étancher leur terrible soif avant de mourir. Darius avait très soif.
C'était la souffrance la plus intense qu'il ressentait, surpassant toute autre douleur. Lorsque ses ennemis l'entouraient et célébraient, sa première demande n'était pas pour sa vie, la miséricorde ou le soulagement de ses blessures. Au lieu de cela, il les supplia de lui donner de l'eau. Il devait parler à travers un interprète. L'interprète était un prisonnier perse que l'armée macédonienne avait capturé plus tôt et qui avait appris la langue grecque dans le camp macédonien. Ils l'avaient amené avec eux en prévision de son aide, et c'est par lui que Darius demanda de l'eau. Un soldat de Macédoine se précipita pour en obtenir. D'autres allèrent rapidement chercher Alexandre et l'amener à l'endroit où la principale cible de sa colère et de sa longue poursuite était en train de mourir. Darius obtint à boire. Il était vraiment heureux qu'ils aient un interprète avec eux qui pouvait le comprendre et transmettre son message à Alexandre. Il avait peur de devoir mourir sans pouvoir dire ce qu'il voulait dire. Darius dit « Dites à Alexandre que je me sens sous les plus fortes obligations envers lui que je ne pourrai jamais rembourser, pour sa gentillesse envers ma femme, ma mère et mes enfants. Il n'a pas seulement épargné leur vie, mais les a traités avec la plus grande considération et soin, et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les rendre heureux. Le dernier sentiment dans mon cœur est la gratitude envers lui pour ses faveurs. J'espère maintenant qu'il continuera de prospérer et terminera ses conquêtes aussi triomphalement qu'il les a commencées. » Il dit que si nécessaire, il aurait fait une dernière demande. Cette demande était pour qu'Alexandre poursuive le traître Bessus et cherche à se venger du meurtre qu'il avait commis. Cependant, il croyait qu'Alexandre le ferait de lui-même, car punir une telle trahison était un objectif partagé parmi tous les rois. Darius tenait ensuite la main de Polystrate, le Macédonien qui lui avait donné de l'eau, et dit « Donnez votre main à Alexandre, tout comme je vous donne la mienne. C'est un signe de ma gratitude et de mon affection. » Darius était trop faible pour dire autre chose. Ils se rassemblèrent autour de lui, essayant de le garder fort jusqu'à l'arrivée d'Alexandre. Mais tout fut inutile. Il s'affaiblit lentement et finit par cesser de respirer. Alexandre arriva quelques minutes plus tard, quand tout était déjà terminé. Il fut d'abord choqué par la scène devant lui, puis rempli de tristesse. Il pleura abondamment. Peut-être ressentait-il un certain remords dans son cœur en voyant la destruction qu'il avait causée. Darius ne lui avait jamais fait de mal ou commis de faute envers lui. Mais maintenant, il gisait ici, poursuivi à mort par quelqu'un qui était déterminé et ne s'arrêtait pas, même s'il n'y avait aucune raison à cela, si ce n'est que cette personne voulait contrôler et dominer les autres. Alexandre couvrit le corps mort avec son manteau militaire. Il fit rapidement des plans pour conserver le corps, puis l'envoya à Suse dans un cercueil coûteux pour Sisygambis. La procession était grandiose et digne de la royauté. Il l'envoya pour qu'elle puisse le voir placé dans les tombes des rois perses. Quel cadeau! Le meurtrier d'un fils envoyant le corps mort dans un splendide cercueil à la mer, comme un signe de respect. Alexandre continua sa poursuite de Bessus vers le nord et l'est. Bessus avait regroupé son armée et faisait de son mieux pour se préparer à une posture défensive. Il ne le rattrapa qu'après avoir traversé l'Oxus, un grand fleuve qui coule vers le nord et l'ouest dans la mer Caspienne. Traverser cette rivière était difficile car elle était trop profonde pour y marcher, et les rives ainsi que le fond étaient tellement sablonneux et mous qu'il ne pouvait pas construire de pont. Il fabriqua des flotteurs et des radeaux soutenus par des pots gonflés ou remplis de paille et de foin. Après avoir traversé la rivière avec son armée, qui avait été grandement renforcée et fortifiée, il continua d'avancer. Les généraux sous les ordres de Bessus décidèrent de le trahir, tout comme il avait trahi son commandant. Ils contactèrent Alexandre et proposèrent de lui livrer Bessus s'il envoyait une petite force à un endroit spécifique. Alexandre accepta cela et donna l'ordre à un officier nommé Ptolémée. Ptolémée trouva Bessus dans une petite ville fortifiée où il s'était enfui pour sa sécurité et le captura sans grande difficulté. Il informa Alexandre que Bessus était sous sa garde et demanda des instructions. La réponse fut « Attache une corde autour de son cou et amène-le-moi. » Lorsque le misérable prisonnier fut amené devant Alexandre, celui-ci lui demanda comment il avait pu être si déshonorable au point de capturer, retenir et finalement tuer son parent et soutien.
C'est une preuve intéressante que les qualités fondamentales de la nature humaine restent constantes au fil du temps, même à mesure que les civilisations évoluent. Bessus répondit de la même manière que la plupart des malfaiteurs le font lorsqu'ils sont confrontés à leurs actes. Il blâma ses complices et amis pour la faute, affirmant que c'était leur action et non la sienne. Alexandre ordonna qu'il soit fouetté publiquement, puis fit défigurer son visage, suivant la pratique commune de l'époque lorsqu'un tyran voulait marquer de manière permanente sa victime de honte. Dans cet état, rempli de suspense et de peur d'une douleur encore pire qu'il savait qu'il allait subir, Alexandre l'envoya comme un second cadeau à Sysigambis pour être puni à Suse selon la vengeance qu'elle désirait. Elle le tortura sévèrement, et lorsqu'elle fut satisfaite de sa souffrance, ils sélectionnèrent 4 arbres flexibles, espacés, et plièrent leur sommet vers le point central entre eux. Ils attachèrent le Bessus, fatigué et mourant à ces arbres, une partie du corps à chaque arbre. Puis, ils lâchèrent les arbres, et les arbres s'envolèrent vers le haut, déchirant le corps en morceaux. Chaque arbre tenait sa pièce du corps, comme pour célébrer, haut au-dessus de la foule rassemblée pour regarder. Chapitre 11. Détérioration du caractère. Alexandre avait maintenant 26 ans. Il avait atteint tous ses objectifs ambitieux. Darius n'était plus en vie, et Alexandre était désormais le souverain incontesté de toute l'Asie occidentale. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de contrôle sur ceux qu'il croyait être le monde entier. Cependant, à mesure qu'il acquérait ce pouvoir, sa personnalité changeait de manière négative. Il perdait la simplicité, l'autocontrôle, la modération et le sens de l'équité qu'il avait dans ses premières années. Il commença à s'habiller et à se comporter comme les Perses, et vivait dans leurs grands palais, copiant leur luxe et leur opulence. Il commença à beaucoup apprécier les fêtes et le vin, et buvait parfois trop. Il avait un groupe de 360 jeunes femmes avec lesquelles il passait du temps, s'adonnant à tout type de luxe et de plaisir. En termes simples, il avait complètement changé. La détermination, la forte personnalité et la poursuite concentrée d'objectifs importants par une planification soignée, la réflexion à l'avance, le travail acharné et l'autocontrôle, tout avait disparu. Désormais, il semblait seulement intéressé par les festins, les fêtes sauvages et se livrer à un comportement imprudent et à l'immoralité, passant des journées et des nuits entières dans de telles activités. Cette situation a grandement contrarié et frustré les officiers de son armée. Beaucoup d'entre eux étaient plus âgés que lui et mieux équipés pour résister à la tentation du luxe, de la douceur et du mal. Ils sont restés fidèles à leur simplicité et honnêteté initiale. Malgré quelques objections respectueuses mais infructueuses, ils se sont émotionnellement distanciés de leur leader et ont fortement critiqué sa méchanceté et sa folie entre eux. Cependant, beaucoup des jeunes officiers imitaient le comportement d'Alexandre et devenaient tout aussi vains, irréguliers et amateurs d'indulgence que lui. Cependant, malgré leur participation à ses plaisirs, il n'y avait pas de forte unité entre lui et eux. Le lien qui unit des amis qui apprécient simplement la compagnie de l'autre est toujours faible. En conséquence, Alexandre a lentement perdu la confiance et l'affection de ses anciens amis et n'a pas réussi à s'en faire de nouveau. 6 officiers n'aimaient pas son comportement et gardèrent leur distance, ou ils se joignaient à lui dans ses fêtes et mauvais comportements, sans vraiment le respecter ou lui être loyaux. Parménion et son fils Philotas étaient 2 types de personnages différents. Parménion, un vieux général avec une vaste expérience et renommée, avait servi sous Philippe, le père d'Alexandre, avant qu'Alexandre ne devienne roi. Tout au long de la carrière d'Alexandre, Parménion avait été son général lieutenant principal, et il s'était constamment appuyé sur lui dans des situations difficiles. Parménion était composé, courageux, intrépide et sage. Il retenait Alexandre d'actions impulsives et jouait un rôle crucial pour l'aider à atteindre la plupart de ses objectifs. Il était d'usage à cette époque que les rois soient crédités des accomplissements de leurs généraux et officiers.
Les récits des accomplissements de l'armée macédonienne tendaient naturellement à exagérer l'implication d'Alexandre et à minimiser les contributions de Parménion. De nos jours, de nombreux lecteurs impartiaux pensent qu'il y a lieu de se demander si Alexandre aurait réussi dans sa grande expédition s'il n'avait pas été accompagné par Parménion. Philotas, fils de Parménion, avait une personnalité très différente de celle de son père. Cette distinction est souvent observée à travers l'histoire, entre ceux qui naissent dans la grandeur et ceux qui l'atteignent par leurs efforts. Nous observons encore aujourd'hui la même comparaison, les enfants des riches, qui héritent de leur richesse, remplaçant la modestie, la prudence et la vertu par l'orgueil, l'arrogance, l'auto-indulgence et le gaspillage. Ces qualités étaient les mêmes que celles qui avaient aidé leurs ancêtres à acquérir leur fortune. Philotas était très fier, se vantait beaucoup, dépensait trop d'argent et avait de nombreuses addictions, tout comme son maître Alexandre, qui s'adonnait à tout type de luxe et de plaisir. Un jour, son père, fatigué de son comportement arrogant, de ses vantardises et de son style de vie extravagant, lui conseilla d'être plus humble. Mais les sages conseils de Parménion à son fils furent ignorés. Philotas se vantait de son importance pour Alexandre et disait « Sans mon père Parménion, que serait devenu Philippe? Et sans moi, que serait devenu Alexandre ?» Ces déclarations parvinrent à Alexandre, causant la suspicion, la peur et la haine de croître entre eux. Les cours et les camps sont des lieux où les gens planifient et exécutent souvent des complots secrets contre quelqu'un. Alexandre entendait constamment parler de plans secrets et de complots contre lui. L'amour intense et la dévotion qu'il inspirait initialement à tous au début de sa carrière avaient disparu. 6 généraux et officiers complotaient constamment pour le retirer du pouvoir, car il ne semblait plus avoir l'énergie pour diriger. Alexandre était toujours méfiant de ses plans et vivait dans un état constant d'inquiétude et d'anxiété, alors qu'il tentait de les découvrir et de les punir. Finalement, un complot se produisit dans lequel Philotas était impliqué. Un jour, on informa Alexandre qu'il y avait un plan pour le renverser et lui nuire. On disait que Philotas avait été informé du plan par l'un des amis d'Alexandre afin qu'il puisse en informer le roi. Cependant, il ne le fit pas, ce qui rendait probable qu'il travaillait avec les conspirateurs. Alexandre fut informé que le leader et créateur de ce complot était l'un de ses généraux nommé Dymnus. Il dépêcha promptement un officier pour convoquer Dymnus auprès de lui. Dymnus fut choqué par cette demande. Au lieu de la suivre, il sortit son épée, se poignarda le cœur et mourut sur le sol. Alexandre convoqua ensuite Philotas et lui demanda s'il était vrai qu'il connaissait ce complot, mais n'en avait parlé à personne. Philotas dit que quelqu'un lui avait parlé d'un complot, mais il ne l'avait pas cru. Il pensait que les gens inventaient ces histoires pour causer des problèmes, et il ne pensait pas que le rapport qu'il avait entendu était important. Mais en voyant la réaction et le suicide de Dymnus, Philotas réalisa que c'était vrai, et s'excusa de ne pas avoir informé Alexandre plus tôt. Alexandre le crut, pensant qu'il n'avait rien dit non pas parce qu'il était impliqué, mais parce qu'il ne croyait pas que le complot était réel. Ils se réconcilièrent et Philotas retourna à sa tente. Cependant, Alexandre n'arrêta pas de discuter du sujet-là. Il convoqua un conseil avec ses amis et conseillers les plus capables et de confiance, qui incluaient les officiers supérieurs de son armée. Il leur présenta les faits. Ils arrivèrent à une conclusion différente de la sienne concernant la culpabilité de Philotas. Ils le crurent impliqué dans le crime et exigèrent son procès. Un procès dans un tel sia, à cette époque, signifiait soumettre l'accusé à la torture, dans le but de le forcer à avouer sa culpabilité. Alexandre céda à cette proposition. Peut-être l'avait-il secrètement instigé. Les conseillers des rois et conquérants, dans des circonstances comme celle-ci, ont généralement la sagacité de découvrir quels conseils seront agréables. En tout cas, Alexandre suivit le conseil de six conseillers et prit des dispositions pour arrêter Philotas ce même soir. Ces événements se produisirent à un moment où l'armée se préparait pour une marche, les différents généraux logeant dans des tentes dressées à cet effet. Alexandre plaça des gardes supplémentaires dans diverses parties du campement,
comme pour imprimer à toute l'armée le sens de l'importance et de la solennité de l'occasion. Il envoya ensuite des officiers à la tente de Philotas, tard dans la nuit, pour l'arrêter. Les officiers trouvèrent leur malheureuse victime endormie. Ils le réveillèrent et lui firent connaître leur mission. Philotas se leva et obéit à la convocation, abattu et angoissé, conscient que sa destruction était imminente. Le lendemain matin, Alexandre convoqua une grande assemblée, composée des parties principales et les plus importantes de l'armée, au nombre de plusieurs milliers. Ils se rassemblèrent avec un air de solennité impressionnante, s'attendant, d'après les préparatifs préliminaires, à ce que des affaires d'une très grande importance leur soient présentées, bien qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Le sentiment de crainte et de sérieux devint encore plus fort lorsque l'assemblée vit le corps mort de Dymnus, couvert de sang et terrifiant. Alexandre s'assura d'apporter le corps et de le montrer à tout le monde. La mort de Dymnus avait été gardée secrète. Ainsi, lorsque son corps fut découvert, ce fut inattendu et choquant. Après la surprise et l'étonnement initiaux, Alexandre expliqua à tous ce qui s'était passé. Il parla du complot et comment l'un des impliqués avait pris sa propre vie. La vue du corps et la déclaration du roi provoquèrent beaucoup d'excitation parmi les personnes de l'assemblée. Cette excitation atteignit son apogée lorsque Alexandre annonça qu'il avait des raisons de croire que Philotas et son père Parménion, des officiers en qui il avait confiance et qu'il favorisait, étaient à l'origine de tout le plan. On fit alors amener Philotas. Il arriva les mains liées derrière le dos et la tête couverte. Il avait l'air très triste et sans espoir. Il fut effectivement mis en procès, mais il savait que procès signifiait torture et qu'il n'avait aucun espoir d'issue positive. Alexandre dit qu'il laisserait l'assemblée s'occuper de l'accusé et partit. Les chefs de l'armée, qui avaient maintenant le contrôle total sur Philotas, écoutèrent un moment son explication pour ses actes. Il prouva qu'il n'y avait aucune preuve contre lui et leur demanda d'être justes et de ne pas le juger sur de vagues suppositions. En réponse, ils choisirent de le torturer. Il n'y avait pas de preuves, c'est vrai, et ils voulaient compenser cela en le forçant à avouer sous la torture. Naturellement, ses ennemis les plus acharnés et impitoyables furent choisis pour exécuter la tâche. Ils torturèrent Philotas en utilisant un dispositif appelé le chevalet. Le chevalet a des roues et des poulies, et la victime y est placée, ce qui provoque l'étirement de leurs membres et tendons, résultant en une douleur intense. Philotas supporta sa torture avec bravoure, sans montrer aucun signe de douleur ou de détresse. Cela incita seulement ses bourreaux à intensifier le supplice. Il est important de noter que dans ce procès, la question de culpabilité ou d'innocence n'était pas en question. La seule question était « qui pourrait endurer le plus de souffrance, Philotas ou ses ennemis ?» Malheureusement, Philotas fut finalement vaincu dans cette compétition. Il supplia qu'on le laisse partir du chevalet, disant qu'il avouerait tout ce qu'il voulait, tant qu'il pouvait mourir paisiblement. Ils écoutèrent et le libérèrent. Lorsqu'ils demandèrent, il admit que lui et son père faisaient partie du complot. Il accepta de répondre à plus de questions sur le complot et la culpabilité de certaines personnes qui étaient suspectées ou que ceux qui conduisirent la torture voulaient condamner. Les réponses que Philotas donna à ces questions furent enregistrées et il fut ensuite condamné à être lapidé. La sentence fut exécutée immédiatement. Pendant ce temps, Parménion était en Médie, commandant une partie cruciale de l'armée d'Alexandre. Il fut décidé qu'il devait être tué. Cependant, une planification soignée était nécessaire pour assurer son exécution alors qu'il était loin et à la tête d'une grande force. L'affaire devait être faite secrètement et rapidement. Le plan était le suivant. Il y avait un homme nommé Polydamas qui était connu comme l'ami proche de Parménion. Polydamas fut choisi pour aller en Médie et assister à l'exécution. Il fut sélectionné parce que si un ennemi ou un étranger avait été envoyé, Parménion aurait été méfiant ou prudent et aurait été en alerte. On leur donna à Polydamas des lettres à destination de Parménion, prétendant venir de ses amis. L'une des lettres portait même le sceau de son fils Philotas, pour tromper complètement le père affligé.
Polydamas voyagea pendant 11 jours pour atteindre la Médie. Il apportait des lettres pour Cléandre, le gouverneur de la province de Médie. 6 lettres autorisaient l'exécution de Parménion, sur ordre du roi. Il se rendit chez Cléandre de nuit. Il lui donna les lettres et ils planifièrent comment exécuter le plan. Après avoir pris toutes les précautions nécessaires, Polydamas se rendit avec ses accompagnateurs au quartier de Parménion. Le vieux général, alors âgé de 80 ans, se promenait dans ses jardins. Polydamas fut autorisé à s'approcher de lui et le salua chaleureusement. Il lui remit ses lettres et Parménion les lut. Il fut très heureux de ce que les lettres disaient, surtout celles écrites au nom de son fils. Il ne pouvait pas dire qu'elle était fausse, car à l'époque, il était courant que les secrétaires écrivent les lettres et qu'elles soient seulement confirmées par le sceau. Parménion était heureux de recevoir de bonnes nouvelles d'Alexandre et de son fils. Pendant qu'ils discutaient du contenu de la lettre, Polydamas, qui attendait le moment opportun, produisit soudainement un poignard caché et poignarda Parménion sur le côté. Il le retira rapidement et le frappa à la gorge. Les accompagnateurs se précipitèrent quand ils virent cela et enfoncèrent à plusieurs reprises leurs épées dans le corps tombé jusqu'à ce qu'ils cessent de respirer. Les morts violentes de Parménion et de son fils, malgré peu de preuves de leur culpabilité, créèrent une impression négative d'Alexandre. Peu après, un autre CAS se produisit, encore plus affligeant. Il montrait clairement que l'esprit d'Alexandre, autrefois rempli d'idéaux nobles de justice et de générosité, était désormais de plus en plus contrôlé par des émotions égoïstes et incontrôlables. Ce cas concernait Clitus. Clitus était un général célèbre dans l'armée d'Alexandre et un proche ami du roi. Il avait sauvé la vie d'Alexandre une fois. Cela s'était passé pendant la bataille du Granique. Alexandre s'était mis en grand danger en combattant au milieu de la bataille et il était entouré d'ennemis. L'épée de l'un d'eux était levée au-dessus de sa tête et l'aurait tué instantanément si Clitus n'était pas rapidement intervenu et n'avait pas abattu l'homme juste au moment où il allait porter le coup. Des actes de loyauté et de bravoure comme celui-ci firent qu'Alexandre faisait beaucoup confiance à Clitus. Après la mort de Parménion, le gouverneur d'une province clé de l'Empire démissionna. Alexandre choisit Clitus pour prendre la relève. La veille de son départ pour commencer son nouveau travail en tant que leader, Alexandre l'invita à un dîner spécial pour célébrer sa promotion. Clitus et les autres invités se réunirent pour l'événement. Ils burent du vin, comme d'habitude, et s'amusèrent. Alexandre s'excita et commença à parler, comme il en avait désormais l'habitude, se vantant de ses réalisations et minimisant celles de son père Philippe en comparaison. Les gens qui sont partiellement ivres ont tendance à beaucoup discuter, et encore plus s'ils sont de bons amis à jeun. Clitus avait servi sous Philippe. Il était maintenant âgé et, comme les autres personnes âgées, était très attaché à la renommée obtenue grâce à ses exploits de jeunesse. Il se sentait agité et mal à l'aise lorsqu'il entendit Alexandre s'attribuer le mérite de la victoire de son père Philippe à Chéronée. Il commença à murmurer aux personnes assises à côté de lui sur la manière dont les rois revendiquent et reçoivent souvent beaucoup de crédit qu'ils ne méritent pas. Alexandre demanda ce que Clitus avait dit. Personne ne répondit. Cependant, Clitus continua de parler, de plus en plus excité. Il loua le caractère et les réalisations militaires de Philippe, disant qu'ils étaient meilleurs que tout ce qu'il avait connu dans sa meilleure période. Les gens à la table commencèrent à discuter sur le sujet. Les anciens soutenaient Philippe et le passé, tandis que les plus jeunes défendaient Alexandre. Clitus devint de plus en plus excité. Il loua Parménion, qui avait été le principal général de Philippe, et commença à questionner l'équité de sa récente punition et mort. Alexandre répondit, et Clitus, se levant, et perdant complètement son sang-froid, le critiqua avec des mots durs et en colère. Clitus dit à haute voix « C'est la main qui a sauvé ta vie pendant la bataille du Granique, et le sort de Parménion montre quel type de gratitude et de récompense peuvent attendre les serviteurs loyaux de ta part. » Alexandre, furieux, dit à Clitus de quitter la table. Clitus obéit, disant en s'éloignant. « Il a raison de ne pas vouloir d'homme honnête à sa table. Il a raison.
Il convient qu'il passe sa vie parmi des gens non civilisés et des serviteurs, qui adoreront volontiers sa ceinture perse et sa magnifique robe. » Alexandre saisit un javelot pour le lancer sur la tête de Clitus. Les invités se levèrent dans la confusion et se rassemblèrent autour de lui, criant et se disputant entre eux. Certains tenaient le bras d'Alexandre, certains tentaient de sortir rapidement Clitus de la pièce, et d'autres accusaient et menaçaient bruyamment les uns les autres. Ils réussirent à sortir Clitus de la pièce, mais une fois dans le hall, il se libéra d'eux, revint par une autre porte et recommença à insulter Alexandre. Le roi lança son javelot et toucha Clitus, qui s'écria « Va rejoindre Philippe et Parménion. » Le groupe se précipita pour aider Clitus, mais il était trop tard. Il mourut sur le champ. Alexandre ressentit un profond regret et désespoir lorsqu'il reprit ses esprits. Il pleura beaucoup pendant plusieurs jours à la mort de son ami de longue date et fidèle. Il se haïssait pour avoir trop bu et agi sous le coup de la colère, ceux qui avaient causé la mort. Cependant, il ne pouvait pas ramener Clitus à la vie ou effacer les dommages permanents causés à sa réputation. Chapitre 12. La fin d'Alexandre. Après les événements du chapitre précédent, Alexandre poursuivit ses expéditions et conquêtes en Asie pendant 2 ou 3 ans. Il vécut de nombreuses aventures différentes pendant cette période, mais nous n'entrerons pas dans les détails ici. Il voyagea jusqu'en Inde, atteignant les rives du fleuve Indus. Insatisfait, il se prépara à traverser l'Indus et à continuer son voyage vers le fleuve Gange. Cependant, ses soldats s'opposèrent à ce plan. Ils furent effrayés par les histoires qu'ils entendirent sur les armées indiennes, avec des éléphants portant des châteaux sur leur dos et des soldats armés d'armes inconnues et non familières. Ces rumeurs, ainsi que le désir des soldats de rester plus proches de leur patrie, provoquèrent une quasi-mutinerie dans l'armée. Finalement, Alexandre, réalisant l'étendue croissante de l'insubordination, appela ses officiers dans sa tente et rassembla toute l'armée. Il leur parla de tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Il loua leur bravoure et leur détermination et tenta de les encourager à continuer. Ils écoutèrent en silence, et personne ne répondit. Après ce moment sérieux, il y eut beaucoup d'excitation dans la pièce. L'armée admirait leur commandant, malgré ses défauts et ses erreurs. Ils étaient très hésitants à défier son autorité, mais ils n'avaient plus la même confiance dans ses capacités et sa bonté qu'au début de sa carrière. Finalement, l'un des soldats s'approcha du roi et lui parla de la manière suivante. « Nous vous aimons et vous soutenons encore, monsieur. Notre dévouement et notre loyauté restent inchangés. Nous sommes prêts à risquer nos vies et à aller où vous nous guidez. Cependant, nous vous demandons aimablement de considérer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour vous. Nous avons traversé des océans et des continents. Nous avons exploré les coins les plus éloignés du monde. Et maintenant, vous envisagez de conquérir un autre, en vous aventurant dans des territoires inexplorés, même inconnus des natifs eux-mêmes. Cette idée peut sembler courageuse et déterminée, mais elle dépasse nos capacités, surtout compte tenu de notre faiblesse. Regardez simplement ces visages et corps horrifiants remplis de blessures et de cicatrices. Pensez à combien nous étions lorsque nous avons commencé ce voyage avec vous, et voyez maintenant combien peu d'entre nous restent. Ceux qui ont réussi à échapper à de nombreuses difficultés et dangers n'ont ni le courage ni la force de continuer à vous suivre. Ils veulent tous retourner dans leur pays et leur foyer et passer le reste de leur vie à profiter des récompenses de leur dur labeur. S'il vous plaît, comprenez et pardonnez-leur ces désirs naturels. » Les soldats exprimant ces sentiments les ont encore plus solidifiés. Alexandre était très troublé et contrarié. Si une petite partie d'une armée est déloyale, elle peut être traitée par des actions fortes. Cependant, lorsque la détermination à résister est généralisée, il est futile pour tout commandant, quelle que soit son autorité et son caractère absolu, d'essayer de s'y opposer. Alexandre, cependant, était très réticent à céder. Il resta dans sa tente pendant 2 jours, se sentant déçu et contrarié. En conséquence, il abandonna ses plans de conquête supplémentaires et repartit vers l'ouest.
Il vécut de nombreuses expériences différentes en chemin et affronta de nombreux dangers, agissant souvent de manière téméraire et sans bonne raison. Lors d'une attaque contre une petite ville, Alexandre prit une échelle d'assaut et monta avec les troupes. Cependant, il le fit de manière si téméraire et irréfléchie que son échelle se brisa. Alors que tous les autres se retiraient, il fut laissé seul sur le mur. Il descendit alors dans la ville et fut rapidement encerclé par les ennemis. 6 amis redéployèrent leurs échelles et continuèrent leurs recherches pour le sauver, déterminés à le secourir. Certains se tenaient à ses côtés et le protégeaient, tandis que d'autres parvinrent à ouvrir une petite porte, permettant au reste de l'armée d'entrer. Grâce à cela, Alexandre fut sauvé. Cependant, lorsqu'ils le sortirent de la ville, une flèche de 3 pieds de long était logée dans son côté, perçant son armure. Les chirurgiens retirèrent soigneusement la partie en bois de la flèche, puis agrandirent la blessure pour en extraire la pointe barbelée. Les soldats étaient en colère qu'Alexandre se soit mis en danger et les ait forcés à risquer leur vie pour le sauver. La blessure était presque mortelle, causant un extrême épuisement dû à la perte de sang. Cependant, il se rétablit en quelques semaines. Les habitudes d'excès de boissons et d'indulgence dans les vices d'Alexandre ne cessaient de croître. Non seulement il se livrait lui-même à ces excès, mais il encourageait également les autres à faire de même. Il récompensait même ceux qui pouvaient boire le plus lors de ses banquets. Lors de l'une de ces occasions, l'homme qui avait conquis but, dit-on, beaucoup de vin, après quoi il se sentit très malade pendant 3 jours, puis mourut. Et plus de 40 autres, présents à la même fête, moururent parce qu'ils avaient trop bu. Alexandre retourna à Babylone. Son ami Héphaïstion était avec lui, se joignant à lui dans toutes les mauvaises habitudes qu'il avait développées. Alexandre commença à s'éloigner de ses vieux amis macédoniens et à se rapprocher de ses compagnons perses. Il épousa Stateira, la fille aînée de Darius, et confia la plus jeune fille à Héphaïstion. Il soutenait également que d'autres officiers macédoniens épousent des jeunes filles perses chaque fois que possible. En termes simples, il semblait déterminé à combiner sa véritable nature et son comportement avec la féminité, l'extravagance et l'immoralité du monde oriental, qu'il avait initialement considéré avec dédain. L'arrivée d'Alexandre à Babylone, après ses campagnes en Inde, fut un événement grandiose et magnifique. Des ambassadeurs et des princes de diverses nations s'étaient rassemblés pour le saluer et célébrer son retour. Des arrangements élaborés furent faits pour des processions, spectacles, défilés et divertissements pour l'honorer. Tout le pays était très excité, et ils firent des préparations très coûteuses pour l'accueillir. Ils voulaient lui offrir une réception digne de quelqu'un considéré comme le conquérant et le souverain du monde, et qui était cru être le fils d'un dieu. Lorsqu'Alexandre atteignit la ville, il fut accueilli par un groupe d'astrologues chaldéens. 6 astrologues étaient des philosophes qui prétendaient prédire les événements humains en utilisant les mouvements des étoiles. Les mouvements des étoiles étaient étroitement observés dans l'Antiquité, en particulier dans les pays orientaux, par les bergers. 6 bergers passaient leur nuit d'été à l'extérieur, veillant sur leurs troupeaux. Ils remarquèrent que la plupart des étoiles restaient dans les mêmes positions les unes par rapport aux autres. Ils se levaient à l'est et se couchaient à l'ouest, mais leur position relative ne changeait pas. Cependant, il y avait quelques étoiles qui se déplaçaient étrangement et de manière imprévisible parmi les autres. Ils les appelaient les errants ou, dans leur langue, les planètes, et ils observaient leurs mouvements mystérieux avec une grande curiosité et émerveillement. Ils croyaient que ces changements étaient liés d'une manière ou d'une autre aux affaires humaines, et ils tentaient d'en prédire les événements, qu'ils soient bons ou mauvais, qui allaient arriver à l'humanité. Lorsqu'un objet brillant dans le ciel, ou une ombre recouvrant le soleil ou la lune se produisait, les gens croyaient que cela signifiait qu'un mauvais événement allait se produire. L'étude de la manière dont les étoiles se déplacent et apparaissent pour prédire ce qui arrivera aux humains était appelée astrologie. Les astrologues vinrent en une procession grandiose et sérieuse à la rencontre d'Alexandre lors de son voyage.
Ils lui dirent qu'ils avaient trouvé des preuves claires dans les étoiles que s'il entrait à Babylone, il mettrait sa vie en danger. Ils lui demandèrent donc de ne pas s'approcher davantage et de choisir une autre ville comme capitale. Alexandre fut très troublé par cette annonce. Son esprit, affaibli par trop d'indulgence et de comportements excessifs, était facilement influencé par des peurs irrationnelles. Ce n'étaient pas seulement les mauvais effets des mauvaises habitudes sur son esprit qui causaient ce résultat. De plus, il y avait l'influence morale de savoir qu'il était coupable. La culpabilité instille la peur chez les gens, amplifiant les dangers réels et rendant l'esprit susceptible à diverses peurs imaginaires. Alexandre était très inquiet lorsqu'il entendit ce que les astrologues disaient. Il arrêta sa marche et commença à réfléchir à quoi faire. Finalement, les philosophes grecs vinrent lui parler. Ils le convainquirent que l'astrologie n'était pas quelque chose en quoi il devrait croire. Les Grecs ne croyaient pas en l'astrologie. Au lieu de cela, ils prédisaient les événements futurs en observant les vols d'oiseaux et en disséquant des animaux sacrificiels. Finalement, les préoccupations d'Alexandre furent apaisées et il décida d'entrer dans la ville. Il avança avec toute son armée, entrant avec beaucoup de spectacle et de grandeur. Mais une fois l'excitation initiale passée, il commença à se sentir inquiet, troublé et malheureux. Héphaïstion, l'ami proche d'Alexandre, mourut pendant qu'ils étaient en route pour Babylone. Il décéda des suites de maladies causées par des excès et de mauvaises habitudes. Alexandre fut profondément attristé par sa mort. Cela le rendit mélancolique. Il resta ainsi pendant un moment, réfléchissant à l'événement et à ce qu'il signifiait. Il décida qu'à son arrivée à Babylone, il organiserait de grandes funérailles pour honorer la mémoire d'Héphaïstion. Il envoya alors des ordres à toutes les villes et royaumes voisins et rassembla une énorme somme d'argent à cet effet. Il fit démolir une section du mur de la ville pour faire de la place pour un grand bâtiment. Ce bâtiment fut construit très grand et avec des dessins détaillés. Le bâtiment était décoré de nombreuses proues de navires et de statues qu'Alexandre avait gagnées dans les batailles. Il y avait également des colonnes, des sculptures et des décorations en or. Sur le toit, il y avait des images de sirènes qui pouvaient chanter des chansons tristes grâce à un mécanisme caché. Selon les historiens de l'époque, le coût de ce bâtiment, ainsi que les événements, spectacles et performances liés à sa dédicace, était rapporté comme étant un montant qui, une fois calculé, équivaut approximativement à 10 millions de dollars. Cependant, il y avait encore certaines limites à l'extravagance et à la folie d'Alexandre. En Grèce, il y avait une montagne appelée le mont Athos, où quelqu'un prétendait qu'elle pourrait être taillée et façonnée à la forme d'un homme, peut-être allongé. Il y avait une ville sur un versant de la montagne, et une petite rivière descendait de l'autre côté. L'artiste qui avait pensé à cette incroyable sculpture dit qu'il modèlerait la figure de manière à ce que la ville soit dans une main et que la rivière s'écoule de l'autre. Alexandre entendit la proposition. Le nom du mont Athos lui rappelait Xerxès, un ancien roi de Perse, qui avait tenté de faire une route à travers les rochers du mont Athos lors de l'invasion de la Grèce. Xerxès n'avait pas réussi, mais avait laissé le travail inachevé comme un rappel de la tentative et de l'échec. Alexandre décida de ne pas créer la sculpture. Il croyait que le mont Athos était déjà un monument à la folie d'un roi et ne voulait pas y contribuer davantage. Après les funérailles d'Héphaïstion, l'humeur d'Alexandre redevint sombre. Cependant, il lui restait encore un peu de son énergie précédente et il commença à faire de grands plans pour améliorer Babylone. Il commença à mettre en œuvre certains de ses plans. En résumé, son temps était passé dans des cycles imprévisibles. Détermination et volonté de créer d'énormes plans un jour, et abandon complet à l'indulgence et au comportement immoral le lendemain. C'était triste de voir sa grandeur d'esprit précédente encore lutter, bien que de plus en plus faiblement, car elle était progressivement submergée par les effets incontrôlables de l'excès de boisson et des méfaits. La scène se termina brusquement de la manière suivante. Une fois, après une nuit de beuverie et de fête, les invités suggérèrent que, au lieu de terminer le rassemblement, ils devraient commencer un deuxième banquet juste après le premier. Alexandre, déjà partiellement ivre,
accepta avec enthousiasme la suggestion. Ils se rassemblèrent rapidement pour l'événement, avec un total de 20 personnes présentes. Alexandre, pour démontrer qu'il n'avait pas encore atteint ses limites, commença à porter un toast à chaque personne du groupe individuellement. Puis il but à la santé de tous en même temps. Il y avait une très grande coupe, appelée le bol d'Hercule, qu'il demanda ensuite, et, après l'avoir remplie, il la but entièrement à la santé de l'un des personnes présentes, un Macédonien nommé Protée. Cet exploit fut célébré par la compagnie. Il demanda ensuite un autre bol plein et le but entièrement. Après avoir accompli la tâche, il devint faible et tomba au sol. Ils le ramenèrent à son palais. Il attrapa une forte fièvre et les médecins firent tout leur possible pour l'améliorer. Lorsqu'il commença à se sentir un peu mieux, Alexandre se réveilla et tenta de se convaincre qu'il allait guérir. Il commença à donner des ordres à l'armée et à ses navires, comme si se concentrer sur le pouvoir et l'empire pouvait le sauver du chemin évident vers la mort. Il était déterminé à survivre. Cependant, malgré ses efforts pour être fort et déterminé, il réalisa que sa force s'affaiblissait rapidement. 6 pouvoirs vitaux étaient grandement affaiblis, et il savait qu'ils ne dureraient pas beaucoup plus longtemps. Il décida qu'il devait mourir. Il retira son anneau sigillaire, ce qui montrait qu'il croyait que tout était fini. Il donna l'anneau à l'un de ses amis qui était à côté de son lit. Alexandre dit « Après mon départ, emmenez mon corps au temple de Jupiter Ammon et enterrez-le là. » Les généraux qui étaient avec lui vinrent à son chevet, et l'un après l'autre lui embrassèrent la main. Alors qu'ils le voyaient sur le point de leur dire adieu pour toujours, leur ancien amour pour lui revint. On lui demanda son successeur souhaité pour son empire. « Au plus méritant », dit-il. Par cette réponse, il voulait probablement dire qu'il était trop faible et fatigué pour penser à de telles questions. Il savait, probablement, qu'il était inutile pour lui de tenter de contrôler le gouvernement de son empire après sa mort. Il mentionna qu'il s'attendait à ce que des jeux funéraires inhabituels se produisent à la suite des décisions prises à ce sujet. Peu après, il décéda. Les palais de Babylone furent remplis de deuil à la mort du prince, et de longues et amères disputes sur qui lui succéderait commencèrent. L'objectif d'Alexandre n'était pas d'établir des gouvernements stables et bien organisés dans les pays qu'il avait conquis, mais plutôt de promouvoir l'ordre, la paix et l'industrie parmi les peuples, et d'apporter structure et organisation aux affaires humaines pour laisser le monde dans un meilleur état qu'il ne l'avait trouvé. À cet égard, ses actions sont très différentes de celles de Washington. Washington voulait développer et améliorer des organisations qui fonctionneraient avec succès de manière autonome, sans son implication constante. Il prenait plaisir à voir les institutions qu'il avait créées et protégées fonctionner indépendamment, plutôt que de chercher le pouvoir personnel par le contrôle direct des affaires publiques. Alexandre, cependant, était toujours concentré sur l'expansion et le renforcement de son pouvoir. Il voulait se rendre encore plus puissant. Il n'a jamais considéré le bien-être des pays qu'il avait conquis, ni pris de mesures pour prévenir le chaos et les guerres civiles qu'il savait inévitablement survenir dans son vaste empire une fois son règne terminé. Le résultat fut tel qu'on pouvait s'y attendre. Le vaste territoire conquis par Alexandre fut déchiré par des guerres civiles brutales et prolongées pendant de nombreuses années après sa mort. Chaque général et gouverneur se battait pour conserver le pouvoir qui était resté entre leurs mains après la mort d'Alexandre, essayant de le défendre contre les autres. Ainsi, la destruction et la souffrance causées par ces conquêtes durèrent longtemps, alors que l'Europe et l'Asie se remettaient lentement et douloureusement. Cependant, à la mort d'Alexandre, ces généraux se rassemblèrent rapidement et tentèrent de nommer quelqu'un pour prendre le commandement immédiat. Ils discutèrent de cela pendant 1 semaine. Alexandre n'avait pas d'héritier légitime et il refusa de nommer un successeur avant sa mort. Il avait plusieurs épouses, mais l'une d'elles, nommée Roxane, donna naissance à un fils après sa mort. Ce fils fut plus tard choisi comme son successeur. Cependant, entre-temps, un parent nommé Aridée fut sélectionné par les généraux pour prendre le contrôle. Le choix d'Aridée fut une sorte d'accord.
Il n'avait aucune compétence ou capacité et fut choisi par les autres précisément pour cela. Chacun croyait que si quelqu'un d'aussi incompétent qu'Aridé était le roi nominal, il pourrait facilement prendre le contrôle du véritable pouvoir eux-mêmes. Aridé accepta la nomination, mais il ne réussit jamais à devenir roi autrement que de nom. Pendant ce temps, alors que la nouvelle de la mort d'Alexandre se répandait dans tout l'Empire, elle eut des effets différents sur différentes personnes et pouvoirs en fonction de leurs sentiments personnels envers Alexandre. Certains pleurèrent et lamentèrent sa mort, tandis que d'autres, qui avaient admiré sa grandeur et les choses magnifiques qu'il avait faites mais n'avaient pas personnellement souffert des conséquences, furent attristés par la nouvelle. D'autres, dont la vie avait été ruinée et dont les êtres chers avaient été détruits à la suite de ses victoires, furent heureux que la personne qui avait causé tant de douleur aux autres ait finalement fait face aux conséquences de ses actes. On s'attendait à ce que Sisygambis, la mère de Darius, qui était en deuil et veuve, soit l'une de celles qui se réjouirait le plus de la mort du conquérant. Cependant, l'histoire nous dit qu'elle pleura profondément et ne put trouver de réconfort pendant longtemps. Alexandre avait été un ami loyal et gentil pour elle, malgré le fait qu'il fût un ennemi implacable pour son fils. Il l'a toujours traité avec un grand respect et une grande gentillesse, répondant à tous ses besoins et assurant son confort et son bonheur. Elle en était venue à le considérer et à l'aimer comme un fils. En fait, il l'appelait toujours mère. Lorsqu'elle apprit qu'il n'était plus là, elle se sentit comme si son dernier protecteur sur terre avait disparu. Sa vie avait été remplie de souffrances et de tristesse, et cette tragédie finale la fit dépérir, constamment agitée et affligée. Elle perdit tout désir de nourriture et refusa de manger, comme d'autres qui traversent une grande douleur mentale. 6 amis et serviteurs lui proposèrent de la nourriture, mais elle refusa. Finalement, elle décéda. Certaines personnes dirent qu'elle ne mangea pas et se laissa mourir de faim. Cependant, il était plus probable qu'elle mourût de tristesse et de désespoir parce qu'elle était restée seule et sans amis dans ces dernières années plutôt que de faim. En contraste frappant avec la scène triste dans le palais de Sisygambis, il y avait une manifestation de célébration sauvage et joyeuse dans les rues et les lieux publics d'Athènes lorsqu'ils reçurent la nouvelle de la mort du puissant roi macédonien. La cité-État athénienne, ainsi que d'autres États du sud de la Grèce, avaient accepté à contre-cœur la règle de Macédoine. Ils s'étaient battus contre Philippe et Alexandre. Bien que la vengeance brutale d'Alexandre sur Thèbes eût temporairement réprimé leur opposition, ils n'étaient jamais vraiment vaincus. Démosthène, l'orateur influent qui avait parlé contre les rois macédoniens, avait été exilé et toute manifestation publique de mécontentement était réprimée. Le mécontentement et l'hostilité existaient toujours, aussi forts que jamais, et étaient prêts à éclater à nouveau, avec encore plus de violence, une fois que la puissance redoutée d'Alexandre ne serait plus une menace. Ainsi, lorsque la rumeur atteignit Athènes, d'abord juste une rumeur, qu'Alexandre était mort à Babylone, toute la ville fut remplie d'une joie tumultueuse. Les gens se rassemblèrent dans les espaces publics et célébrèrent et parlèrent passionnément entre eux avec une grande joie. Ils voulaient déclarer leur indépendance et commencer immédiatement une guerre contre Macédoine. Cependant, certains des conseillers plus âgés et plus sages étaient plus posés et calmes. Ils suggérèrent un court délai pour vérifier l'exactitude de la nouvelle. Phocion, un homme d'État respecté, tenta de calmer l'excitation du peuple. Phocion dit « Ne soyons pas précipités, nous avons tout notre temps. Si Alexandre est vraiment décédé aujourd'hui, il le sera encore demain et les jours suivants. Cela nous donne amplement le temps de prendre des décisions réfléchies et prudentes. » Aussi vrai que cette perspective l'était, elle contenait trop de critiques et de moqueries pour avoir un impact significatif sur son public visé. Le peuple était déterminé à aller à la guerre. Ils envoyèrent des représentants à tous les États du Péloponnèse pour s'allier, à la fois pour la défense et l'offensive, contre la Macédoine. Ils rappelèrent Démosthène de l'exil et mirent en œuvre toutes les préparations militaires nécessaires pour établir et protéger leur indépendance. Les conséquences de tout cela auraient été très graves si la rumeur de la mort d'Alexandre s'était avérée fausse.
heureusement pour Démosthène et les Athéniens, elle fut bientôt confirmée. Le retour de Démosthène dans la ville fut comme l'entrée triomphale d'un conquérant victorieux. Au moment où il fut rappelé, il se trouvait sur l'île d'Égine, à environ 64 km au sud-ouest d'Athènes, dans l'un des golfes de la mer Égée. Ils envoyèrent une galère publique pour le chercher et l'amener à terre. C'était une galère à 3 rangs de rames et était décorée de manière à montrer le respect à un invité important. Athènes est située un peu loin de la mer et possède un petit port appelé le Pirée sur le rivage. Il y a une longue avenue droite qui relie le port et la ville. Démosthène arriva au Pirée par bateau. Tous les chefs civils et religieux de la ville se rendirent au port en grande procession pour saluer et accueillir l'exilé à son arrivée. Beaucoup de gens de la ville suivirent également pour voir l'événement et participer à la célébration. Pendant ce temps, il faisait également de grandes préparations pour les funérailles d'Alexandre, avec beaucoup de magnificence et de splendeur. Il leur fallut 2 ans pour terminer. D'abord, le corps fut embaumé en utilisant l'art égyptien et chaldéen. Ensuite, il fut placé dans un sarcophage pour être emmené à son dernier repos. Pour rappel, Alexandre avait instruit qu'il devrait être amené au temple de Jupiter Ammon dans l'oasis égyptienne, où il avait été déclaré fils d'un dieu. Il est difficile de croire que quelqu'un d'aussi intelligent que lui croirait en une superstition aussi ridicule que le conte de sa naissance divine. Ainsi, nous pouvons supposer qu'il a donné cette instruction pour s'assurer que son site d'enterrement renforcerait la croyance de sa nature extraordinaire dans l'esprit des gens. En tout cas, telles étaient ses instructions, et les autorités à Babylone, qui restaient au pouvoir après sa mort, étaient prêtes à les exécuter. C'était un long voyage. Transporter un corps de Babylone aux frontières orientales de l'Égypte, sur une distance de 1000 milles, dans un cortège funèbre, peu après la mort, et dès que les préparatifs étaient terminés, était peut-être l'un des plans d'enterrement les plus impressionnants jamais réalisés. Cela a un événement similaire au transfert du corps de Napoléon de Sainte-Hélène à Paris, bien que cela n'ait pas été un enterrement, mais un transfert. Le cortège d'Alexandre était une simple marche funèbre, allant du palais où il est mort au cimetière approprié, un voyage de 1000 milles, certes, mais tout dans ses terres. L'importance en venait de la grande échelle sur laquelle tous ceux qui étaient liés au grand leader étaient réalisés. Cependant, c'était essentiellement juste un mouvement de sa maison au terrain d'enterrement sur ses propriétés. Un chariot vraiment grand et élégant fut fabriqué pour transporter le corps. Les descriptions de la richesse et de la beauté de ce véhicule sont presque incroyables. Les rayons et les poignées des roues étaient recouverts d'or, et les parties des essieux qui pouvaient être vues à l'extérieur au centre des roues étaient décorées de grands ornements dorés. Les roues et les arbres d'essieux étaient très grands et éloignés l'un de l'autre. Ils soutenaient une plateforme ou un plancher pour le chariot qui faisait 12 pieds de large et 18 pieds de long. Sur cette plateforme, il y avait un beau pavillon avec des colonnes ioniques. Il était décoré de pourpre et d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'intérieur était comme un appartement partiellement ouvert, rempli de belles gemmes et pierres précieuses. La zone de 12 pieds sur 18 faisait une pièce de taille décente, avec assez d'espace pour tout ce qui était nécessaire à l'intérieur. Il y avait un trône surélevé avec des marches et une plateforme. Le trône était finement sculpté et décoré d'or. Il était vide, mais il y avait des couronnes représentant les nations qu'Alexandre avait gouvernées accrochées dessus. Au bas du trône se trouvait un cercueil, prétendument en or massif. Le cercueil contenait le corps et une grande quantité d'épices et de parfums coûteux qui emplissaient l'air de leurs parfums. Les armes qu'Alexandre portait étaient exposées devant, avec le cercueil et le trône. Autour du chariot se trouvaient des figures sculptées appelées bas-reliefs, montrant Alexandre et ses compagnons militaires. Il y avait des colonnes de Macédoine, des escadrons de Perse, des éléphants d'Inde, des troupes de cavalerie et d'autres symboles représentant la grandeur et la puissance du héros défunt. Autour du pavillon, il y avait également une bordure de dentelle dorée avec des cloches attachées qui sonnaient tristement alors que le chariot avançait. Une longue file de 64 mules, disposées par groupes de 4, tirait ce lourd chariot.
6 mules étaient choisies pour leur grande taille et leur force. Elles étaient magnifiquement ornées de colliers montés en or et de harnais, décorés de pierres précieuses. Avant que le cortège ne parte de Babylone, un groupe de travailleurs et de constructeurs partit en avance pour réparer les routes, renforcer les ponts et dégager les obstacles le long de l'itinéraire entier où le cortège allait passer. Finalement, lorsque tout fut prêt, le grand cortège commença à bouger et sortit par les portes de Babylone. Il est impossible de décrire l'immense foule de personnes qui se rassemblèrent pour le voir partir et qui bordaient l'itinéraire alors qu'il se frayait lentement son chemin de ville en ville. Malgré le spectacle impressionnant, le corps n'atteignit jamais sa destination prévue. Ptolémée, le dirigeant de l'Égypte après que l'empire d'Alexandre fut divisé, envoya un grand groupe de soldats à la rencontre du cortège funèbre à son entrée en Égypte. Il décida, pour une raison inconnue, que le corps devait être enterré dans la ville d'Alexandrie. Il y fut placé et un grand monument fut construit au-dessus. On dit que ce monument resta debout pendant 1500 ans, mais il n'en reste rien aujourd'hui. La ville d'Alexandrie, cependant, est le véritable monument du conquérant. Le plus grand et le meilleur, peut-être, que tout conquérant ait jamais laissé derrière lui. C'est un monument que le temps ne détruira pas. Sa localisation et sa nature, comme Alexandre l'avait prévu, assurent son existence éternelle. Alexandre a mérité le titre de « le Grand », car il possédait des capacités exceptionnelles qui le distinguaient des autres.